Okay, ready. Good morning to you all. If everyone could just please be seated and we can start. All right. Once again, we are a little behind on schedule, but let's hope we can move along pretty quickly and we can still make our program. Sorry for that. Okay, so to start off today, thank you again for joining us on the second day of the meeting. So to start off this morning, we have session 3, which would be the state of play for the effective implementation of the AFCFTA. So our moderator for this morning would be from the UNECA team, Mr. Jean-Paul Adam, Director for Technology, Climate Change and Natural Resources. He has come all the way from COP just to join us for this session. So please give him a warm welcome. Good morning, everyone, and thank you very much all for joining and also for the welcome. I'm just adjusting to being back home as I'm also from Seychelles, so I'm very pleased to be here and adjusting from Sharm el Sheikh. So since we are in Seychelles, mon besoin dit zot bienvenue en créole. I have to say welcome to you all in Creole, even if very briefly, and I hope you will pick up a few words of Creole before you leave. So this session is about the state of play of implementation on the African Continental Free Trade Area, which is one of the essential mechanisms which will allow us to achieve the goals that we have set out in the theme of this Committee of Experts meeting on resilience, on diversification. The AFCFTA is the vehicle that will allow us to address many of these issues. We are very tight on time, and so I will ask all of the presenters to be very disciplined and to be within 10 minutes if possible, with the option for a little bit of overlap. And we will start immediately with Emmanuel Mbaga from the AFCFTA Secretariat, who will present to us on the state of play for implementation of the AFCFTA in terms of opportunities and challenges. Emmanuel, à vous la parole. Yeah, I'm downloading it. Là. Attends, je dois d'abord. Parce que je dois partager ça en Zoom. Que les autres vont y. Puisse voir, ouais. Oui.
we okay? Not yet. What's the problem? There is a problem with your computer. Would it be useful to maybe start and then, I don't know, I'm not sure how technically problematic it might be, how long it might take, but because we are tight on time, maybe you can start, and if someone can then try and set it up while you are speaking. And oh, you need time? Okay, do what you need to do. But since I'm moderating the session, I'm going to be blamed when we don't deliver so on time. So this is why. Bon, je crois qu'on va. Okay. Yeah. Bon, on a vraiment des petits soucis techniques ce matin. Bien, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Donc, je suis Mbarga Emmanuel, je suis du secrétariat de l'ECAF. Je suis responsable principal accès au marché et conseiller régional pour l'Afrique centrale. Alors, voici les points de notre exposé qui va aller vite parce que le président a demandé, le modérateur a demandé qu'on aille assez rapidement. Alors, le premier point sur les signatures et les ratifications. Il faut dire que pour ce qui est des signatures, c'est allé très vite. 54 pays ont signé et il n'y a plus que l'Érythrée qui manque à l'appel. 44 pays africains ont aussi ratifié et déposé les instruments de ratification. Donc, nous avons aujourd'hui 44 États partis par rapport à la zone de libre-échange continentale. Alors, pour ce qui est des listes de concessions tarifaires, voici le tableau qui vous est présenté. 46 pays ont déposé leur liste et 31 listes ont été techniquement vérifiées. En cours de vérification, il y en a 15 et il y a 9 pays qui n'ont pas encore déposé leurs instruments. Je rappelle qu'ici, c'est soit des pays pris de manière individuelle ou alors les unions douanières, la CEMAC, la SACU, la CEDEAO, la East African Community. Donc, ce sont des unions douanières qui ont déposé les listes de manière consensuelle. Maintenant, pour ce qui est des règles d'origine,
ça c'est un autre point de la mise en œuvre, eh bien, elles sont conclues aujourd'hui à hauteur de 88,1% de lignes tarifaires. Il y a un manuel qui aussi a été élaboré. Comme réglementation additionnelle, nous avons les zones économiques spéciales. On va peut-être en parler cet après-midi. Et puis, les industries naissantes qui ne sont pas encore traitées. Maintenant, j'en viens aux mesures non tarifaires. Mesures non tarifaires, en commençant par les barrières non tarifaires. Ici, il s'agit de mettre en œuvre l'annexe 5 du protocole sur le commerce des marchandises. En tant que travail accompli, il y a eu la mise en place d'un programme sur les BNT, la création de mécanismes en ligne d'identification, n'est-ce pas, de traitement et d'élimination de ces barrières-là. Pour ce qui est des OTC, les obstacles techniques au commerce, l'annexe 6, c'est l'annexe 6 du protocole sur le commerce des marchandises. Eh bien, elle parle cette annexe-là de l'accréditation, de la métrologie, l'évaluation de la conformité, l'élimination des barrières non justifiées, les questions de transparence, mais aussi les questions liées à la reconnaissance mutuelle. Il y a aussi un grand travail qui a déjà été accompli, comme vous le voyez sur le tableau. Le dernier point sur les mesures non tarifaires, ce sont les mesures sanitaires et phytosanitaires. Là aussi, un plan de travail a été élaboré et le secrétariat dialogue aujourd'hui avec un certain nombre d'organisations internationales, n'est-ce pas, pour avoir les domaines de coopération. Maintenant, j'en viens au commerce des services. Je dois dire qu'à ce niveau, les choses vont aussi assez vite. Il y a 46 pays africains qui ont déposé leur liste de concessions tarifaires, leurs offres d'accès au marché. Peut-être pour expliquer un tout petit peu, à ce niveau-là, les négociations se passent en deux parties. Il y a d'abord les offres d'accès au marché qu'on négocie et la deuxième partie, ce seront les cadres de coopération réglementaires pour chacun des secteurs. Dans la nomenclature internationale, nous avons un certain nombre de secteurs, ils sont au nombre de 12. Donc, on a pris 5 premiers secteurs qui sont appelés secteurs prioritaires. Il s'agit ici des secteurs de la communication, secteur financier, services fournis aux entreprises, les services de transport, les services de tourisme et de voyage. Donc, voilà les 5 secteurs prioritaires sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, étant entendu que les 7 autres secteurs, n'est-ce pas, vont venir dans la deuxième phase. Et au plan opérationnel, eh bien, comme je l'ai dit, on a commencé par donc négocier les listes de concessions tarifaires et après, donc, on aura les cadres de coopération réglementaire. Donc, voilà un peu la situation au plan technique, comment les choses se négocient. Et le travail en cours, donc, en dehors des 22, les noms sont là au tableau, 22 pays dont les listes ont déjà été vérifiées. Eh bien, il en manque 24 qui sont en cours. Et il faudra aussi citer les 9 pays qui n'ont pas encore déposé leurs offres de coopération, leur liste d'accès leurs offres d'accès au marché, ou bien liste de concessions tarifaires. Donc, voilà où on en est. Évidemment, il faudra s'occuper des 7 autres secteurs qu'on n'a pas encore touchés jusqu'à présent. J'en viens maintenant au mécanisme de règlement des différends. Là aussi, les choses ont avancé au niveau de la mise en œuvre. L'article 2, n'est-ce pas, du protocole est dédié parle, n'est-ce pas, de la transparence, de la justice. Il faudrait que ce soit équitable, prévisible et consistant. Donc, voilà un peu ce que dit l'article 2 par rapport au mécanisme. En tant que mécanisme, eh bien, il y a un organe de règlement des différends. On a fait un peu comme à l'OMC, mais en adaptant les choses au niveau de l'Afrique. Donc, les choses vont assez rapidement aussi. Un groupe d'experts a déjà été mis en place. Les membres de l'ORD, l'organe de règlement des différends, ont été désignés. Et ce qui se passe actuellement, c'est le choix, n'est-ce pas, des membres de l'organe d'appel. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième phase des négociations, là aussi, les nouvelles sont assez bonnes. Tout récemment, le 27 à Libreville, le 27 octobre à Libreville, eh bien, les ministres ont adopté, n'est-ce pas, 3 protocoles sur les investissements, la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle. Donc, ce qui reste aujourd'hui en cours, n'est-ce pas, c'est le commerce électronique et les femmes et les jeunes. Vous voyez que ces 5 domaines, n'est-ce pas, que nous avons ici au tableau, viennent s'ajouter aux 2 domaines dont on a parlé, n'est-ce pas, au début, à savoir le commerce des marchandises, mais aussi le commerce des services. Donc, l'accord est vraiment un accord vaste. Et les chefs d'État ont voulu que ce soit vaste avec des ambitions importantes. Donc, voilà un peu pour ce qui est la deuxième phase
ce qui en est. Et ces 3 protocoles-là vont être entérinés par les chefs d'État dans le cadre d'une conférence qui sera organisée ce mois au Niger. Alors maintenant, pour ce qui est des instruments, on a développé un certain nombre d'instruments. Là aussi, comme vous le voyez, vous avez le site web de la ZLECAF qui est lié au site de l'Union africaine. Vous avez ce qu'on appelle le livre tarifaire, le e-tarif book en ligne. Il vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir, quand vous voulez exporter, d'avoir comment est-ce que les pays ont fixé les produits dans les catégories. En gros, il y a 3 catégories. Catégorie A, 90% des lignes tarifaires. Catégorie B, c'est la liste, n'est-ce pas, des produits sensibles. Et la catégorie C, ça, c'est la liste d'exclusion. Donc, c'est 97 et 3% dans l'autre que j'ai donné. Donc, c'est un pays, lorsque le pays fait son offre, il choisit de mettre par rapport aux modalités un produit dans la catégorie A, ou bien le met dans la catégorie B, ou alors il le met dans la catégorie C. Donc, quand vous entrez sur ces sites, eh bien, il vous renseigne sur tous ces aspects avec, n'est-ce pas, les droits de douane qui sont attachés. Il y a les documents commerciaux. Là aussi, ce sont des documents spécifiques. Certificat d'origine, la déclaration d'origine, la déclaration des producteurs. Donc, si vous voulez exporter dans le cas de la ZLECAF, vous devez utiliser automatiquement ces documents-là. Il y a le manuel des règles d'origine qui a déjà été élaboré. Le mécanisme, je l'ai dit, pour les barrières non tarifaires. Maintenant, il y a des instruments importants. La facilité d'ajustement que nous négocions avec Exim Bank parce qu'il y a des pertes, n'est-ce pas, des recettes. Donc, si un pays a des difficultés, eh bien, il peut négocier et voir comment est-ce qu'on peut financer ces difficultés-là à travers des prêts qui sont affectés. Maintenant, il y a le système panafricain de paiement. Et je vais en dire un mot. C'est un système important, effectivement, parce qu'il permet de faciliter les transactions commerciales au niveau de la ZLECAF. En gros, s'il y a une transaction entre le Cameroun et les Seychelles, le Cameroun, c'est le franc CFA. Donc, si c'est le Cameroun qui importe, le Cameroun va gérer, il va payer en franc CFA et les Seychelles aussi vont devoir payer en monnaie locale. Donc, voilà un peu, n'est-ce pas, la facilité qui a été accordée. Et là-dedans, nous allons voir que les choses avancent. Il y a déjà 16 banques commerciales, n'est-ce pas, qui sont arrimées au système. Évidemment, Exim Bank est en train de continuer à travailler avec les autres banques commerciales. Il y a eu un projet pilote du côté de l'Afrique de l'Ouest qui a très bien marché. On va aussi impliquer les banques centrales. S'il y a des questions peut-être là-dessus, on va y revenir. Maintenant, l'initiative du commerce guidé de la ZLECAF. Commençons par parler du contexte. Vous devez savoir que les chefs d'État ont demandé que les échanges commerciaux commencent au 1er janvier 2021. Donc, c'est à partir de cette date-là, en réalité, que le démantèlement tarifaire a commencé. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la 2e année. Je prends par exemple un produit, le thé, qui est de 10%. Donc, si ça doit être démantelé sur 10 ans, vous divisez 10 par 10, ça fait 1. Donc, chaque année, 1% part. Donc, si c'est 10% sur 10 ans, ça veut dire que nous sommes déjà à 8%. Le 1er janvier 2023, ce sera à 7% jusqu'à ce que le taux s'annule. Voilà un peu comment les choses se font. Donc, même les pays qui n'ont pas encore commencé le commerce, eh bien, qu'ils sachent que le démantèlement tarifaire a commencé. Au moment où ils vont rejoindre, n'est-ce pas, le système, eh bien, ils vont appliquer plusieurs coupes à la fois. Donc, ceux qui font le commerce aujourd'hui appliquent 2. 1er janvier 2021, 1er janvier 2022. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on a expérimenté, n'est-ce pas, dans le cadre de la ZLECAF. Et Emmanuel, juste à noter que nous sommes à 10 minutes. Oui. Alors, si on peut... bon, je vous donne quelques minutes peut-être pour terminer. C'est très intéressant, c'est juste que nous avons un vrai souci du temps. Alors, merci beaucoup. J'espère, monsieur le modérateur, que vous n'avez pas compté les minutes pendant qu'on... Ah non, je vous assure, okay. Ça fait 10 minutes. Voilà, merci. Donc ça, c'est l'initiative du commerce guidé, n'est-ce pas, qui a été lancée par le secrétariat pour résoudre donc ce problème parce que les échanges ne commençaient pas. Eh bien, nous allons nous rendre compte que 7 pays, n'est-ce pas, ont pris part à cette initiative. Vous les voyez au tableau là, est-ce qu'ils sont là? Donc, il s'agissait du Cameroun, du Ghana, voilà, Maurice, Rwanda, Tanzanie. En fait, ces 7 pays représentaient toutes les 5 régions, n'est-ce pas, du continent. Ça veut donc dire que le commerce aujourd'hui peut se faire, n'est-ce pas, entre les différentes régions, véritablement.
Donc, c'est ce que l'initiative nous a montré. Vous aurez le document, comme le modérateur nous a donné quelques minutes encore. Alors, il y a des leçons à tirer, n'est-ce pas? Leçons à tirer par rapport à cette initiative-là. Ils sont au tableau. La première leçon, c'est que le cadre légal est prêt, n'est-ce pas, pour qu'on fasse le commerce. Donc, l'initiative nous l'a démontré. Une autre raison, c'est qu'il faut des arrangements domestiques. Il faut pouvoir accompagner, n'est-ce pas, les entreprises qui doivent faire le commerce. Il faut des programmes intensifs, n'est-ce pas, en matière de sensibilisation. Parce qu'on a remarqué, lorsqu'on faisait cette initiative-là, on discutait avec les opérateurs économiques, eh bien, ils n'étaient pas tout à fait renseignés par rapport au processus, véritablement. Donc, toutes ces leçons, le document va vous être partagé. Alors, maintenant, j'en viens à la voie à suivre. Alors, nous avons fait l'initiative au niveau du secrétariat. Eh bien, la première chose à dire, c'est qu'il faut qu'on continue avec les 7 pays, n'est-ce pas, qui sont dans l'initiative et qui ont participé dans l'initiative, n'est-ce pas, en délivrant des certificats d'origine, en faisant du commerce. On a vraiment vu des produits qui ont été vendus, des produits qui ont été achetés, n'est-ce pas, par rapport à ces 7-là. Et je crois qu'on a eu droit à 93 opérations commerciales, n'est-ce pas, en tant qu'opportunité, avec un certain nombre de produits, le thé, le café, la viande transformée, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce qu'il y en est. Maintenant, le dernier mot par rapport à la voie à suivre, c'est que maintenant, il faut travailler avec les autres États parce que les chefs d'État ont dit que la ZLECAf est un projet inclusif. Donc, il faut que tout le monde participe. Donc, ce n'est pas une affaire simplement de 7 pays. Donc, il faut que les 7 autres pays viennent rejoindre. Et pour que ces 7 pays rejoignent, eh bien, évidemment, il y a un certain nombre de diligences à faire au niveau national. Il faut que la loi des finances contienne, n'est-ce pas, les lignes de concession tarifaire. Il faut que les signatures soient déposées au niveau du secrétariat par rapport aux règles d'origine. Il faut mettre en place un comité national. Donc, il y a un certain nombre de diligences au plan national qui doivent être accomplies, n'est-ce pas, pour que le pays puisse rejoindre l'initiative et participer donc de manière effective, n'est-ce pas, au développement des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf. Donc, voilà, mesdames et messieurs, les informations qu'on a voulu vous donner par rapport à la mise en œuvre, à l'état actuel, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. C'est la fin. Je ne dirai plus rien parce que j'en ai terminé. Merci beaucoup, Emmanuel, et merci beaucoup pour cette présentation très claire. Et je vois qu'il y a toujours une négociation, par exemple, pour avoir un peu plus de temps. C'est l'esprit de la ZLECAf, hein, c'est de négocier et de trouver une solution gagnant-gagnant. Nous allons maintenant à la prochaine présentation. I would like to invite my colleague, Robert Lesingue, the director for the private sector division, who will be presenting on the transport sector and the AFCFTA and how this is an enabler for the development of regional value chains, for the development of industrialization and diversification of African economies. So Robert, if you can try to be within 10 minutes, I think everyone remembers that you were a tough moderator yesterday. So we will expect you to show a very good example. Thank you so much, Jean-Paul. I think while he's trying to fix my presentation, let me say that trade and transport have a two-way relationship. Transport facilitates trade, but trade also provides huge business opportunities for the transport sector. I think Mama would want me to talk about the opportunities that trade, the African Continental Free Trade Area, provides for the transport sector in the context of regional value chain, but also in the context of industrialization. So I'm going to try to present a study that ICSOE has done on the AFCFTA and demand for transport infrastructure and services. And you could find the full study. I think I will share the link before we leave here. Now, yes. This slide that you see here just shows you the impact of the Continental Free Trade Area. And this is research that is done by ICSOE, my colleagues at the Regional Integration and Trade Division. We are expecting to see more than 40% increase in intra-African trade if we implement the Continental Free Trade Area. And we can see that pretty much all sectors. Here you see agri-food, 41% increase expected by 2045.
Services, where transport lies, we're expecting to see 39% increase in intra-African trade. Industry, the same, 39%. But I think what is interesting, if you look at the sub sectors there, you could see tourism and transport is expecting to see a significant increase in intra-African trade. In fact, we're expecting to see about 50% increase in intra-African trade and in transport services. And we're also seeing that in trading services in general, the increase that we see, about 25% of that would be in transport. Now, based on that, what ICSOE has done is to try to answer the following questions. How will the implementation of the Continental Free Trade Area affect demand for transport infrastructure and services? What would be the demand for different modes of transport, and what are the implications for investment, which is the purpose of this presentation, I think. And I think finally, what would be the infrastructure and equipment needs for different transport modes? And here I will try to talk about how many trucks would we need if we implement the Continental Free Trade Area, how many vessels, how many aircraft, and how many train wagons would we need on the continent between now and 2030. Now, let's start with road transport, because I'm going to look at different modes of transport: road, rail, maritime, and air transport. So starting with road transport, we're seeing that, something I didn't say, and let me say quickly, what we did is we look at 4 scenarios. The first scenario, you implement the Continental Free Trade Area, but you do nothing about existing infrastructure. The second scenario, you implement the Free Trade Area, but you also implement Africa's regional infrastructure programs, like the Program for Infrastructure Development in Africa. And I think that is the scenario that I really want to focus here today, because that's what the African Union wants to do. And so if you, and the baseline, I should also say, is 2019, and the horizon is 2030. And we do in fact, 2-stage modeling, gravity model to look at trade flows between African countries, but also freight model to look at the choice of transport that you will need. And so if you know the trade flows between origin and destinations, and you know the choice of transport, you can begin to quantify the equipment in terms of trucks, rail wagons, aircraft, and vessels. And that, if you do that, you will find out that if you implement the Continental Free Trade Area, you're going to need about 1.8 million trucks between now and 2030 to accommodate the anticipated growth in trade as a result of the Continental Free Trade Area. If you implement the Continental Free Trade Area, and at the same time, you implement the regional infrastructure programs on the continent, we're seeing that we're going to need about 1.9 million additional trucks on the continent between now and 2030. This is a huge investment opportunity. Why can't some of these trucks, for instance, be manufactured in Africa? We're talking about electric vehicles. Is there scope for some of these trucks to be electric vehicles? What does this mean for the battery initiative that we're talking about in Zambia and DRC, etc.? Now we look at the distribution of these additional trucks we're talking about on the continent. And we do find out that 39% of these would be within West Africa. So huge intra-African trade in West Africa. We're also seeing that there will be a big movement between West and Southern Africa, and also from Southern Africa to West Africa. So a lot of this anticipated increase in trucks would be movements within these regions. Now, if we move quickly to rail, what we are seeing is that if you implement the Continental Free Trade Area by 2030, this is the demand for wagons that we are seeing on the continent. And this is for bulk cargo
Here we're talking about container cargo, but altogether we're talking about a demand of 150,000 rail wagons on the continent. And this is also investment opportunities. Countries like South Africa that want to manufacture wagons have huge opportunities here. Moving quickly. And this is where we see the distribution of the demand. And you see that 49% again within West Africa, within Southern Africa, we're going to see a huge demand for rail transport as well, and Northern Africa. I think what is missing, you may be asking yourself, well, this is a meeting for Central and Eastern Africa, and so far, we've not really seen them feature prominently in the picture. So now let's move to maritime transport, and this is the demand for maritime vessels on the continent. I think something I should say is Africa has more than 39 coastal countries because we have just like 16 landlocked countries. So it makes sense that intra-African trade takes place by sea because a lot of these coastal countries, their capital cities are also are port cities. But surprisingly, and we don't say a lot about this, more than 20% already of intra-African trade is by maritime transport. And we are seeing scope for increase in intra-African trade in maritime transport. So more than 24% we're estimating will take place by maritime transport. This is an opportunity for African ship owners as well, because we don't really feature prominently in maritime transport. And we go here to see the distribution of demand for maritime transport as a result of continental free trade area. 35% here, you see that is in Northern Africa. We're going to see some share of this movement by maritime transport between North and East Africa, and also between North and West Africa. There will be some increased trade that will be taking place by maritime transport. I don't have time. We would have gone into the factors that determine what mode of transport people use. Now, finally, this is air transport. We're saying that if we implement the continental free trade area, by 2030, we're going to see a huge demand for aircraft, 254 additional aircraft to carry the cargo. I think there are some goods that make sense more to be transported by air, perishable goods, high quality goods, and we're going to see an increase in demand of aircraft to carry such cargo. Now, in terms of distribution, within West Africa again, we've seen a huge demand for additional aircraft. From North to West Africa, we see some significant share there as well. And within Southern Africa. I think you see that I've spoken mostly about the equipment. I didn't show you the critical infrastructure. If I did, you would have seen that that's where a lot of demand is required in Eastern and Central Africa. Critical infrastructure are those that you need significant upgrade to accommodate the increased demand in trade. So you see that in Cameroon, Central African Republic, in Ethiopia, you have this critical infrastructure where you will need to invest more than 80 billion US dollars, we estimate, to accommodate for this critical infrastructure. So what I've shown you is the equipment, the need for trucks, maritime vehicles, aircraft. I didn't talk about the infrastructure where your region is really not doing very well if we want to take advantage of the continental free trade area. And I'm going towards the end. This, just to put what I've said in dollar terms, investment terms. So what amount of money do we need to acquire all this equipment I'm talking about? And we find out that trucks to
carry bulk cargo, we already need 291 billion US dollars by 2030. This is a huge investment opportunities to manufacture trucks for parts of such vehicles. For container trucks, we need 53 billion dollars. For airplane, 25 billion dollars for the 243 planes I was talking about. Rail wagons, 26 billion. So this is huge investment opportunity. For the roads that I spoke about, we are estimating that we need between 30 billion and 80 billion US dollars. And most of this is going to be investment in Eastern and Central African countries. So I think probably, well, I will not just let me just stop here with the implications of increased demand for transport. First, there's huge business opportunity. Hopefully, I've made that case to develop infrastructure, to manufacture trucks, to manufacture rail wagons. There's huge opportunity for maritime industry, African ship owners to take advantage. Investment opportunities in the battery sector, because we're thinking that going forward, we'll hear more about electric vehicles. And finally, there's implication for safety and the environment. Everything being okay, more than 80% of vehicles in Africa today are imported from Europe. These are used vehicles. And if we don't regulate our standards, we expect that there may be unintended consequences in terms of safety, road accidents, but also the environment that Jean-Paul will know well because of the pollution from these used vehicles. Thank you. Thank you, Robert. I didn't stop you at 10. You finished at 12, which is not too bad. Thank you so much. And anticipating questions that will come up, I think in particular, based on this data, we want to see how this can be linked to investment in the production and infrastructure, the production of actual vehicles, whether they be trucks and so on within our region, leveraging the AFCFTA, and also the infrastructure, which you didn't go into detail on, but I think that data is available and it might be something that can be shared with participants. We will now go to our next presenter, Maktar Sek, the Chief of Section for Technology Section in the Division on Technology, Climate Change and Natural Resources, who will speak about the ATEX platform, the Africa Trade Exchange platform, as a tool to connect demand to supply and foster trade under the AFCFTA. Maktar, vous avez la parole. Merci de rester dans les 10 minutes. Bonjour, good morning to everybody. La présentation va être axée sur la plateforme, on appelle ça ATEX en anglais, African Trade Exchange Platform, la plateforme intra-african commerce pour l'Afrique. D'abord, je vais vous donner un historique d'où vient l'idée de cette plateforme. Bon, durant la pandémie de la COVID-19, on a eu apparaître beaucoup d'innovations au niveau du continent africain. Et ces innovations étaient axées sur les nouvelles technologies. Et la CIA a initié 2 grands projets pour combattre... There's no translation. You don't have the translation. Il faut décompter ça sur mon temps. Okay, maybe you could continue in English, Maktar, because I believe the English to French was working, I believe, from the previous session. So maybe you can continue in English, and then while we try and solve this issue. Let me continue in English. If when the technology... Et si on peut juste confirmer les francophones que l'anglais et le français, ça marche? Oui.
Hein? Ça marche. Okay, carry on in English then, please. Thank you. L'anglais, français, ça marche. D'accord, très bien. Donc, as the beginning, we have, during the COVID pandemic, we have a lot of innovation in the continent. And most of the innovation were focused how to use digital technology to fight against the pandemic. And at ICSOE, we developed two very big initiatives. The first one was the African Communication Information Platform to provide information about the COVID to the population. And we have seen the impact of this platform to fight COVID. I give you an example in Congo. Congo launched this platform based on access to mobile phone to get information, how to protect against this COVID, where we go if we have this disease. And Congo Brazzaville, it is a good example to use this platform. After that, during the COVID, everybody remember we have a lot of problem on medical tools. We don't have a face mask at the beginning in the continent. You have several equipment, we don't have it in the continent. We think we don't have in the continent. And when we do our investigation, we have seen a lot of company working in Africa, medical company to develop this kit, this equipment. And we develop this African medical supply platform. I call it AMSP, to provide opportunity for African country to sell product made by African to fight against COVID. And this platform was a very success because even the Caribbean come to this platform to order several equipment made in Africa, and this equipment generate more than $100 billion per month. It was developed by ICSOE. And in the previous presentation of Robert, I think you have seen the FCTA will contribute to 40% of the Africa and trade. And we think about, let us use digital technology to make this happen. And why is this idea of ATEX coming? ATEX, it is a B2B and B2G platform, B2B business to business or business to government. I'm not going to in the detail of this because it's more technical. And this platform was developed by ICSOE in collaboration with Afrizim Bank, the African Union, as well as the AFCTA Secretariat. One objective is for the platform, it is at the beginning to improve the cross-border trade and provide business quality with all seller and buyer in the continent. It was open also opportunity for the intra-trade African, it's based on the rule of origin, the use of the platform. It is not an open platform. We have to follow the rule of the FCTA. It was at the beginning the objective. When we finalize the project, it's coming this Ukraine crisis. And we change a little bit the objective and to focus now how we can use this platform to deal with the challenge faced by African country on the Ukraine crisis, because you know we depend a lot of this country on some agriculture products like the fertilizer, and we use this platform to sell fertilizer among the continent. And as of today, we have more than 30 big company on board on this platform for selling and buying some fertilizer to respond to the need of African during this COVID crisis, this Ukraine crisis. And it is very successful when you look at the result we have since the launch of the platform in May 2022 in Dakar during our last conference of ministers. And let me go faster. And this platform it is a response to the implementation of the FCTA. I already gave you an explanation how this platform can contribute. But when you look at this platform, it's based on the digital technology. And we know digital trade can drive also the development of the continent because it is expected to be the e-economy
is expected to be $180 billion by 2025 and $712 in 2015. But to benefit to the all opportunity provided by this digital technologies platform, we have some challenge in Africa, and we need to invest in several areas. The first area, it is infrastructure. Because this platform is based on the digital technology, we need to have access to the infrastructure. We have to build our infrastructure. As you know, in Africa, we need to invest around $100 billion by 2030 to have access, to make this in universal access for everybody. What we call it, to leave no one unconnected by 2030, we need to invest $100 billion. And by 2030, we are going to have around 1 billion African to be connected, additional to be connected by 2030. And we need to develop this infrastructure. As you know, now Africa is the least unconnected country with 33% access to internet. And we have to make broadband everywhere in the continent by 2030 to get full benefits of this African trade exchange platform. Also, we have to improve our policy, to adopt our policy on the emerging technology, on the e-commerce. Yesterday, we had a presentation on the cryptocurrency. We need to develop the new policy on the fintech also, and to develop or to adapt our new our regulatory framework based on the African strategy framework we developed in 2020 in collaboration with African Union. We have a lot of emerging technology, Internet of Things, blockchain. Of course, we don't forget the issue of cybersecurity, who cost 10% of the Africa GDP now. It is a lot. We have to think about and to make a sound policy for the continent. Of course, we are very expensive on broadband cost, but when we put in place this infrastructure, this right policy, we open the market, we invest in the private sector, I think we're going to reduce the price, the access and affordability. And the digital skills is very important because we are going to use this vehicle to trade. We need to train people to give them skill to be ready for the fourth industrial revolution. Now, I can give you a quick update of the project, and you have an idea where we are now. It was launched in 2022, this year, by the President Macky Sall of Senegal during the African Minister of Finance meeting. And also, it is based on the rule of origin. It is very important. It is a difference of as a platform, we focus on the rule of origin. On this platform, all transactions should be based on the rule of origin. We have also started to use the platform with pulling some around 30 big companies in the continent, Dangote, OCP, and other one. And also we have several requests from other operators to join this platform. What we need also it is a message for all delegates here to make this ATEX fully operational. First, we have to ratify this FCTA for all countries if you want the success of this platform. Because second, we encourage also some company to register in the platform because now we have only 30 companies. I think it is a message you can convey in your respective country on your big company to be in this platform. Also, to share their demand with the ATEX Secretariat, because now we finalize the technical development of the platform. We already leave to Afrizim Bank, and now they are going to work with the FTA Secretariat. It is a message I would like to say today about ATEX. Thank you very much. Thank you very much, Makta, and thank you for your flexibility in switching languages. It's very much appreciated, and also for remaining within the time. We now will go to the
presentation from Mr. Sekou Bouya, International Consultant on Trade Negotiations and Agreements, for highlights of the AFCFTA strategy for ECAS. And if you can remain within 10 minutes, it'll be much appreciated. Is the interpretation working now from French to English? Est-ce que l'interprétation français-anglais marche? Oui. Okay, so interpretation is working now. So you can speak in English or in French. Ok. Merci, Monsieur le Président. En attendant que la technique se mette en place, je vais commencer un peu ma présentation pour gagner en temps. C'est une présentation en fait qui va porter sur les opportunités et les défis de la mise en œuvre de la ZLECAF en prenant l'exemple sur la région Afrique centrale. Dans la présentation, on aura 3 objectifs un peu à couvrir. Le premier objectif, c'est regarder quelles sont les opportunités que présente la ZLECAF, les opportunités que présente la ZLECAF pour la région, en particulier pour le secteur privé. Et le deuxième objectif, on va regarder quels sont les progrès réalisés en matière un peu de négociation, des progrès vraiment spécifiques un peu pour la région et sur les sujets déjà conclus dans la ZLECAF, mais également sur les sujets qui ne sont pas encore conclus au niveau de la ZLECAF, mais qui font partie un peu de la ZLECAF, parce que la stratégie ne va pas être réadaptée à tout le temps, chaque fois qu'il y a conclusion d'un sujet. Mais en fait, on va parler un peu de quelques recommandations pour la mise en œuvre. Et donc, sur le premier point, et quelles sont les opportunités? Bon, je vais donner un peu quelques chiffres, peut-être, mais je vais expliquer en fait de quoi il s'agit, comment on peut mesurer vraiment ces opportunités pour le secteur privé, de façon négociée un peu pour le secteur privé. Bon, la ZLECAF, comme ça a été présenté un peu par le secrétariat de la ZLECAF, il y a une mise en œuvre qui est échelonnée un peu dans le temps. Si on prend par exemple pour les PMA, ça va aller jusqu'à 2035. Et là, donc la question serait de voir par exemple en termes de revenus pour le secteur privé, quels seraient vraiment leurs revenus vraiment 2035 avec la ZLECAF et comparer cela avec le revenu que ce secteur privé gagnerait en 2035 à la fin de la période de mise en œuvre sans la ZLECAF. Donc c'est l'une des meilleures méthodes pour mesurer l'impact de la ZLECAF. Ce serait une mauvaise méthode de regarder, de comparer ce qui se passe entre 2035 et maintenant, parce que ce qui va se passer en 2035, il y a beaucoup de politiques qui peuvent agir autre que la ZLECAF. On ne peut pas attribuer tout cela à la ZLECAF. Donc l'une des meilleures méthodes pour mesurer un peu l'impact un peu de la ZLECAF, c'est regarder en 2035 qu'est-ce qui va se passer en termes de revenus pour le secteur privé avec la ZLECAF et comparer avec ce qui se passerait en 2035 sans la ZLECAF en termes de revenus pour le ZLECAF, faisant des projections. Bon, en fait, la Banque mondiale a fait un peu des calculs très intéressants en modélisation d'équilibre général. Voyons la situation que l'on obtient pour les différents pays que compose un peu la zone CUAC. Et donc, il y a des gains très importants. Et ce qui est important encore, comme on a dit, la ZLECAF, ce n'est pas encore fini. On peut avoir plusieurs scénarios ZLECAF. Une ZLECAF limitée seulement à la libéralisation tarifaire, uniquement. C'est ça un peu le scénario qui est en vert. Une ZLECAF va aussi limiter à la libéralisation tarifaire plus la réduction des barrières non tarifaires. Les barrières non tarifaires, on ne peut pas jamais les éliminer à 100%. On va supposer qu'on arrive à les éliminer à 50% seulement. C'est un peu l'hypothèse que l'on a pris. Et puis maintenant, une ZLECAF complète, approfondie, où il y aura, et c'est ça qui est en train de se passer, libéralisation tarifaire, réduction des barrières non tarifaires et plus la facilitation des échanges. Et c'est ça un peu le scénario en vert. Le scénario, pardon, en bleu. Et voyez donc ce scénario approfondi de la ZLECAF apportera beaucoup plus en termes de revenus pour le secteur privé qu'une ZLECAF limitée seulement à la réduction tarifaire ou à la réduction tarifaire plus la réduction des barrières non tarifaires. Donc c'est important pour le secteur privé de soutenir une ZLECAF plus approfondie. Et c'est ça un peu le principal message qui ressort de cela pour les différents pays un peu de la région. Donc en comparant le revenu
à la fin de la période de mise en œuvre de la ZLECAF, c'est-à-dire en 2035, avec le revenu qui serait gagné sans la ZLECAF, en 2035. Bon, on continue. Bon, je vais aller plus. C'est la même chose un peu le scénario que l'on a aussi, que l'on peut trouver sur les exportations. Mais je reviens aussi. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sectoriel? Parce que tout simplement, ce qu'on a présenté, c'est au niveau agrégé un peu de l'économie. Mais pour les différents pays, c'est important aussi de regarder parce que tous les secteurs ne vont pas subir les mêmes opportunités. Et donc, c'est très important de regarder par secteur qu'est-ce qui se passe un peu par pays. Et les mêmes opportunités ne seront pas les mêmes dans tous les secteurs, parce que tout simplement au départ, les niveaux de protection ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs. Donc d'ici 2035, donc le choc tarifaire qui va être subi par les différents tarifs, par les différents secteurs un peu ne sont pas les mêmes. Donc il faut s'attendre à des impacts un peu différenciés selon les secteurs. Et en même temps, en termes de politique aussi, c'est important, les secteurs qui vont beaucoup plus un peu perdre, entre guillemets, on va définir la notion un peu de perte, c'est important d'avoir une stratégie un peu ciblée pour ces secteurs-là, d'avoir un agenda complémentaire à la mise en œuvre un peu de la ZLECAF. En parlant de mise en œuvre, je vais dire tout simplement la mise en œuvre de protocoles négociés. Donc ici, qu'est-ce qui est important? On voit que tous les secteurs n'auront pas un peu les mêmes opportunités. Oui, c'est tout à fait, c'est un peu normal. Pourquoi? Tout simplement, comme j'ai dit, les niveaux de protection un peu ne sont pas les mêmes. Et les pertes ou les gains, comment c'est mesuré ici? Tout simplement, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, quelle sera la production en 2035 avec la ZLECAF et quelle sera la production en 2035 sans la ZLECAF? On fait la différence entre les deux. C'est un peu l'impact. Donc, c'est pas la même chose pour tous les secteurs. Et ça se comprend économiquement. Pourquoi ça ne peut pas être la même chose? Parce que je prends un secteur comme par exemple l'agriculture, avec la baisse des tarifs agricoles, il y a des entreprises un peu de ce secteur-là, en fait, qui vont être très concurrencées par les importations. Donc, il y a le risque que la production baisse avec la baisse du tarif. Mais en même temps, il y a le risque aussi, pour ce même secteur aussi, que la production augmente. Pourquoi? Parce que tout simplement, le secteur agricole utilise comme intrant des biens venant d'autres secteurs, des biens venant de l'industrie manufacturière, des biens, par exemple, des services, dont la protection aussi baisse. Et cela aussi, ça va augmenter aussi donc la production agricole. Donc, voyons, disons, deux impacts un peu opposés, mais qu'est-ce qui va l'emporter ou non? Ça, c'est une question vraiment empirique et c'est ça qui est un peu simulé. Et donc, c'est pas la même chose selon les secteurs et selon un peu les pays. Donc, c'est ça un peu le message à faire. Donc, de regarder là où il y a un peu plus de pertes dans le sens avec ou sans la ZLECAF, ce serait bien intéressant que des politiques soient bien ciblées sur ces secteurs. Bon, je continue. Bon, ça c'est un peu on peut passer sur ça, sur ce qui va se passer aussi sur la réallocation de la main-d'œuvre, un peu selon les secteurs. Bon, en termes de progrès, on n'a pas beaucoup de temps. Au niveau de la région, qu'est-ce qui a été fait? Bon, c'est vrai, au niveau de la ZLECAF, il y a des disciplines qui sont négociées pour tout le monde, pour tous les pays, mais il y a aussi des disciplines un peu très spécifiques. Dans le domaine, par exemple, du tarif, les disciplines spécifiques, c'est quoi? C'est les offres tarifaires qui vont être faites. Bon, au niveau de la région, la CEMAC a fait une offre un peu commune, c'est une union douanière, bon, qui s'est alignée avec les modalités pour les PMA. Et ça, c'est important pour ne pas éclater un peu l'union douanière parce que ce qui a été négocié, les plans de développement et les PMA ont des modalités un peu différentes, des chances un peu différentes. Bon, la CEMEC a choisi et son offre a été techniquement vérifiée. Bon, pour les autres pays que compose un peu la CEAC, les offres n'étaient pas techniquement vérifiées à cette date disons, à début octobre, fin octobre. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la dernière réunion d'octobre en 2022. Là. Bon, même chose aussi pour les services. Jusque-là, récemment aussi, dans le domaine des services, il y avait des engagements aussi spécifiques. Et juste à noter que nous sommes à 10 minutes. Alors, merci d'essayer de résumer pour la fin. Oh, OK, bon, on va aller vite. Aussi, donc, il y a des offres qui sont acceptées, d'autres non. Bon, en ce qui concerne, je vais aller très rapidement, aussi ça aussi, cet aspect aussi important. Ça, c'est un peu des sujets qui étaient en cours de discussion. Et sur des autres sujets, par exemple, en ce qui concerne sur les marchandises, il y a aussi des sujets aussi en suspens, un peu des règles d'origine. Donc, une dizaine % de lignes tarifaires peut-être sont à négocier. Donc,
une position importante un peu pour la région, un peu sur ce sujet. Il y a aussi des questions des SOC, mais je vais continuer, peut-être on va en parler dans l'après-midi, je vais sur ça. Dans le domaine des services, il y a aussi tout un ensemble aussi de sujets qui sont sur la table, un peu sur la réglementation intérieure et sur aussi la question liée au statu quo. On n'aura pas le temps d'en discuter ici maintenant, mais peut-être pendant les questions-réponses, on peut discuter un peu du sujet, de quoi il s'agit, mais vous aurez ça un peu dans la présentation. Bon, je vais essayer de me résumer finalement un peu sur ça, un peu en termes de recommandations. Bon, vous voyez ici à gauche, vous avez un tableau qui récapitule, par exemple, les stratégies nationales de mise en œuvre dans la région. C'est une région de 11 États. Il y en a 6 qui ont déjà une stratégie régionale déjà prête. Il y a une stratégie nationale de mise en œuvre qui est déjà prête. Il y a une stratégie régionale de mise en œuvre qui est en cours. Et donc, il est important à ce que ces stratégies, les États qui n'en ont pas, puissent aussi finaliser un peu leur stratégie. C'est important. Et il est important aussi que dans l'élaboration vraiment de la stratégie, que l'on puisse essayer de tenir compte en fait de l'analyse des écarts. Qu'est-ce qu'on appelle l'analyse des écarts? C'est essentiellement juridique un peu le protocole là. Vous avez le protocole, vous voyez par exemple les réglementations nationales dans chaque État, de comparer est-ce que les disciplines sont en phase avec les réglementations nationales. Les disciplines, et ça, il faut le faire ça pour chaque protocole et pour chaque État. C'est ce qu'on appelle l'analyse vraiment des écarts. Et donc, parce que les disciplines, les règles, il faut respecter ceci, cela. Mais les réglementations ne sont pas nécessairement en phase avec ça. Donc, dans la stratégie, il faut que le cœur de la stratégie soit cela, et ce que j'appelle l'analyse des écarts. Donc, il faut aussi définir un plan de conformité, pour résoudre un peu cet écart-là, parce que les disciplines des protocoles disent il faut faire ceci, mais ce n'est pas ce qui est fait dans la réglementation. Donc, il faut un plan de conformité. Et il faut un appui institutionnel aussi pour la mise en conformité. Bon, c'est ça qui est en train d'être fait dans l'élaboration de la stratégie régionale de mise en œuvre de la ZLECAF. Aussi, un autre point important aussi, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est important à 3 niveaux. Le dialogue public, privé d'abord, sur ce sujet un peu de la problématique. Le secteur privé, en fait, on dit secteur privé, mais en réalité, on trouve divers secteurs privés et c'est important à ce qu'ils puissent avoir une coordination pour pouvoir discuter un peu ces questions, les problématiques. Même chose aussi pour le secteur public, parce que le secteur public, vous voyez, il y a le ministère du Commerce, il y a un peu les autres ministères qui sont aussi intéressés un peu par ce sujet. Le dialogue entre les deux, là, c'est très important aussi, entre ce que j'appelle un peu dialogue public, mais en même temps, le dialogue public-privé maintenant aussi. Et ça, c'est des éléments aussi importants à prendre en compte. Enfin, comme dernier élément de recommandation, c'est cette transition vers le libre-échange. C'est-à-dire le libre-échange va commencer réellement à partir de 2035, à partir de cette période de mise en œuvre. Comme on a vu un peu sur les graphiques, il y a certains secteurs qui vont perdre, entre guillemets. Donc, ce serait important qu'ils puissent avoir des stratégies un peu très spécifiques pour appuyer un peu ces secteurs ou ces groupes un peu d'achats. Et au niveau de la région, en fait, la région peut-être a essayé à proposer à ce qui est aussi un peu des politiques qui puissent accompagner notamment l'agriculture, le développement des chaînes de valeur, notamment sur le coton textile, et l'accélération des investissements, la promotion des jeunes et femmes, et la question aussi de financement un peu de la stratégie. Donc, voilà, sur ce, je vais terminer cette présentation qui est un peu très contrainte et je vous remercie. Monsieur Doumbouya, merci beaucoup et nous sommes désolés de ces contraintes de temps de présenter quelque chose de très technique et complexe dans si peu de temps. Je crois que vous avez bien réussi vu les circonstances et nous vous remercions encore une fois. I have the pleasure now to invite my colleague Andrew Mould, the Chief of Trade and Regional Integration Section at the ECA Sub-Regional Office in Kigali, and who will look at the highlights of the AFCFTA strategy for the EAC, the Eastern African Community. Yeah, thank you very much. Good morning, everybody. I actually haven't got a PowerPoint presentation. I thought to avoid PowerPoint fatigue, Very good. I would just speak to the issues a little bit and set the scene maybe for the discussions now. So yeah, the first thing I wanted to start by saying is, the East Africa community is really considered one of Africa's most successful regional and economic communities. And if you look at it in terms of, for example, the degree of inter-regional trade, alongside SADC, they're the 2 regional economic communities with the highest
value in intra-regional trade. And I'd also stress that the East Africa community is a very ambitious bloc in the sense that it's not simply a trade agreement. Like the AFCFTA, it has ambitions to go far beyond that. And like the AFCFTA, it also not only has ambitions to establish a common external tariff, it has already done so. So it's one of the few examples across the continent where a common external tariff is in operation. The EAC also has legislation which legislates in favor of free movement of people. And I'd like to say a few words about that in a second, about the importance of free movement protocol, because we haven't heard much about that in the discussions thus far. And finally, the final point about the EAC, I think to stress not only its ambition in terms of ever greater political and economic union, but also the fact that it's a successful bloc is reflected in the fact that countries keep asking to join. So in 2016, we had South Sudan join the East Africa community. We've now had this past year the acceptance of the Democratic Republic of Congo to become a member of the East Africa community. And in Arusha in July at the Heads of State Summit, also Somalia has now requested to become a member of the East Africa community. So it's a growing bloc. And I think it's useful to reflect on that when we discuss the AFCFTA and what is the role of these regional economic communities in creating the continental market. It's an area for some debate, actually. I mean, I know there's been some controversy about the degree of protagonism given to the regional economic communities. And the intention of the AFCFTA is not to replace these regional blocs. It's actually to build on their achievements, but to achieve a degree of harmonization and coordination across those regional blocs across the continent. So I just wanted to start with those opening comments. Now, I've stressed the positive, the direction the EAC has been going, but there's also been difficulties in recent years. Actually, if you look at the level of intra-regional trade, it's stagnated over the last 5 or 6 years. And there have been a number of cases of disputes, non-tariff barriers and border closures that have impacted on intra-regional trade. Some of those are in course of being resolved. But just to give one example of the economic cost to this, the Rwanda dispute with Uganda led to border closures in 2019 and 2020. It's recently reopened, but even still, the level of trade between the two countries is much lower than it was prior to those closures. And yesterday, I gave you the example of how, determined action can make a big difference in terms of unblocking regional trade, giving you the example of Tanzania and Kenya, where under the previous administration, there have been quite a lot of non-tariff barriers and border disputes, which really impacted negatively on trade. Under the administration of President Suluhu, we now have an unblocking of that. And the consequence is that Tanzania has now surpassed Kenya in terms of the bilateral trade. So that just shows that it is easy, if there's the political will to resolve some of these non-tariff barriers. So let me now turn to the strategy and what it says. Basically, I'll just give you a very brief overview because it's a long document. Right, the EAC strategy was built on an extensive process of consultation with the private sector and other stakeholders, as well as government officials. It involved a private sector perception survey of 264 respondents, and 25 stakeholders actually interviewed in depth about what they were expecting from the AFCFTA and what were the leading constraints they saw. Interestingly, when people asked in the EAC region about non-tariff barriers, for example, they were very, very clear that 75% of them responded that unnecessary customs control, excessive data and documents collection was what was principally impeding their cross-border activities. So that was a very strong message to come out from the background research for the strategy. Now, the strategy is built around 4 basic pillars, the first pillar of which is
encouraging all the member states to ratify and compliance with existing agreements, and not only ratify the AFCFTA, but also the Free Movement Protocol, and also very crucially for the region, the Single African Air Transport Market. We heard from Robert earlier about the importance of transport in operationalizing the continental market. And for Eastern Africa, air transport is a particularly important topic. You'll all be aware that the costs of freight, for example, being sent by air are high by international standards. And for some of the continental markets, it's going to be very, very important to have efficient air transport because of the distance between those markets. So that's where the first pillar is of the strategy, stressing the importance of ratifying. It also stresses the importance of ratifying the Free Movement Protocol. And here I would just like to make a call to all members to understand how central this is to the African Continental Free Trade Area. A continental market only works to the extent that you liberalize not only the trade flows, but also you increase cross-border investment and you allow for greater movement between member states, particularly for businesses. And some stylized facts there. You'll see, for example, countries like Somalia, youth unemployment or youth underactivity, according to the ILO, reaches about 80% of the population. And in many, many countries across our regions, it's over 50% of youth are not in gainful employment. And at the same time, we have this dramatic situation where companies are complaining of skill shortages, that they cannot find the necessary workers for their businesses, whether that's in manufacturing or services. And we also have, from survey evidence, a lot of companies complaining that the people that they have working are actually overqualified for the jobs. So, for example, 25 in a survey of firms in across 12 countries across the continent, in Tanzania, 25% of firms were saying, firms were saying that 25% of their workers were actually overqualified for the positions they were taking. So we have this tremendous skill mismatch across the continent with a lot of youth unemployment, but a lot of companies calling out for more workers. And there seems to be a lot of graduates coming out of universities that cannot find gainful employment in their national economies. So one of the important parts of the EAC strategy is to make a call for the ratification of the AFCFTA Free Movement Protocol. And at the moment, we're only at we have 33 countries which have signed up to the Free Movement Protocol, but only 4 countries have ratified. And one of them being Rwanda, for example, in Eastern Africa. But this is a call that we need to get to the level of 15 before we can start operationalizing the Free Movement Protocol. It's probably opportune that we discuss these matters in a place like Seychelles as well, which I know has a conflicting vision and perhaps on this particular issue of the Free Movement Protocol. The second pillar of the agreement is the coherence between trade and goods and services. There, the intention really is to stress how much services is important to the Eastern African region. Our office is just finalizing a report actually on services trading in Eastern Africa, where it's very clear that a number of countries do better in services trade than they do in merchandise goods trade. And a number of countries have positive service trade balances as a result. The third pillar talks about the importance of the community having a common stance and position in the negotiations. And we saw that very successfully in services because there was a common offer. But it also talks about in the phase 2, we're talking about competition rules, intellectual property, e-commerce. All these things are very fundamental building blocks to the agreement, and member states need to be fully engaged. And that requires quite a lot of technical capacity in those particular areas. For example, competition rules, how are these actually going to be put in place and respected? It requires a degree of relinquishing sovereignty to have a continental market there where the rules are abided by. So those are the next issues. And then finally, the final pillar is the trade and industry opportunities.
which provides a discussion on which sectors could provide early promise for the East African community in terms of the AFCFTA. And here, you know, the role of regional value chains is very much stressed, and it's based basically on the EAC policy and strategy on industrialization for 2012-2032, which is the long-term strategy of the East Africa community. Here, issues have been raised by economists such as the Nigerian economist Odejiye in a paper in African Affairs a couple of years ago about the importance of coordination of industrial policies across the continent. Because otherwise, if we don't have that level of coordination, you will find countries identifying exactly the same sectors for technical support or financial support, and as a consequence, countries will be trading similar products on the continental market. And that's certainly been the case within the East Africa community as well. Although we have this broad industrialization strategy, it does raise the question of whether the national industrialization strategies have actually aligned to that regional strategy. So very quickly, if I may, the sectors which the strategy identifies is cotton, textiles and apparels, leather, automotive is sector, agro-processing, iron and steel processing, and mineral addition. And according to simulations carried out by our office, the full implementation of the AFCFTA would lead to a boost for the East Africa community exports to the rest of the continent by 45%, or $2 billion, particularly in these sectors such as textiles, manufacturing and processed foods. My final comment would actually just be, as an economist, I do recall that one of my favorite economists, Thandika Makandawire, who sadly passed away a couple of years ago, did raise the issue about why the Lagos Plan of Action didn't quite work. And he said one of the fundamental mistakes there, although he supported the overall goals and objectives, was that it assumed that the countries were working like planned economies and not market economies. And I think that's a very important point to raise when we have these discussions on value chains and which sectors will benefit, because ultimately I think attention initially needs to be focused on removing those NTBs and eliminating the tariff barriers, and then let the private sector take its choice. You know, as economists, we can guide, we can do some analysis, but ultimately it becomes a decision of the private sector to decide in which sectors you're going to invest and which is the most viable opportunities for long-term growth and development. Thank you very much. Thank you very much, Andrew. Thank you very much, everyone. I would just mention all the presenters that you've just spoken. We have one last very short presentation, but I would like the previous presenters to be ready to then come onto the stage, because once we've finished with the presentations, we will have the Q&A and we'll need to be sitting there. So just to be ready, don't go too far. We will now go to Jean-Marc Kilolo, the Economic Affairs Officer from the Sub-Regional Office of Central Africa, who will briefly expand on the experience on the battery initiative for the DRC. Jean-Marc, do you have a PowerPoint? You do. Do you think you can do this in less than 10 minutes? Less, I cannot guarantee. Yeah. So what I would suggest to everyone is that we started late. There is a break that was planned for 10:30. I would suggest go for the break at 10:45. We will have a Q&A with the panelists following this last presentation, and we can take some additional questions in the following up segments as well, because we may not have enough time for a detailed discussion before the break. We will try and adapt accordingly. Jean-Marc, over to you. Thank you very much. I'll make my presentation in French. Alors, il me soit l'honneur de vous parler sommairement de l'initiative des batteries électriques en République démocratique du Congo et faire le lien quant aux opportunités que cela représente pour la ZLECAf. Alors, le Congo démocratique se positionne aujourd'hui comme pays solution face au changement climatique. Pourquoi? Parce que ce pays regorge à très peu près les 2/3 de la forêt du bassin du Congo et regorge des minerais stratégiques.
Alors, vous pouvez voir sur la slide une image des minerais stratégiques tels que répartis à travers le globe. Et on voit que la RDC, c'est 60% à peu près de cobalt, minerai essentiel pour la fabrication des batteries électriques et des véhicules électriques. Et lorsqu'on regarde un peu le commerce de la RDC, on voit en fait que le cobalt et le cuivre représentent à peu près 85% des exportations. Donc on voit qu'en fait, l'économie est très peu diversifiée, non seulement quant aux produits, mais aussi quant aux partenaires commerciaux. Et malgré les dotations en ressources naturelles, la RDC reste un pays très pauvre. On voit que à peu près 2/3 des personnes vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Le classement du Doing Business n'est pas des plus attrayants et le GDP per capita est extrêmement faible. Donc, au regard de ces constats, le gouvernement congolais s'est engagé à une transformation de son économie et une diversification selon, en accord avec le consensus de Douala que la CEA porte. Et donc, pour diversifier son économie, la RDC veut également s'appuyer sur ses dotations minérales. Donc, il s'agit ici de transformer davantage les produits, les matières premières, que de les exporter de manière brute. Si on regarde le secteur minier, il représente à peine 11 milliards de dollars, alors que lorsqu'on évolue le long de la chaîne de valeur, on voit que les chiffres deviennent très impressionnants et très attrayants. Et donc, le défi pour la RDC et l'Afrique, c'est de pouvoir justement évoluer le long de la chaîne de valeur. Alors donc, la CEA a appuyé la RDC pour organiser le DRC Africa Business Forum en novembre l'année dernière, donc sous l'égide du président de la République. On voit donc la CEA est très bien représentée. Et donc, au cours de ces discussions, le thème, c'était de voir comment est-ce qu'on fait pour développer une chaîne de valeur de batteries, de véhicules électriques et des énergies propres en Afrique. Et donc, la caution scientifique de cette initiative, c'est une étude de Bloomberg pour voir quel était l'avantage comparatif que la RDC pouvait avoir dans cette chaîne de valeur pour justement évoluer vers la transformation locale. Et donc, d'après l'étude Bloomberg, on voit en fait que la RDC a un avantage coût par rapport aux pays comme les États-Unis, la Chine et la Pologne. Il a également un avantage, donc ça c'est par rapport au coût d'opération, d'installation de l'usine, de traitement des précurseurs de batterie, mais aussi un coût par rapport à sa main-d'œuvre qui est moins chère et également par rapport à l'empreinte écologique. Et donc c'est sur cette base-là que la RDC veut développer cette chaîne de valeur. Et donc, l'idée, c'est d'abord, le point d'ancrage, c'est d'abord les précurseurs de batterie. Donc, aujourd'hui, la RDC n'a pas la capacité de pouvoir faire les batteries proprement dites ou les véhicules, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, l'idée, c'est de monter dans la chaîne de valeur. Et le graphique à côté décrit la demande mondiale pour les batteries électriques, pour les différents types de véhicules que vous pouvez voir là. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est des politiques industrielles basées sur des évidences empiriques et c'est ce que la RDC est en train de faire avec l'appui de ses partenaires, notamment la CEA. Et donc, bien évidemment, lorsqu'on parle de batterie, il y a donc des minerais qui rentrent en jeu et on voit en fait que compte tenu de la conscience et de l'intérêt pour mitiger justement les effets du réchauffement climatique. Donc, il y aura une accélération, une hausse de la demande donc des minerais stratégiques, donc que l'on retrouve en RDC, mais aussi dans des pays africains. Donc, c'est pour ça qu'on considère que cette initiative portée par la RDC est d'un intérêt également pour l'Afrique. Et dans le scénario qui a été de base, qui a été examiné dans l'étude Bloomberg, eh bien, les précurseurs de batterie seraient faits
en RDC, mais on aurait par exemple le manganèse qui viendrait du Gabon et le nickel qui viendrait de Madagascar. Alors, on a d'autres pays comme la Côte d'Ivoire également qui ont des minerais stratégiques qui entrent dans la composition donc, de ces batteries électriques. Et donc, ici, donc, on a une image qui vient donc du rapport de l'Union européenne, de la Commission européenne sur les minerais stratégiques. Donc, on voit que dans la composition des batteries, on a le cobalt qui viendrait donc de la RDC, on a le lithium. On a découvert il y a moins de 2-3 ans que la RDC avait les plus grandes réserves de lithium. Ah, d'accord. Donc, avait les plus grandes réserves de lithium. Donc, le manganèse, on en a parlé, on en trouve au Gabon. Et donc, l'idée, c'est véritablement de développer une chaîne de valeur qui partirait de la RDC, mais qui impliquerait justement les autres pays africains. Alors donc, à l'issue de ces débats, un certain nombre de résolutions ont été prises. Notamment, on a montré au départ que la RDC avait un score très faible, un positionnement au bas de l'échelle quant au doing business. Donc, le gouvernement s'est engagé à faire des réformes par rapport au coût des investissements et également le cadre légal pour justement permettre l'implantation de zones économiques spéciales. Lors de ces assises, on a également discuté du financement de ce projet. Comment fait-on pour financer un projet aussi important et comment intéresser les Africains eux-mêmes? Et donc, il y a eu des échanges et la CEA appuie un travail pour mettre sur pied justement Special Purpose Vehicle, des instruments financiers pour que l'épargnant lambda congolais africain puisse également investir dans ce projet, pour que les Africains eux-mêmes aient des parts dans ce projet-là. Et en marge de ce projet, d'autres éléments qui ont été abordés, c'est notamment l'établissement d'un carbon credit market. Et donc, selon la maxime de la CEA, passer des idées aux actions. Quelles sont les actions qui ont été posées? Premièrement, la RDC a signé un cadre de coopération avec la Zambie, parce que la RDC partage les dotations minérales, les mêmes dotations minérales avec la Zambie. Donc la Zambie, lors de du DRC Business Forum, avait exprimé à travers son président son intention justement de rejoindre cette initiative. Et donc là, on passe à la phase d'implémentation avec l'accord qui a été signé en avril 2022 entre le gouvernement de la RDC et la Zambie. Évidemment, un défi majeur, c'est celui des compétences. Est-ce que nous avons les compétences pour opérer ce type de changement parce qu'on parle ici de rupture par rapport à une économie des matières premières. Alors, un pas qui a été franchi a été l'établissement du Centre africain d'excellence pour les batteries électriques. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le coordonnateur de ce projet, donc le doyen de la faculté polytechnique de l'Université de Lubumbashi, le professeur Jean-Marie Kanda. Et donc, déjà, ce centre a été lancé en partenariat avec Standby Institute en Allemagne, ainsi que des institutions au Japon. Et donc, les universités zambiennes, comme Unza University of Zambia et le Cape Belt University, sont en voie de rejoindre ce projet. Et donc, ce que la RDC a fait également, ça a été donc d'allouer 2000 hectares pour accueillir la zone économique spéciale devant abriter cette initiative. On me signale que le temps est passé. Et donc, en guise de conclusion, on voit ici qu'en fait, ce projet jette les jalons pour le développement donc de cette zone, de ce projet de batterie et de véhicules électriques, ce qui pourrait justement permettre le développement d'un secteur automobile africain. Et donc, l'ASLECA devrait faciliter ce type d'initiative. Alors, on remarque aussi qu'il y a une capacité de production ou de montage, en tout cas, des véhicules en Afrique. Certains pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc opèrent dans ce secteur. Donc, l'Afrique a des bases, justement, pour le développement de ce projet qui est majeur et qui en appelle aux différentes forces vives africaines.
j'ai parlé. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et je voudrais tout de suite, ne pars pas, Jean-Marc, on va aller sur la scène parce que nous allons passer à la session des questions. If I could ask Andrew, Robert, Emmanuel, Sekou, all please, so we can take the Q&A session and the panel. So while the chairs are being set up, I had previously said we would take the coffee break at 10:45. I've been briefed that it will now be at 11, so we have the time to take questions and deal with some of the follow-up issues. But I think the conversation will be continuing, including in the other sessions. So it means that overall our program is running about half an hour late. As our panelists sit down and we will take some specific questions, I would, however, like to go, and I think we will prioritize questions from the floor. So please raise your hands if you have any comments. But I would like to ask my colleague Mama to start us off, right? Maybe if you have some comments on what we've already heard in the presentations, and if you have some key questions that you would like us to think about. So let's go to Mama first, and please raise your hands, and then we will go to the panelists. Okay. Mama. Thank you very much, Jean-Paul. Bonjour à vous tous. J'espère que vous avez passé une nuit un peu reposante. La ZLECAf, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est un agenda extrêmement important pour l'Afrique. Le constat part du fait que les économies sont peu diversifiées, même celles qui sont un peu diversifiées doivent encore l'être encore plus. Et ce n'est que comme ça qu'on peut créer des emplois. Et ce n'est que par les emplois ou par des revenus assez consistants qu'on peut favoriser la prospérité que l'on recherche pour ce continent. Et la ZLECAf apparaît comme un ticket gagnant si les conditions sont mises en place pour cela. Et on ne va jamais se fatiguer de faire des discussions autour de la ZLECAf pour pouvoir ressortir toutes les opportunités de cet agenda. On voudrait que chaque fois que vous venez avec nous, vous soyez convaincus de l'importance de mettre en place la ZLECAf. Donc, cette session est là pour nous informer tous un peu plus. C'est l'occasion pour poser les questions. J'espère que tous nos collègues qui sont assis là vous ont permis de vous informer davantage sur ce qui se passe au niveau de la ZLECAf. À la fin de l'année, comme Andrew l'a dit dans sa conclusion, c'est le secteur privé qui va effectivement mettre en place la ZLECAf. Comme Sekou l'a dit dans sa présentation, il faut que les pouvoirs publics s'assurent que ce que les protocoles disent et ce qu'il y a comme réglementation effective dans les pays, que tout cela soit en ligne. Je pense que Maktar vous a montré que la technologie est un ticket gagnant pour la ZLECAf. Robert et Jean-Marc ont montré tout le potentiel qu'il y a dans deux secteurs spécifiques, le secteur du transport et le secteur, les deux finalement reviennent au secteur du transport. Et donc voilà, à chaque fois on essaie d'apporter un peu plus d'éclairage. Et donc Jean-Paul, back to you. Discussion is open. I hope we'll receive a lot of questions in order to enlighten everyone on this important agenda. Thank you so much, Mama. I have some specific questions for the panelists, but I think there's so much interest from the floor. We will prioritize that. I have first Ethiopia, followed by, yes, there's some, we'll take countries first. So Ethiopia, Chad, Somalia, then we have UN at the back. So Ethiopia. Thank you, Mr. Moderator, and thank you all the presenters. My suggestions and questions will be on some 3 or 4 of the presentations. On the one who presented on the transport infrastructure and service, I would like to bring your attention on a similar initiative of the Chinese, which is the One Belt, One Road initiative that's connecting China to the rest of the world and plan to invest close to 10 billion USD, 10 trillion, sorry.
So it's connecting China to the rest of the world through by air and by road surface, by rail and by maritime. So it seems to me that this presentation on transport infrastructure and service has a similar initiative. So looking into the African way of doing it, what would be the modes of financing? Are you suggesting to raise finance from each nations or from AU, or looking into loan and credits from other international financing sources? Because to implement it requires finance. That's the most important issue. Looking into the vision, it's very clear and very important, and I appreciate it. And the second would be on the Marta, who make presentation on Africa Trade Exchange. You clearly put on the advantage of transport and infrastructure again, but I haven't seen the Ethiopian Airlines contribution, particularly changing the passenger seat into, a cargo, so that it transported all the medical equipments, COVID facilities all over the world, including from Canada, all the aid and support that was obtained to the African nationalities. So appreciating our own, contribution to the rest of the world. It was transporting between Europe, it was transporting between Asia and Europe and Australia. So this kind of contributions and great role played would be an asset for all Africans to take a pride on. And in addition to this, I have a question on this is very important, particularly the online digital platform, the African trade exchange you mentioned. So how ready are we is a question. And also particularly on the digital platform, digital marketplace, how much transactions are we expecting to happen every year? How reliable and secure is this platform? Because it's about to start job, as I understood. And what would be the payment system and its readiness with the bank online payment platforms? Because the bank should accept it, and it should also operate cross borders, not only in one country. And what would be also the quality control of the things to be purchased here and there on the digital marketplace? And the last issue I have is on the East African community. It's Andromo who make a presentation on. I like that you mentioned it's an ambitious bloc, and it's aspiring also to be more inclusive and shelter as many countries as we have in the Eastern African countries. I'm sure my friend from Somalia will raise the same issue later on. So Ethiopia, I'm sure, is aspiring to take part in this, in the East African, community economic bloc. It's not a border; it's rather a very focused area of working together under one umbrella. So in this, I like all the pillars that were mentioned, and I'm sure you will share us the strategy document so that we all have an equal understanding and we all will work towards that. So to benefit out of this very important strategy and an ambitious bloc, what would be the problems from the countries, or what are the challenges that face you, not to include all countries, so that we can work towards that? Thank you so much, and I appreciate all. Thank you very much. Ethiopia, we have Somalia, then Chad, then Congo. Thank you very much, Mr. Moderator. But I want to clarify one point. I am not talking for Somalia, although actually we work together with them. I'm from the East African Chamber of Commerce and Industry. So the question Ethiopia is asking is very, very pertinent also, of course, for me. Let me say, in fact, I may just preempt whoever is, I think it was Andrew who was supposed to be answering that question, that
For us in East Africa, we thought that Ethiopia would in fact come before Somalia. But somehow, along the way, because we have had actually a more long-lasting and more stronger relationship, really, because of the various governments, we have always had what we call very strategic interventions between East Africa, Kenya particularly, and Ethiopia. We have a joint project, Kenya, Ethiopia, and South Sudan. So there are many things that make us actually be together, and actually we cannot divide ourselves. So Ethiopia should have, it is automatic choice. You'll be coming to East Africa. I believe that myself. I'm not supporting the presidents of East Africa, but I'm sure they are going in that direction. So be assured that you'll be coming very, very quickly. Now, I want to address myself a little bit to what Robert Lisinge was talking about regarding, of course, it was more or less in the area of infrastructure and connectivity within the continent, with a view to try to making sure that facilitate the implementation of AFCFTA. I apologize because I came a bit late again, and I didn't listen to his first part of the program. But what I needed was actually to hear these proposed investments. He had actually researched and enumerated very well the investments that we need in mobility areas, equipment, and that is what we need to be able to bring about things like our workable rail systems, the trucks, the rolling stock itself, all these things. But you had skipped out, and that is what I actually got concerned about. You had skipped out East Africa a bit because I didn't see much investment being targeted at that. But we will not achieve the AFCFTA agenda if actually Africa is not fully connected with itself, from Indian Ocean to the Atlantic, from the Southern Atlantic all the way to Mediterranean. Having both walkable rail, roads, and air transport. That's why, again, my friend in Ethiopia is talking about Ethiopian Airlines. Its contribution to all this process, I think, is commendable so far. And we need to appreciate it, and we need maybe to put it somewhere where we can see if there are investments to be made. They need actually to be put on record there that Ethiopia Airlines is doing quite a good job. So I'm looking at how we research and put papers together for purposes of promoting what you call investments into Africa in order to successfully implement AFCFTA. If we leave out programs like we have the LAPSET program, I didn't hear it also. The LAPSET program connects Indian Ocean from the port of Lamu all the way to the Atlantic at the port of Daula. In its final conclusion, when we finish it fully, is a PIDA program for infrastructure development in Africa, an AU program. I think it should have been there. And the investments that we require, because it is half done, it is a work in progress, as it were, actually captured, so that if we went to the World Bank or to these big money, the big important investors who we may want in Africa, then they can see we also have this project which has not been fully implemented because of actual lack of resources. And it's an important continental project. So these are some of the things that I feel that we messed out in that particular presentation. Perhaps you can share it with me. It may have been ahead. I didn't really see it. But from the conclusions, when you are coming with the figures, I thought maybe you might have just kept that. It is something, I'm not talking just about LAPSET. There are many, many good initiatives in the continent that are happening on infrastructure and connectivity, which was, I think, more or less the topic of your discussion. And I think they needed to be captured. Maybe I could suggest, because I think you seem to have quite a long list. Yes. We might, because we will have other sessions afterwards. Thank you. I think based on what you've said, we've probably got quite a few points. Yes. And we can come back in the subsequent sessions for maybe the additional questions. Thank you. If that's okay. Thank you. Si je peux aller au Tchad et puis au Congo.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. J'aimerais d'abord féliciter donc les panélistes pour la qualité donc de leur présentation, riche en termes d'enseignement. Alors, moi j'ai une question. Je pense que l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, est de voir une Afrique intégrée à travers donc ces 9 communautés économiques régionales. La ZLECAf donc est un outil important pour cette intégration. La question que je me pose, chaque pays est en train de développer dans sa stratégie de mise en œuvre donc, de la ZLECAf. Alors que nous avons 9 zones économiques régionales, pour moi, il serait important peut-être de commencer avec des stratégies donc, au niveau régional pour pouvoir donc, vraiment avoir une vision globale qui permettrait donc effectivement la mise en œuvre donc, de la ZLECAf. Sinon, comment faire un matching entre réellement ce qui est fait au niveau national et au niveau supra. Donc, ces matchings-là, peut-être c'est la question que je voudrais poser au secrétariat peut-être de la ZLECAf pour qu'on ait plus de précisions à ce niveau-là. La deuxième question, c'est relative donc au secteur du transport que M. Robert a présenté, des expériences dans les différents pays. Ce que j'ai dû noter, au niveau de l'Afrique centrale, il n'y avait pas de précision. C'est resté un peu vague. Je ne sais pas si c'est un problème de données qui se pose au niveau donc de l'Afrique centrale. Pourquoi dans cette omission, tout simplement? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le représentant du Tchad. Le Congo? Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais, comme mon prédécesseur, féliciter les conférenciers. Ce sont des très belles communications. Je m'accroche à ce que notre collègue du Somalie a dit, parlant d'Éthiopienne. Et je reste sur le projet, les batteries électriques. Vous voyez, comment faire pour que ce projet, batterie électrique, soit aussi un exemple dans le cas de la ZLECAf, un projet qui s'étend sur sur tout le marché. Problème d'investissement. C'est un projet qu'on souhaiterait vivement voir porté à la dimension d'Éthiopienne. C'est vrai que avec tout ce qu'on a eu comme ressources au niveau de la RDC, ça nous a échappé avec les batteries de téléphones mobiles. Et là, nous avons comme ressource ce cobalt, ce lithium, qui peut être un bon départ pour cette zone que nous voulons concrète. Voilà ce que je voulais dire, ajouter par rapport à cette communication sur les batteries électriques que la ZLECAf devait porter jusqu'au bout. Un souhait. Merci. Mesdames, Messieurs. Merci beaucoup, Monsieur le représentant du Congo, pour cette question. I saw one hand towards the UN agencies in the center. Please go ahead. All right. Thank you very much indeed. And also, as mentioned earlier, we're grateful for those that made these presentations. And this is a very important initiative for the right reasons, as mentioned by those that spoke before me. But I have a question, just have a sense of how this issue is going to be addressed. In all this intra-African trade is going to be facilitated through a foreign currency, the US dollar or the euro, which means the African countries would have to go outside of the continent to earn this foreign currency so that they can effectively participate in intra-African trade. You know, what I'd like to ask is, what is the thinking in the ACFTA with respect to this structural issue? I can understand that for the time being and in the near future, trade will have to be based on, you know, these external currencies. The largest trading bloc is the EU, probably, and they trade in the EU currency, a single currency, and it took decades for them to
harmonize the macroeconomic policies which led eventually to a single currency. Even then, that has not been very smooth. So perhaps your thoughts as to how this issue, this structural issue, impacts on intra-African trade and how the issue in the long run is going to be resolved. It could be in a sense of an abstract thinking on this issue. Thank you. Perhaps to conclude with the UN, it's AFC TFA with SEEDS, Small Island Development States. You know, and I'm going to use the example of the Comoros. Comoros is one of the countries that signed the ZLECAf. However, we have yet to ratify the agreement because there is a high level of political will to ratify it. Unfortunately, at the lower level, there is this reluctance, this hesitancy to sign it. When you talk to the ministers, when you talk to the members of parliament and the ordinary people, they think like we are trying to impose the agreement to the island, and that's a major concern to some of us, because most of the trade between the Comoros and it's with the African continent is quite limited. It's mainly with the Middle East, Asia, India, China, and countries as far away as Brazil. So that's, I didn't hear you talking much about the agreement and the seeds. That's why I'm asking this question. Thank you. Thank you very much. I think I saw Ray from the youth. Oh my goodness, we've got so many requests now. Because I had planned on timing, we had a risk of going over. So I will ask each of the further people who will come with questions to be short so we can have time. We have, so Ray, then the CEEAC, and then here we have the Kenya Tourism Federation. I can't read from here, sorry, but on the top far right, and then Djibouti. Thank you so much. Thank you so much, moderator, for the opportunity. And I wish to acknowledge and congratulate all the previous presenters for all the detailed presentations. So in the past few hours and minutes, we've seen detailed presentations on quantifications of economic opportunity and investments that is supposed to be done to take advantage of the AFCFTA. But while this is just as much as exciting, but it is frustrating not to see how much investment would be required to realign, the young people to take advantage of these economic opportunities. So while we have all the policymakers and economists would like to see or to hear any thoughts on, is there part of this equation how youth may be upskilling to be able to take advantage of what is happening in all of this trade? We feel very much disconnected into this whole conversation. Thank you. Thank you. Very, very important question. La CEEAC. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'avais juste deux petites questions. La première, c'est sur la présentation sur les batteries. Juste pour déjà saluer ce travail de la CEA, mais je voudrais davantage recommander que la CEA puisse aller plus loin dans ce genre de travail, parce que le potentiel, c'est une chose, mais la dotation technologique, elle est encore plus importante. Aujourd'hui, on va vers ceux qui ont le potentiel technologique qui réussissent à exporter. Donc, il est important qu'on approfondisse ce travail pour nous dire comment est-ce que la RDC peut maintenant passer de son potentiel latent à un potentiel exportable. Quelles sont les contraintes à surmonter pour que demain, la RDC puisse produire et exporter les batteries. Au niveau de la ZLECAf, je voudrais davantage comprendre. J'ai noté que la plupart des pays ont déjà déposé leurs instruments. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une initiative maintenant
segmenter. Peut-être que j'ai cru entendre 17 pays, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on pense à un autre noyau? Est-ce que ceux qui ont déposé sont réticents à ouvrir le marché? Quel est le problème? Et si on fait ce genre d'initiative segmentée, est-ce qu'on ne va pas détruire, par exemple, un Cameroun qui exporte au Ghana alors que le Ghana est dans une union douanière en Afrique de l'Ouest? Comment ça se passe? Comment on surmonte ces conquêtes? Quel est le problème de fond? Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Je continue à avoir d'autres mains. Je vous rappelle qu'il y a une autre session qui en fait continue sur le même sujet et nous n'aurons pas le temps de prendre, si nous continuons à ajouter des intervenants, nous n'aurons pas le temps dans cette session de couvrir tous les éléments. Alors, je suggère qu'on s'arrête sur les mains déjà levées. Ceux qui ont déjà levé les mains, je vais vous accorder la parole. Mais d'autres personnes, si vous avez des questions, on peut les prendre dans les sessions, dans la continuation de la session après la pause. We can take additional questions also in the following sessions. We already have a number of speakers that have raised their hands. So Kenya, the Kenya Tourism Federation, there was one on the far right, Djibouti and Gabon. And we would stop there because we will not have time in this session. We can take additional questions after in the continuation. Kenya. Thank you very much and good morning. My name is Susan from Kenya Tourism Federation. And I would like to speak into the transport and infrastructure services. We saw the projections for the goods, movement of goods, but I was just wondering about the movement of people across the region. Will there be a study or is there one that is already existing? That is what I wanted to add. Thank you. Thank you so much. And at the right at the back. Thank you very much, Chairman. I'm called Jima Yerichile from the Tourism Academy and Research. My question goes, I think, mainly to Andrew Mold. You talked about the free movement protocol and how a number of countries have not yet ratified it. So my question is, do you see a link between tourism and trade? And what impacts are the not ratifying the free movement protocol having on the development of tourism and therefore having on the development of the sector on the continent? Thank you. Thank you very much. Le Djibouti et puis le Gabon. Everyone else who have raised their hands, I'm sorry, we'll have to take in the continuation. Djibouti. Oui, bonjour, monsieur les intervenants. D'abord, merci pour ces présentations bien détaillées et intéressantes. Ma première question porte sur les coûts d'ajustement de la mise en œuvre de la ZLECAf. Est-ce que le secrétariat de la ZLECAf a entrepris une étude au niveau des pays pour estimer les coûts d'ajustement? Ma deuxième question concernait les transports et logistiques. J'ai rejoint l'intervenant de la Somalie on avait vu tout à l'heure là une présentation des investissements en transport, mais il est très important de soulever la connectivité au niveau de toute l'Afrique avant de mettre en œuvre les besoins. Quelle est la politique de connectivité qui a été entreprise dans les cadres de la ZLECAf? Enfin, ma dernière question, c'est à propos des plateformes, le système des paiements panafricains qui a été présenté par l'expert et comment il interagit avec l'application ATEX qui a été présentée par l'expert sénégalais. Est-ce que ce sont des plateformes complètement différentes? Comment ils vont interagir dans les cadres de la ZLECAf? Et est-ce que le commerce des services va être mise en œuvre à travers la plateforme ATEX? Parce que j'ai vu que c'est pour l'import-export des biens. Mais est-ce que le commerce des services aura une plateforme pour faciliter les échanges dans la ZLECAf? Merci. Merci beaucoup. Et dernière question, le Gabon. Oui, bonjour à tout le monde. Mon intervention sera plus une crainte. Je partage une crainte. Ce ne sera pas une contribution en tant que telle. Je suis ressortissante de la sous-région de la CEMAC
Et lorsque nous regardons les indicateurs d'intégration au niveau de la CEMAC, nous nous rendons compte que la plupart des indicateurs sont au rouge. Lorsque nous regardons les échanges au niveau de la CEMAC, je pense qu'il y a un intervenant qui nous donnait un chiffre d'à peu près 3 ou 5% d'échanges intra-zone. Alors, ma crainte est un peu plus renforcée par les indicateurs qui nous ont été donnés ici, notamment la circulation au niveau de la CEMAC. Alors, dans le cadre de la SDECAF, est-ce que la CEMAC est appelée à être, je veux dire, condamnée à être à la traîne en termes d'intégration? Et qu'est-ce que la CEA compte faire pour remédier à cela, peut-être en collaboration avec les États? Donc, voilà un peu la crainte que je voulais partager. Merci. Merci beaucoup, madame, et merci beaucoup à tout le monde pour les interventions. Thank you so much for all of the questions. We will take these questions and a few additional. I will go to each panelist to cover them in 2 minutes each. That will still take us over time, and I realize it's difficult to do so in 2 minutes, but I would like to stress this subject is continuing even into the next, into the one just after the coffee break. So it's not like we are ending the conversation with coffee. So I would just like each panelist then to deal with these questions, the questions that have emerged, and some additional ones. I would like to start with Emmanuel. Alors, Emmanuel, en ce qui concerne l'initiative ou le travail qui a été fait déjà par le secrétariat, est-ce que nous pouvons être, alors une question d'ordre général, est-ce que nous pouvons, je crois que vous devez attendre que j'éteins pour mettre en marche. Est-ce que vous êtes optimiste pour la mise en œuvre de la ZLECAF? Et puis, en ce qui concerne les questions spécifiques qui ont été soulevées, je voudrais que peut-être vous répondez en ce qui concerne les modes de financement pour la ZLECAF, quelles sont les options, aussi comment faire le matching entre le niveau national et le niveau supranational, c'était la question du Tchad, et aussi la question en ce qui concerne l'utilisation de l'euro, le dollar, et comment est-ce qu'on va mettre en œuvre la ZLECAF, peut-être pour le contexte africain. Désolé, 2 minutes. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais passer la parole. J'espère que le micro est passe. Oui, c'est bon. Ok. Donc, concernant l'initiative du commerce guidé, est-ce que nous sommes optimistes, monsieur le modérateur? Oui, je veux dire que nous sommes optimistes. Je vous ai donné tout à l'heure là le chiffre de 93 opérations commerciales, n'est-ce pas, qu'on a eu à gérer autour de cette initiative. Il faut dire que les choses avancent concrètement. Personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, on allait avoir 44 États, 44 ratifications. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui 44 pays qui disent, eh bien, nous voulons mettre en œuvre la ZLECAF. C'est un chiffre qui est important, très important pour nous. Le reste, c'est la gestion des détails. Parce qu'en réalité, il faut dire aussi que en matière d'accord de libre-échange, c'est une première expérience pour beaucoup. Si on met de côté les APE, en réalité, beaucoup de pays africains, n'est-ce pas, n'avaient pas eu affaire jusqu'ici, n'est-ce pas, aux zones de libre-échange telles que nous le voyons aujourd'hui. Et puis, c'est une histoire qui se passe à 55. Il y a quand même 55 pays membres de l'Union africaine qui sont là-dedans et qui sont impliqués. Donc, les choses vont s'améliorer progressivement. Et nous pensons que d'ici l'année prochaine, eh bien, les chiffres que nous avons aujourd'hui vont s'améliorer. Maintenant, par rapport au mode de financement, il faut dire qu'on a impliqué véritablement l'Afrexim Bank à un certain nombre de niveaux. Premièrement, au niveau de la facilité d'ajustement, les pertes de recettes. Donc, Exim Bank a mis en place un fonds, n'est-ce pas, qui va servir
pour résoudre ce genre de problème. Exim Bank aussi travaille pour le financement de manière générale. C'est la raison pour laquelle le secrétariat lui a demandé de se dédupliquer dans nos régions les bureaux d'Exim Bank. Et pour arriver effectivement sur la question des devises, eh bien, le système de PAPS, le système panafricain de paiement et de règlement, en réalité, il évite effectivement, n'est-ce pas, de faire intervenir les opérateurs directement sur les questions des devises, l'euro et le dollar. Donc, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que la personne qui vend et la personne qui achète, eh bien, tout se passe en monnaie locale. Tout se passe en monnaie locale. Donc, c'est Exim Bank qui travaille avec les banques commerciales et les banques centrales. Donc, d'un bout, c'est la monnaie locale qu'on utilise, de l'autre bout, c'est la monnaie locale. Donc, les devises, on va dire concrètement ici, n'interviennent pas. Mais dans le système, eh bien, il est géré uniquement par Exim Bank. Et c'est comme cela. Donc, on évite effectivement de faire intervenir l'euro et le dollar. Maintenant, la dernière question que vous avez posée, monsieur le modérateur, c'est cette idée de niveau national et niveau régional par rapport au Tchad et par rapport aussi à la question du Gabon. Il faut dire que le commerce, il se fait par le pays pour commencer. C'est le pays qui exporte et c'est le pays qui importe. Évidemment, les aspects liés à l'intégration régionale sont importants. Eh bien, les chefs d'État, c'est une recommandation des chefs d'État, l'élaboration des stratégies nationales. Ceux qui ont décidé, ont recommandé au cours de l'un des sommets, de dire que chaque pays, n'est-ce pas, chaque État parti doit avoir à la fois une stratégie nationale, mais aussi un comité national pour pouvoir gérer. Maintenant, donc, on gère avec les serres les questions concernant l'intégration régionale. Et pour parler de la CEMAC, et j'ai fini par là, eh bien, il y a, n'est-ce pas, une stratégie qui va être développée au niveau de l'Afrique centrale, donc pour les 6 pays de la CEMAC, en dehors de celle qui est en cours d'élaboration au niveau de la CAC. Ce sont ces documents qui permettent de mieux gérer, de mieux mettre, n'est-ce pas, en œuvre la zone de libre-échange continentale, à la fois dans les pays, mais aussi dans les régions. Merci, monsieur le modérateur, j'en ai terminé. Merci beaucoup. I will go to Robert now. Robert, we've heard, so in your presentation, you talked about the needs in terms of transportation. How do we link this in terms of the development of regional value chains within the continent? And then some of the additional questions that came up, if you can address the question of the LAPSET program, and maybe if you're possible to speak a little bit more specifically on the East Africa opportunity in terms of infrastructure and connectivity, and also address the issue of air transport as part of that aspect. You may wish to touch on the issue of financing as well, using the example of the One Belt, One Road from that was mentioned by Ethiopia. So I think those would be the main ones for you, Robert, and I'll pass you the microphone. Thank you so much, Jean-Paul. Yeah, so how do we link what I'm talking about to regional value chain and industrialization? I think I said over 2 million trucks required on the continent, more than 150,000 train wagons required on the continent. This is a huge investment opportunities if this equipment could be manufactured on the continent. We do know, for instance, that South Africa is positioning itself as a manufacturer of rail wagons. Why can't other African countries in Eastern Africa, Central Africa also take advantage of this huge demand and manufacture rail wagons? What about the trucks, and in terms of the value chain? We're talking about manufacturing batteries in DRC and maybe Zambia. These are components that could feed into the manufacturing of the trucks, and so developing the automobile industry, automotive industry on the continent. And this links also to the representative of the youth. Where do we see the youth fitting into this opportunity? I think we are also planning to extend the study to look at the employment opportunity that this offer. If you're going to manufacture 2 million trucks, this is employment opportunity for the youth. If you're going to construct
more than 60,000 kilometers of missing links in infrastructure. This is huge employment opportunity that the youth can take advantage. What does this mean? Technical education, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering opportunities for the youth. Now, the Belt and Road Initiative is talking about connectivity between China, Africa, and indeed Europe and the rest of the world. We have a strategy with the AUC that the Belt and Road Initiative should build on Africa's own regional infrastructure programs. And here we're talking about the Program for Infrastructure Development in Africa, PIDA. We're talking about things like the LAPSET. And let me just say that when we're determining the critical link, the links that need upgrade as a result of the continental free trade area, the starting point was Africa's regional programs. The Program for Infrastructure Development, the Trans-African Highway, the LAPSET, the master plans, Plan Consensuel, for instance, in Central Africa, the master plan in SADC. It is on that basis that we knew the links that need upgrading. So everything was taken into consideration. Now, what about financing? I think there are multiple options, both for the government and the private sector. The government, through their regular budget, through debt, we're mindful, of course, of debt sustainability. For countries that do have, we have sovereign road or sovereign fund, pension fund. Increasingly, also, we're looking at green funds. Transport projects in railways, inland waterways. These are potentially environmental friendly projects that could tap into some of this innovative financing mechanism. Now, did we leave East Africa out of this study and Central Africa? No. Remember, we were given the quantity of trucks that or wagons or ships or aircraft that is required if the continental free trade area is fully implemented. I think we were showing the regions with the largest share of this demand. What does this mean? It means that we're not seeing a lot of trade in Central Africa. If you don't have a lot of trade, the number of trucks, railways, and so on and so forth that is required is lower, which means that the focus for intra-African trade may not be looking as good for Central Africa or maybe even East compared to the other regions of the continent. And this is something that we can look at in more detail, because the more demand from AFCFTA, the more the requirement for this equipment. But I think I said also in my presentation that I focus on equipment. I didn't say a lot about infrastructure. That's a whole different story where we saw that the demand was highest for Central and Eastern Africa. But the good news is that I gave you aggregates for the continent. We do have information for each country. So Ethiopia, Djibouti, Cameroon, we know the investment requirements for equipment. We know the investment requirement for the infrastructure. So this is something that we can take on a bilateral level. Thank you. Thank you very much, Robert. And since we're on this side, I'm going to go to Andrew next. Just firstly, overall, sort of an overall question. What would be the strategic issues that the EAC need to adopt to really get the benefit from the AFCFTA? And then from the questions that we got from the floor, to the degree possible, maybe you could address some of these questions of the supranational, how do we develop national trading strategies and regional trading strategies? And you can maybe touch on the issue of the SIDS as well that was raised. I'll come into that if you want to avoid it, but no problem. I'll come to it afterwards. And please feel free to touch on any of the questions that have not yet been covered as well. Right, thank you very much, Jean-Paul.
The EAC regional strategy, one thing I didn't mention actually is it hasn't been approved by all member states. There have been the discussions, the consultations amongst the different member states, but there was a disagreement at the hour of approving it, actually, because a couple of the member states noted that they hadn't got their national strategies in place yet for the AFCFTA. And so they wanted to have time to complete those before the regional strategy would be approved. Now, you could ask the question whether that's the logical way of doing things, or whether actually having a regional strategy allows countries to align their national strategies to the regional strategy. So there was that issue, but actually at the moment it hasn't actually been approved. The areas for action were the ones that I broadly explained under those 4 pillars. I won't repeat what I said earlier in that particularly. I did want to raise an issue there, though. I think it came up about Ethiopia being interested in becoming a member of the EAC, which I'm sure will be very welcomed by the EAC Secretariat. Because it's always a sign of a successful regional bloc when more members want to adhere. There's definitely an issue with Ethiopian and Kenyan trade, which concerns us. Kenya and Ethiopia are the largest economies in Eastern Africa. Kenya exports about $6 billion of goods a year to the world, and the bilateral trade between Ethiopia and Kenya doesn't reach more than $60 million. So it's quite clear that the 2 largest economies with common borders live back to back against each other, in economic terms. They're really not integrated at all. And that's because you have on the one side the common external tariff of the EAC, which is relatively high, and the Ethiopia doesn't apply COMESA tariffs either, reductions. And so or only a very small part of it. So the consequence is there's no bilateral trade of any significance. That needs to change, for the region to become truly integrated, whether that implies EAC membership or simply respecting what's been signed up under the AFCFTA is a question for national choice. So I wanted to address that. I also got a question about youth, actually, that came up, investment in youth and upskilling. I think the biggest benefit that the youth can gain from the AFCFTA is through the implementation of the free movement protocol. That's quite clear for me. I think there's a lot of skilled youth already on the continent that can't find gainful employment, and that's reflected in multiple studies. So I think with this tremendous skill mismatch that we have across the continent, having a more flexible continental labor market would be the best thing that could be done for young people, and you could benefit through that. There was also one related question, between the link between trade and free movement. Yes, clearly, in any integrated market, it's not just a question of removing the tariff barriers and the trade, it's also about cross-border investment and free movement of people as well. So that's why I made that appeal about, more countries ratifying so that the free movement protocol can also come into operation. Was that it? The one question you were going to answer for me, which I wasn't quite, yeah. Thank you. Thank you very much. We'll try and just finish this before we go for the coffee break. I'll go to Jean-Marc now. I know that you were the last speaker, but I'll come to you because there were a number of questions. Il y avait plusieurs questions sur la question des batteries. C'est comment vraiment le faire, hein, comment passer à l'action. Je crois que c'est ça de résumer la question autour de ces chaînes de valeur pour la RDC et peut-être aussi d'une manière générale. Est-ce que nous avons, on peut lier ça avec la question des jeunes, est-ce qu'on a vraiment les capacités, les compétences et comment bâtir ces compétences pour vraiment mettre en œuvre cette chaîne de valeur autour des batteries? Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, comment passer à l'action? Je pense que le gouvernement congolais qui a le leadership dans ce projet est sur la bonne voie avec le support de ses partenaires. Et donc, sur la base des études qui ont été faites, on comprend qu'il s'agit d'un projet crédible. Et donc, autour de la table, le gouvernement a réuni certaines banques de développement africaines
Il s'agit notamment d'Afreximbank, qui se veut jouer le rôle d'arrangeur principal pour aménager donc la zone économique spéciale. Nous avons AFC, Africa Finance Corporation et BADEA. Et il y a également des pourparlers avec les industriels du secteur. On pense par exemple au chinois CATL, qui est leader mondial dans le domaine donc des batteries. Et donc concrètement, le fait qu'on ait déjà identifié l'espace devant accueillir la zone économique spéciale et que cela a été déjà octroyé est déjà un signal très fort. La deuxième étape importante, c'est celle donc de l'étude de préfaisabilité. Donc pour voir un peu comment est-ce qu'on va aménager le site, qui sont les industriels qui vont opérer dans ce site-là. Donc je pense que c'est déjà ça qui est fait. Pour ce qui est sur la question des compétences, nous avons été, la CEA, le bureau pour l'Afrique centrale, est en mission avec la délégation de l'Union européenne en RDC, au Katanga, où cette usine devrait être implantée, pour faire justement l'inventaire des formations professionnelles du secteur. Et donc, l'idée ici, justement, étant d'améliorer l'employabilité des jeunes. Parce que les opérations ne vont pas que nécessiter des chimistes, des PhD ou des masters, mais également des gens très bien formés sur la base donc des formations techniques et professionnelles d'appoint pouvant s'étendre de 6 à 18 mois. Et nous pensons que c'est vers ce type d'opération qu'on va améliorer l'employabilité des jeunes. Et la manière dont cela est fait autour donc du Centre africain d'excellence des batteries qui a été donc établi et qui chapeaute l'initiative de la formation des compétences. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je vais demander Monsieur Sékou Doumbouya maintenant. Premièrement, d'une manière générale, quelles sont les mesures de priorité que les pays de la communauté ECAS doivent mettre en œuvre pour vraiment bénéficier de la ZLECAf? Et à votre avis, quelle est l'intervention qui aura le plus d'impact de la part de la CEA? Et peut-être des questions supplémentaires qu'on pourrait demander vos commentaires en ce qui concerne cette question encore de le niveau national, le niveau régional, comment adresser ça, et aussi la question si ça vous intéresse un peu, la question de système de paiement et aussi comment vraiment améliorer ce commerce entre les pays des régions, en notant la faible le commerce d'un niveau très faible souvent entre les pays qui ont des frontières même. Alors, à vous la parole. Oui, merci pour les questions. En commençant peut-être pour la CEAC, en fait, quels sont les domaines d'intervention qui pourraient avoir beaucoup plus d'impact? Je crois qu'au niveau, en fait, la commission, ils ont défini un peu des domaines complémentaires sur lesquels il faut agir en matière de stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf. Ils ont défini en particulier la réactivation de la politique agricole commune, l'accélération des infrastructures, le développement des chaînes de valeur, notamment coton, textile, vêtements, et aussi la promotion des jeunes et femmes dans le commerce, ainsi également que la question de financement. Bon, sur la question relative sur l'articulation entre le national, régional et le continental, c'est une question en fait importante. Ce qu'il faut dire, c'est que la ZLECAf, c'est un peu au niveau continental, mais cela n'empêche pas à ce que les pays ou les sous-régions puissent mener un peu leur politique nationale et sous-régionale. Une des bonnes façons de poser cette question, c'est de dire tout simplement
Par exemple, avec la ZLECAF, il y a des règles commerciales qui sont négociées. Et quelles sont les implications de ces règles commerciales sur mes politiques nationales ou sous-régionales en matière d'agriculture, en matière d'industrie? Je pense que c'est ça un peu le bon questionnement qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'on n'a pas à redéfinir dans le cadre de la ZLECAF la politique industrielle ou la politique agricole. Ce n'est pas le forum le plus approprié. Ce n'est pas le forum commercial qui va définir une stratégie industrielle, une stratégie commerciale, mais plutôt le forum commercial devrait plutôt adresser la question: quelles sont les implications des règles commerciales négociées au niveau de la ZLECAF sur mes choix de politique agricole et industrielle? Et c'est ça un peu la question importante qu'il faudra adresser, que ces choix maintenant se fassent au niveau national ou régional. Donc, c'est ce qu'un participant disait aussi, peut-être est-ce qu'il y a des études, par exemple, d'impact sur les coûts d'ajustement? C'est en ce sens-là que c'est très intéressant qu'il faut avoir un peu ce type un peu d'études d'impact. Et voilà, avec la mise en œuvre un peu de la ZLECAF, qu'est-ce que cela entraînerait, par exemple, dans des politiques, dans tel ou tel domaine sectoriel. Et ces études d'impact aussi, il faut faire attention également, et ça ne doit pas être considéré comme un couteau tranchant, mais il faut le faire et partager cela avec le secteur public et le secteur privé pour en discuter et discuter un peu les conséquences. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci d'avoir mentionné la question sur le coût de mise en œuvre et le coût d'impact. Dernière intervention de la part de Maktar. Maktar, pour la suite de la TEX, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça prend encore de l'ampleur et que ça soit vraiment l'outil de référence pour le continent? Et puis les questions de suivi qu'on a entendues dans la salle, si tu peux expliquer un peu aussi en ce qui concerne le système de paiement à travers la TEX, et est-ce que aussi la TEX va prendre en compte aussi le commerce en ce qui concerne les services? Je crois que c'est les questions principales, et merci pour tes réponses. Merci. Let me start by Ethiopia. We acknowledge also the work done by Ethiopian during the COVID time to support the African medical supply platform. The success of this platform depended on the support from Ethiopia. Ethiopia is a good partner to ECA, and we work together in several areas. And one key success area was this African medical supply platform. And also we are going to organize in 10 days the biggest world event on ICT in Ethiopia, the Global Internet Governance Forum, in partnership with Ethiopia, UNDESA, and UNECA, and will be organized in the premise of ECA Conference Center. And we are waiting in person around 4,000 delegates, between 3,000 and 4,000 delegates in person, and 1,000 of participants online. Just to acknowledge the support of Ethiopia. Now, toujours il y a des problèmes de traduction. Il faut parler en français. Bon, j'ai fini avec l'Éthiopie, donc on parle en français. Donc. Pour le reste, bon, la question de ATEX. ATEX, on a déjà fait tout le travail nécessaire au niveau de l'implémentation, de l'enregistrement
et de l'accès aussi. Maintenant, la question qui se pose, c'est le système de paiement. Maintenant, on est en train de travailler avec un opérateur pour intégrer ATEX avec le Pan-African Payment System de Afreximbank, qui à terme va couvrir tous les paiements au niveau du continent. Ce système a été lancé en janvier dernier avec l'African CFTA Secretariat et le président du Ghana. Et maintenant, ça fonctionne. Il y a beaucoup de banques centrales qui sont intégrées et ça va régler le problème de paiement au niveau de ATEX. Mais nous allons plus loin aussi. Nous n'allons pas nous limiter par les paiements par les banques. Nous envisageons aussi de faire la cryptocurrency au niveau de ATEX. Ça, c'est la troisième étape. Maintenant, on a parlé des questions de sécurité. Bien sûr, cette plateforme respecte toutes les normes de sécurité parce que ici c'est très important. On a testé on a un catalogue des Nations Unies sur les sécurités et on a réussi tous les protocoles de sécurité et c'est une plateforme très robuste. On l'a testé plusieurs fois, même avec des gens de l'extérieur pour voir est-ce que des attaques étaient propices au niveau de cette plateforme et la question était non. Côté sécurité, c'est une plateforme très sécure. Maintenant, le reste, on parle, par exemple, pour le commerce des services. À terme, tout ce qui est activité commerciale ou d'échange qui respecte les règles d'origine va être basé sur la plateforme. La plateforme sera le seul et unique moyen de paiement et de commerce au niveau du continent à terme. Bien sûr, on peut mettre des petites plateformes pour faire le commerce en détail comme les Jumia, et ça c'est pas un problème. Donc, pour tout ce qui est de commerce de gros, de biens, des services, de commerce des services, ça va passer par la plateforme. Voilà ce que je voulais dire au niveau de la plateforme. Je veux ajouter un peu aussi sur la question sur les batteries. Parce que les batteries, il faut tenir compte que au niveau mondial, la commercialisation, il y a des normes que les gens doivent respecter. C'est la traçabilité des produits. Et c'est là où la technologie intervient. Et je pense que dans le centre, vous l'avez appelé comme un centre d'excellence des batteries, un volet important doit être mis sur l'étude des technologies de traçage comme les blockchains pour pouvoir être impliqué dans le développement des batteries au niveau de la RDC, mais il y a aussi d'autres pays africains. Merci. Et je vous rappelle aussi qu'on a le centre de recherche en artificielle intelligence qui est basé au Congo, le centre africain, et il y a le volet traçabilité des produits miniers qui est inclus au niveau de la formation. Je pense qu'il faut voir le link between ces deux centres. Merci. Thank you very much, Makta. Thank you to all the panelists. Just very briefly on the question on SIDS, speaking also as a former Minister of Finance of Seychelles. So in Comoros, I think the issues for small and developing states are that the immediate benefits from regional integration and trade are not apparent always because of the structure sometimes of those countries, and there are no easy solutions. But I think part of the element is firstly to have a very coherent national strategy on trade, one which is then linked to the opportunities around regional integration and the importance on how regional integration also supports those countries in terms of their access to global markets, and recognizing what is the existing trade, which is sometimes not optimal. In the context of islands, certainly in the case of Seychelles, sometimes existing trade is defined by the fact of where vessels come from and not necessarily where products are the easiest to source from. In a country like Seychelles, it's sometimes easier to bring something from the global north, from Dubai, because that's where the container shipping is coming from. Or in other cases, it might be easier for it to come from South Africa, at least still within Africa, but less so from, let's say, the east of Africa, where the container shipping may not be as easily going. That's just to give an example. But I think you can also see then sometimes interesting trade flows that develop once that link is available. One of the interesting things is since Ethiopian Airlines started flying to Seychelles, there is a very interesting trade in fresh cut flowers linked to the tourism sector in Seychelles.
So when you've got the transportation arrangement, then often the trade flows. But I think the quick answer in terms of supporting small island developing states is really the coherence of the national trading strategy, which is both looking at the existing trade that exists and the potential future flows and identifying areas of growth, potentially, whether it be around fisheries and tourism and other aspects. The conversation will continue. We are very late. We're going to take a 10-minute break. Please take your coffee and let's bring it back into the room where we can hear from policymakers and we can address the follow-up to questions that have emerged. Thank you very much. Merci beaucoup. Happy to welcome all the participants from the public and private sector and the civil society to this joint intergovernmental committee of experts for Eastern and Central Africa, for the African Economic Commission for Africa,
We expect very deep discussions on how we strengthen resilience, diversify our economies, and build upon good lessons in the tourism sector and mobilize financing. Countries. Our main expectations are clear recommendation. How can ECA help our countries, and how the other entities also can play clear roles in order to really work collectively again to provide the best development prospects to our sub-regions. These are our main expectations. Thank you very much. Présenté en fait parle de comment les pays de l'Afrique centrale se sont comportés pendant ces 2 dernières années, comme vous le savez, qui ont été marquées donc par la pandémie de crise de Covid-19, qui a atteint les pays à un moment où ils se remettaient des matières premières. Et vous avez vu que la crise de Covid-19 donc s'est manifestée par un effondrement des échanges et forcément donc des exportations pour les pays de l'Afrique centrale, et qui fait que donc presque tous leurs indicateurs macroéconomiques comme les finances publiques, donc le solde budgétaire, donc le compte courant, bien sûr la croissance, mais sont tout simplement effondrés. Et nous essayons de dire que cette croissance, il faut qu'elle soit une croissance qui soit beaucoup moins dépendante à l'égard des produits de base. Donc on cherche à ce que les pays d'Afrique centrale s'affranchissent donc de leur dépendance à l'égard des produits de base, parce que nous pensons que c'est là où se trouve la véritable résilience. La preuve, des pays comme le Cameroun, qui sont relativement plus diversifiés que les Testing.
donc cette crise de manière relative que les autres. Que nous dit les pays d'Afrique centrale. Très ressources naturelles doivent être en mesure donc, de créer davantage de richesses qui permettraient de créer davantage d'emplois, davantage d'inclusion et donc qui leur permettrait donc de se mettre donc, sur une trajectoire de croissance durable et non une croissance fragile. Pouvoir créer de la valeur ajoutée mise sur place. C'est-à-dire que vraiment de garder davantage de richesses. Les produits sont essentiellement exportés à l'état brut. Nous cherchons c'est ce que certains pays l'ont fait. Certaines mesures ont été prises et certains pays de la sous-région qui ont interdit par exemple que le bois soit exporté. En d'autres termes, nous disons que si vous exportez les produits à l'état brut, vous exportez en fait les emplois. Et c'est ce que nous voulons en train de travailler. Les autres qui tirent le maximum de profit. O-O-O-N. The possibility of another dip down in economic performance.
Présenté en fait parle de comment les pays de la des exportations pour les pays de l'Afrique. Nous venons de présenter en fait sur la croissance, comment les pays de l'Afrique centrale sont tout simplement comportés pendant ces 2 dernières années, comme vous le savez, qui ont été marquées donc par la pandémie de crise de Covid-19, qui a atteint les pays à un moment où ils se remettaient encore d'une grave crise économique due à la chute des cours du pétrole en 2014. Donc en fait, cette crise de la Covid a été le facteur aggravant et qui a en fait exacerbé les problèmes structurels de nos économies qui sont très dépendantes donc, des matières premières. Et vous avez vu que la crise de Covid-19 s'est manifestée par un effondrement des échanges et forcément donc, des exportations pour les pays de l'Afrique centrale, et qui fait que donc, presque tous leurs indicateurs macroéconomiques comme les finances publiques, donc le solde budgétaire, donc le compte courant, bien sûr la croissance, mais sont tout simplement effondrés. Et nous essayons de dire que cette croissance, il faut qu'elle soit une croissance qui soit beaucoup moins dépendante à l'égard des produits de base. Donc on cherche à ce que les pays d'Afrique centrale s'affranchissent donc de leur dépendance à l'égard des produits de base, parce que nous pensons que c'est là où se trouve la véritable résilience. La preuve, des pays comme le Cameroun, qui sont relativement plus diversifiés que les autres pays de la sous-région, ont pu traverser donc, cette crise de manière relativement plus douce que les autres. Donc notre message, en fait, ce que nous disons, c'est que les pays d'Afrique centrale, eu égard à leurs très abondantes ressources naturelles, doivent être en mesure donc, de créer davantage de richesses qui permettraient de créer davantage d'emplois et donc qui leur permettrait donc de se mettre donc, sur une trajectoire de croissance durable et non une croissance fragile. Bref, de sortir du cercle vicieux pour aller vers le cercle vertueux. L'autre solution, et c'est là où nous pensons qu'il y a vraiment la transformation de nos économies, c'est vraiment de pouvoir créer de la valeur ajoutée mais sur place. C'est-à-dire de garder davantage de richesses. Les produits sont essentiellement exportés à l'état brut, et nous, donc, nous cherchons à ce qu'on transforme au moins une partie sur place. Et ce que nous faisons, c'est ce que certains pays l'ont fait. Certaines mesures ont été prises et certains pays de la sous-région qui ont interdit, par exemple, que le bois soit exporté de manière brute. Il faut qu'au moins qu'il y ait un début de première, deuxième, troisième transformation avant qu'il ne soit exporté. En d'autres termes, nous disons que si vous exportez les produits à l'état brut, vous exportez en fait les emplois. Et c'est ce que nous voulons éviter. La même chose aussi dans le secteur des mines. Au Congo, nous sommes en train de travailler avec les autorités congolaises pour qu'ils puissent tirer le maximum de profit
donc de la ressource de cobalt. Comme vous le savez, la RDC est le pays qui détient pratiquement à lui seul les 3/4 des ressources mondiales du cobalt. Le cobalt qui est un des éléments fondamentaux pour faire les batteries pour les voitures électriques. Donc vraiment créer de la valeur ajoutée davantage sur place. Vraiment, c'est ça que nous recommandons. the development agenda for our respective sub-regions. I raised the concern there of the possibility of another dip down in economic performance.
March 2018, at a historic meeting of the African Union in Kigali, Rwanda, member states agreed to create an African Continental Free Trade Area. Subsequently, 52 of 55 African Union member states signed up to the agreement, representing a remarkable degree of consensus across the continent. The general public seems to be equally enthusiastic. An opinion poll carried out in November 2018 by the Rockefeller Foundation of over 2,000 citizens across the continent confirmed that an impressive 77% of Africans believe that the Continental Free Trade Area Agreement represented an important step forward. But what does this agreement mean in practice, and how will it affect us? The first thing to point out is, well, it isn't simply a free trade agreement. It's actually much more than that. It's about establishing a unified continental market, including the free movement of labor and investment. Let's focus on three major benefits of the Continental Free Trade Area. Africa is a big continent. You could fit the US, China, and Europe into the continent and still have space to spare. But in economic terms, individual countries are still very small. Take Rwanda, for instance. It's one of the fastest growing economies in the world, but in terms of size, it ranks number 143rd out of 193 economies in the world. This matters because small economies often struggle to attract the much needed investment. Collectively, the story is very different. The African continent, all 54 economies together, have a collective GDP of $2.5 trillion. That makes it the 8th largest economy in the world, just behind India. And with 1.2 billion potential customers, it makes the continent much more attractive to investment, both from within and from outside the continent. This will encourage business people to make the investments necessary to sustain economic growth and create the job opportunities the continent badly needs. A second argument in favor of the Continental Free Trade Area is that it includes a protocol on the free movement of people. This matters because at present, traveling between African countries for Africans currently can be very challenging. Visas, expensive air tickets, custom clearances, and border controls make it difficult to travel for pleasure and even more difficult to do business across borders. Currently, there are a lot of trained and skilled people across the continent coming out of schools, universities, and colleges who cannot find work. If free movement is endorsed, people will be able to use their talents anywhere in the continent where there is demand for those talents. The continent will be your oyster. A third powerful argument in favor of the Continental Free Trade Area is that it will increase trade between African countries. Less than 1/5 of all exports are currently from one African country to another. Take Kenya, for instance, the largest economy in the East African community. Each year, the country exports $1 billion to Europe and around $500 million to the US worth of products. Kenya's total export amounts to $6 billion. How much do you think Kenya exports to its neighbor Ethiopia? $1 billion? $500 million? $200 million? No. In 2017, it exported just $69 million to Ethiopia. Why? One of the main reasons is the high level of trade taxes. The Continental Free Trade Area Agreement is proposing to remove trade taxes on at least 90% of all trade between African countries. That will provide a big incentive to regional trade. The Economic Commission for Africa estimates that in Eastern Africa, the Continental Free Trade Area could boost regional trade by nearly $1 billion. And the principal sectors that would benefit would be precisely the ones that create much employment, like light manufacturing, processed foods, and textiles, creating as many as 2 million new jobs. African economies will find it hard to become strong economies unless they trade more amongst each other. There is an old Swahili saying that states, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. United we stand. If everyone can take their divided we seats, fall. we'll be starting. In Tanzania, for example, more than 40% of If everyone can take their seats, thank you. adequately skilled workforce.
entrepreneurs. The implementation of the Free Movement Protocol will allow young people to move to where there is a need for their skills and talents. A third area where the Continental Free Trade Area will help young people is by providing them opportunities to establish new businesses. African youth are among the most enterprising in the world. A 2013 Gallup survey showed that more than 1 in 3 Africans plan to start up a business over the next 12 months. In Uganda, that figure rises to 2 out of every 3 people, making it one of the most entrepreneurial places in the world. The Continental Free Trade Area will give young entrepreneurs access to a much larger, vibrant continental market, allowing young people to set up new businesses and tap into the growing demand for made-in-Africa goods and services. Young people deserve better opportunities and a brighter future. The Continental Free Trade Area will put us on the right track to provide those opportunities. In March 2018, at the historic meeting of the African Union in Kigali, Rwanda, Good morning, member colleagues. states Good agreed to create an morning, African distinguished Continental Free Trade Area. participants. Please note that we 52 have of rearranged the seating only inside the first U shaped. So countries are arranged alphabetically. We are requesting you to pick your bags and go and sit behind your country name tag. Pick your bags and sit behind your country name tag. I hope it is clear. Madam Sautome, over there, along with, please pick your bags so that, no, no, they picked up your shawl, so take everything and move them. Okay. Can we settle down so we can start the program? Please pick your bags and sit behind your country name tag. Relates to the bureau, so I'll come and make it before. So if I could already invite Minister Kwal Athian Mawian, the Minister of Trade of South Sudan, Mr. Justice Nyarandi, the Executive Secretary for the Northern Corridor Transit and Transport Coordination Authority, and Mrs. Juliette Angou, the Director of Trade and Competition from CEMAC.
So in view of our time constraints, there are two panels, but we will run the two panels together. So if I could ask the participants from the second panel to also join me on stage. So I'll just get my list in a moment, but if you know you are on the second panel, please join us. Good morning. An announcement, please. As you are aware, we have some unfinished business as Eastern Africa from yesterday. We announced the bureau, which was incomplete. So after consultation, I'm pleased to announce to you that Seychelles remains the chair, Burundi remains the vice chair, and we now have the rapporteur, who is Ethiopia. Thank you.
Thank you very much, everyone. We'll be starting our next session. And we will be starting, so this session is allowing us to speak to policymakers. And we will also be following that with conversations with the private sector, civil society, and in particular addressing the issues of inclusion. So in that context, our first speaker will be the Honorable Minister Kuwal Athian Mawian, the Minister of Trade of South Sudan. Honorable Minister, we're extremely honored to have you with us, and we look forward to hear the perspectives of South Sudan in relation to the implementation of the AFCFTA. So, Honorable Minister, over to you. Good morning, good afternoon, everybody. My name is Paul Athian Mayen, Minister of Trade and Industry. I'm here to give you why we did not ratify the African Continental Free Trade Area. The reason, as you know very well, that South Sudan, there wasn't security in the country. Until 2018, the agreement was signed between both parties on 15 August 2018. At that time, that is the time when the African Continental Free Trade Area was run in Kigali, but we received a document in December and in 2019. But at that time, the agreement was not completed. What happened? There was one ruling party who ran in the country. The other ruling parties were not inside the country. After the agreement was signed, now currently the parliament isn't complete at that time, but now it is complete now. We have five parties participating in the National Assembly, which is going to ratify the agreement. We propose that by next year, January, we are going to ratify African Continental Free Trade Area in our country. Will be a part of African Continental Free Trade Area. As you know very well that South Sudan is a landlocked country, bordering Central Africa, Congo, Uganda, Kenya, Ethiopia, and Sudan. But we are not connected. The only country we connect with us is Uganda. Up to now, it's the only route from Juba up to Congo, up to Uganda, up to Mombasa. We are getting our imports through Mombasa up to South Sudan. We in South Sudan, we have natural resources. We have minerals in abundance. But we want to share these resources with all African countries. We have to benefit from them. The only challenge facing us, we are not connected. Currently, we are not connected with South Africa. We are not connected with Congo. We are not connected with Kenya. We are not connected with Ethiopia. We need highways. We need railway. As you know very well that South Sudan, with minerals we have, are not available in that part of Africa. We have gold, uranium, diamond, copper, tin, and iron in big quantities, but no country is mining them. This is why we want African investors to come and invest in South Sudan. We have the best fertile land in the whole Africa. Our land is flat with so many rivers. We have very fertile land for sugarcane. We have very fertile land for rice. The rivers, we have the longest rain season, 6 months generally. 6 months within the year, we have rain season. We have a lot of resources we can do. South Sudan, we have resources we are not available in other part of Africa. We have white gypsum, black gypsum, we have gamma, we have honey. We have a shade butter tree. We can produce oil. We have also hard timber.
We had mahogany and teak. We are doing nothing. We have millions of cattle. We are not benefiting from them. We have the longest river in South Africa, River Nile. The fish die on age. Nobody is using them. The meat we have in South Sudan is the best meat. Our cattle use grazing grass. They move freely. We have the tourists can attract. We have so many parks in South Sudan, but we are not benefiting from them. We want African countries to be a part to share these our resources we have. Therefore, we need from you as Africans the resources we have here. Our population is very small. Currently now, those who are benefiting we have in South Sudan, we have a free trade market. If you go to South Sudan now, the Somalis, Ethiopian, Eritrean, and Kenyan, Uganda, they are moving everywhere freely. They have so many activities getting their business. Nobody's asking them. We are bordering Uganda, the same tribe was bordering with Uganda, they are the same tribe in South Sudan. The same tribe we have in Kenya, they are the same tribe in South Sudan. The same thing with Ethiopia. The same thing with Sudan. We are sharing borders. Therefore, why are you shy away? Come in and invest. Invest in South Sudan. There are so many resources with population we have. Only about 15 million. We build fertile land. The time has come now for Africa to trade among themselves. Because what we have in South Sudan, it can supply the whole part of all Africa, even the whole world. But now what do we need from you? Now the President Museveni and President Uhuru at that time decided that there is free movement now. In South Sudan, we don't ask ourselves for visa. And South Sudanese must go to Uganda freely, moving freely. And South Sudanese goes to Kenya freely. The same thing with Kenya. They come to South Sudan, they move freely. There's nobody having them. And this is what we want. We want African countries to interact, to trade among themselves. We don't have trading with South Africa. We don't have trading with the Congo. We don't have trading with Ethiopia. If those who just come by their own, using by airline, they come to South Sudan. But if there was road network to connect South Africa, to connect Congo, Ethiopia, and Sudan, then we shall have more interaction. We shall have more trading. Our movement can be freely. We shall have market. We have the big quantity of oil. Billions of oil on the ground. Now we are exporting crude oil. We don't have refinery. But we are trying our level best. By the coming next year, we are going to have more refinery. So that we can supply our neighbor countries with refined oil instead of importing crude oil from Europe, from Arab world or other part of the world. We can benefit from our oil. We can benefit from our byproducts from our refinery. This is what we need African countries to come and invest. We want investors to come and mining the gold, mining uranium, diamond, copper, and iron we have in South Sudan. But in big quantities, in abundance. We are not benefiting from them. We need African countries to come in. For us, we have been trying our level best some years back. The World Bank and Central Bank, they tried their level best to introduce microfinance. This was done, but unfortunately, it was interrupted by 2016 war. It would not continue. But now, this year, our budget, we have submitted some money, the budget line for the empowerment of women and youth. But for next year, by 1st January, our youth and women might be engaged in business. We are going to train them how to manage their business and how to interact with other neighbor countries so that they can exchange their marketing. Therefore, we are here for you, African. Don't be treat us. We are in landlocked. We are not connected.
The time has come now. We want to be a member of all Africa. We are already members of East African community. We have seen our benefits from East African community. We have seen. And this is why we want also African continental free trade area. We have to benefit also. We know that there are benefits from it. Although we got a delay for a Friday, we are going to speed up that to ratify that agreement. We are going to sign it by January. Then we have to commit ourselves to the political will now for our leaders. That we have to be a part of Africa. We have to share our resources with African countries because we know that the resources we have here are enough, can supply the whole African countries and the part of the whole world. Therefore, the time has come for you. For me, I would like one of my under secretary to highlight you what you have been doing before I came as a minister, so that I can give it short minutes so they can give you some highlight. Mary. Thank you so much. Okay, thank you, Honorable Undersecretary, Honorable Minister, for giving me this opportunity. I think I will not add too much because the minister actually has stated a lot of issue, and that indicate how the perspective of South Sudan on the readiness of implementing AFCFTA. The other aspect that I wanted to add is that on the border trade, there is a question which was prepared for him to address the issue of border trade, how best we can support cross-border trade practitioner to better implement, operate their businesses. I think we are the most neighbored country. As the minister said, we are neighboring over six countries, and in this country we share a similarity on our culture, our tribe, the border. And that is why the cross-border trade in South Sudan seems to be a successful story. Given that it is growing in nature, there's need for us to really regulate. There's need for us to recognize them, formalize them so that they can be able to grow their businesses. And maybe this is one of the tools of of trade that can enhance our continental trade, because all of us are bordering each other. This is my recommendation that there's need to regulate or to recognize, to give a legal formal nature to our cross-border trade. This is what I wanted to add. And before the minister came on board, when South Sudan signed the agreement, we embark on awareness creation, because we learn our lesson from the implementation of East African Community protocols, where the population complained that they were not given information, they were not made aware on their session, and now they are being forced to implement things they know nothing about. And we had a lot of challenges in implementing ESC protocols. With AFCFTA, we decided to create awareness massively. Even before the ratification, which the minister has already stated that in January will happen, we finished actually 1 year in awareness creation, and this is the second year continuing in the awareness creation at up to the level of grassroots, because most of our cross-border happen in the rural areas. The border areas, towns are rural in nature, and with their rural counterparts, they interact in businesses. So we want to create awareness at that level so that they can be able to, once we ratify, we can be able to move a little bit faster and catch up with others who have already implemented to a certain level. I think this is what I wanted to add. Thank you, Honorable Minister, for giving me this opportunity. And I would like also to allow my colleague to say a word, because he is the one who
was involved in the negotiation, and he's a DG for external trade. He's actually can put for us a little bit of flavor into this. So thank you, my peers, and I would like also to appreciate and thank my minister for having given me this opportunity to say something. I would like also to join my colleagues in the hall here for having accommodated us. In fact, we are new players in this line of integration, because by then we were still out. We were under Khartoum and we didn't know what was integration. You remember Sudan joined COMESA in 1981 as a PTA, and they never came to South to inform us. We never knew about the integration until we came back, and this is the nobility of being free. At least now we are free. That's why I would like also on this line, I would like to extend my heartfelt appreciation to Mama Keita, because she was the one, I think, connected somewhere. She really led a very high delegation with my friend Andrew to South Sudan, Juba. And they informed us and build our capacities. Briefly, they told us the importance of integration. And later they brought us to Kigali, and we picked from there, and we went back now with very high hopes. We started now in creating awareness, informing our principals, and now they are aware of integration and they are taking continental free trade seriously. And we hope soon or later we will have the document ratified, because our minister is following it closely. South Sudan is a young country, of course, the gross importer of all its needs. We import most of our things from East Africa community, and we are happy to be neighboring with the 6 member states: Uganda, Kenya, Ethiopia, Sudan, Central Africa, DRC, Congo. So we have a lot of activities across these borders. So it is not easy to manage cross-border, but we manage it and we are benefiting from it, because when we allow this cross-border to take place or border trade to take place among our neighboring countries, definitely we have stability, no hostility along the borders, because the same tribes at this side are the same tribes that side. So we have common values, traditions, cultures in common we share, and then we exchange benefits. Trade is the exchange of benefits. So of course they also benefit the inhabitants of those borders. When they exchange benefits among themselves, it minimizes the rural development, rural migration to the urban areas. So they stay there, they produce, they exchange, they sell out what they produce, they also produce. Then they can get money to finance their own needs. So they don't come to the towns, and they are kept there. They are very friendly. It minimizes smuggling. I think on the basis of these factors, we encourage cross-border trade, and this is we enjoy it, and it improves our livelihood. So these are what made us, because we don't depend mostly on in sooner or later, although people do not appreciate working for the elimination of or reduction of imports. We are hoping that one day, if we settle down, definitely we want to produce, because in the EAC we are members now. We need to offer something. Also in the continental free trade area, we need to offer goods. I'm also reminding you, informing you, we are also observers in the WTO. We need also to offer something. So with this struggle, and we are starting with the EAC and the continental free trade area, which we signed. We were very proud when we signed in Kigali 2018 on 21st March. I think we were very happy. Now we only went back and we had our own makings. That's why we are stagnant. But I think now the situation is improving, and now the assembly is fully constituted, although we have still a transitional government. But I think sooner or later things will be coming out soon, and we hope to trade. With the border trade, it's benefiting us. We also exchange goods across, and we are stable. We want to prove it. We want to promote it. We want to sustain. And I thank you very much, Minister, and I thank Mama Keita again with Andrew. Please don't drop us, don't leave us. You take us along, because we want to be where we want to play. Thank you. I think before I close, there are very urgent issues needed now. In our budget this year, we are budgeted for a highway from South Sudan to Ethiopia. At the same time, we are also budgeted for a highway from South Sudan up to Lamu Port. We want Lamu Port for our export.
we are going to construct a highway, a railway line, and pipeline. The same way to Ethiopia. We want to construct also the pipeline from South Sudan up to Djibouti. These are things we want in our program for the budget of this year. Also, we want to see that if there is a financial support to connect us with Central Africa, Congo, this is what we need very urgently, because we have these countries are bordering us. We have so many common. We are sharing border with them. The same tribe in Congo are the same tribe in South Sudan. Same tribe in Central Africa are the same tribe in South Sudan. Therefore, we want to interact ourselves. This is very urgent thing, and so that we need this area to connect. The same thing with Sudan. We want the same thing here. This is what we want urgently. If the roads are constructed to connect us, then there will be free movement of people, free movement of goods. This is what we need from you. And thanks. Thank you very much, Minister, and we thank as well the senior officials from South Sudan. I think we have heard a very passionate plea of how we should unlock the resources in countries like South Sudan. And the way to do that is increase value addition. And as you pointed out, Minister, this must link in terms of the regional value chains by connecting across borders. Even in many countries, as we've heard from you and from your officials, they are often speaking the same language. There are things that unite these countries, which means that if the right infrastructure and the right policy environment is in place, trade will be transformative. And we welcome as well the announcements that you have made about the new investments that South Sudan will be making to facilitate this trade through the AFCFTA. We were delighted to hear from the Minister, and we will now go to Mr. Justice Omar Nyarandi, the Executive Secretary of the Northern Corridor Transit and Transport Coordination Authority. And we look forward to hear from you, Mr. Justice Nyarandi, on how we can incorporate the informal cross-border traders into the formal economy. What have we learned a little bit from the application of simplified trade regimes in some RECs? And how do we turn trade corridors into development corridors? And particularly in this meeting, we're looking at these issues of special economic zones and how can these zones play a significant role in improving production, industrialization, diversification. I could even come here. I'm delighted to be here. I came in yesterday evening, so I've joined you today. I might have missed some of the discussions that were had yesterday. My name is Omar Nyarandi. I'm the Executive Secretary of Northern Corridor. I'll be brief because one of my member countries, South Sudan, has really taken us on what they are doing. What is a corridor? A corridor is an infrastructure, band of infrastructure that connects trading centers. And these trading centers happen to be major cities. Corridors can originate from a seaport and radiate into the hinterland. Now, looking at AFCFTA is about trade. And the corridors move cargo, move people to these trading centers. I represent Northern Corridor, which starts from the port of Mombasa to 5 member countries of Burundi, DRC, Rwanda, South Sudan, and Uganda. The agreement that formed the Northern Corridor is for 6 countries, which I've mentioned, which includes Kenya, and South Sudan is the newest member, which joined much later in 2012, when these other countries had signed the agreement in 1985. All the member countries except South Sudan have ratified the agreement, the AFCFTA agreement. Now, moving cargo
for a corridor to be efficient, cargo has to be moved efficiently, on time, high volume, and a lower cost. Northern Corridor, being an example and having 6 countries, has several close borders. It has several borders, the biggest being between Uganda and Kenya, called Malaba. These borders have trade. They are the informal trade. We have women and youth. What Northern Corridor has done, and working with other regional organizations, to have a simplified regime of doing trade, monitoring these borders in terms of movement, monitoring this, having in place what we call JBCs. Together with EAC, we have worked to create joint border committees that work together, having both public and private sector, to ensure that there is always communication, there is always interaction, so that there is greater trade between the countries, and especially the informal and the small traders. What we do at Northern Corridor, and which has been emulated in other corridors, is to have what we call a transport observatory. You can go to NCTTCA website, and you can be able to access the portal for the observatory, which gives you immediately, even when you open, you can see how long it takes to transport cargo between maybe Mombasa, Kampala, Mombasa, Rwanda, how long it takes. Most of those things are in the observatory, including the parameters and the indicators at the port of Mombasa. We are able to measure the efficiency, the movement, so that the soft issues, apart from infrastructure, are what makes trade flows. We work with governments, our member states, to ensure that they prioritize infrastructure. We were recently in South Sudan. We have done a study on transport needs assessment and prioritized for them what they need to start implementing to have the efficient transport system in South Sudan. I hasten to add that the 6 members of Northern Corridor, 3 of them have very good infrastructure in terms of a road. Kenya, Uganda, and Rwanda have what we can classify as good to very good roads. We have challenges in DRC and in South Sudan. We've had various bilateral meetings, and you must have seen that recently Uganda is spending money in putting a missing link to DRC. Kenya has implemented the SGR, that's standard rail, up to 600 kilometers interland. There is a connection of the old rail now repaired, which can take rail all the way to Kampala and Jinja. We are convening a meeting for all rail experts in February with the new government in Kenya, so that we can have a way forward on the movement from where it has stopped to the other regions. Let me now move to SEZ. The member countries and the Council of Ministers of Northern Corridor realized after several studies that we do export very little. In fact, when you look at the roads, you find one side of the road, depending if you are driving left or right, like in the East African region, where we drive on the, is it on the left? Right. So you will find that the left side, which goes to the seaport of Mombasa, is in very good condition, but the one coming in is in very bad. It's not as good because of the heavy load of importation and very low exports. So the challenge, and which we have posed to the member countries, how can we increase in manufacturing? How can we increase value addition? And that's when special economic zones come in. I just need to flag, Mr. Justice, that we are very tight on time. Okay. So if perhaps you could summarize. I think actually everyone is hanging on your every word, but the problem is we have to cover a lot of speakers before we close for lunch.
And we really thank the interpreters, but they have certain rules about how they work. So there will come to a point where we will have to break, whether we like it or not. So I want to make sure we cover all the speakers. So thank you. I'll close in the next 1 minute. We need to make our corridors turn into economic corridors to have a lot of cargo, which is moved efficiently in a green, sustainable manner. Lastly, is the non-tariff barriers. From the agreement, FTA agreement, it has created structures on how to identify non-tariff barriers, on how to tackle them at the national level, creating national committees. As Northern Corridor, what we have done is to go further and try to harmonize this so that we have a regional discussion on non-tariff barriers, on how they are dealt with. And of course, our observatory is able to monitor and give feedback on areas that are having issues that should be sorted out. I could have taken hours and hours, but we can do it. And my friend Robert spoke about the infrastructure and the requirements we need to develop Africa and the trade among ourselves, and the corridors will play a very big role. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Justice. We really appreciated your intervention and apologize that we don't have time to go more in depth. But I now have the pleasure to go to Mr. Mubarak Low, the Director General of the Economic Perspective Bureau of Senegal and Senior Fellow at the Policy Center for the New South. And we look forward to hear from you, Mr. Low, based on the work that you have done on the paper that you have published on the AFCFTA. Based on what you have seen, can you share with us some of the success stories and what are the factors that will determine the success of the AFCFTA? And what are the key recommendations, and in particular, to boost regional FDI within the AFCFTA? And because of time, if you can do it in about 5 minutes, would be appreciated. No problem, I will try. Thank you very much. I will try to speak in French. Comme vous le savez, effectivement, je viens de publier un papier avec un collègue sur la question que j'ai partagée, qu'on peut continuer à partager. Actuellement, la situation actuelle, c'est que les exportations intra-africaines sont faibles, comme vous le savez. Mais la bonne nouvelle, c'est que les exportations intra-régionales sont dominées par la manufacture. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de développer les exportations manufacturières avec la ZLECAf. Deuxième élément, l'élément le plus important, ça a été montré dans l'étude qui a été faite, et je pense que la présentation de Sékou Doumbia aussi l'a montré. La réduction des barrières non tarifaires est plus importante que la réduction des barrières tarifaires, parce qu'aujourd'hui, les droits de douane sont déjà très faibles. Troisième élément, les infrastructures aussi sont fondamentales. Là aussi, ça a été précisé ce matin, mais surtout la logistique commerciale. On n'en a peut-être pas parlé ce matin. La logistique commerciale plus que les infrastructures. Bon, ça, au Soudan, on a parlé tout à l'heure des problèmes de connexion avec les voisins. Donc, comment ça au Soudan pour commercer s'il n'y a pas de route? Et donc, il faut en faire une priorité absolue. L'infrastructure numérique également est fondamentale. Tout ceci a été dit ce matin. Un élément fondamental aussi, c'est la transformation structurelle, parce que les études qui ont été menées par la Banque mondiale, la BAD, tous ceux qui ont fait des études sur la ZLECAf montrent que les pays qui vont gagner le plus, c'est les pays qui ont des économies diversifiées avec la présence d'industries manufacturières. Parce que c'est ça le futur. Donc, il faut que les pays se préparent à fournir des biens transformés. Surtout que en fait, ce que consomment les consommateurs aujourd'hui, c'est des biens de plus en plus manufacturés avec un contenu technologique. Donc, il faut que les PMI locales soient à même de fournir ces produits. Il ne faut pas oublier aussi que la ZLECAf, il y a un minimum de valeur ajoutée. Pour que la PME puisse bénéficier de réductions ou des avantages, disons, de la ZLECAf, il faut qu'il y ait un minimum de valeur ajoutée. Et donc,
comment faire pour mettre à niveau les PME également pour qu'elles soient à même de fournir ces biens à haute valeur ajoutée. Donc ça suppose le renforcement du capital humain. Tout à l'heure, South Soudan a parlé du développement des infrastructures, mais je pense qu'il faut ajouter le développement du capital humain, parce que c'est ça qui fait la transformation structurelle, en plus de la mise à niveau des PME. Un autre élément qu'on peut relever, c'est les informations sur le commerce. Moi, j'ai fait le constat, je suis allé en Guinée-Bissau, j'ai trouvé que la Guinée-Bissau achetait des œufs du Portugal, alors qu'au Sénégal, on fait plein d'œufs. Bon, c'est pour vous dire que si l'information commerciale fonctionne, tous les pays pourront commercer ensemble. Aujourd'hui, si vous prenez n'importe quel pays africain, pratiquement, ils commercent avec une dizaine de pays. Alors qu'il y a peut-être des choses qui sont faites à South Soudan qu'on pourrait consommer au Sénégal. Donc l'information commerciale, le projet de l'Union africaine de création d'un observatoire dans ce domaine, il faudrait accélérer la mise en œuvre, veiller aussi à ce que les pays mettent en œuvre des systèmes d'information commerciale qui ne soient pas tournés uniquement vers l'Europe ou l'Asie, mais qui intègrent aussi les pays africains. C'est valable aussi au niveau des communautés économiques régionales. Un autre élément, c'est le financement. Là aussi, ce matin, on en a parlé. Afrique-Simbank est là. C'est fondamental, l'infrastructure financière régionale, le système de paiement transfrontalier, des accords de swap entre les banques centrales, un centre régional de compensation multidevises. Tout ceci, c'est des initiatives qui permettraient de faire de la ZLECAf un succès. Il ne faut pas oublier aussi les mesures d'ajustement, d'accompagnement, parce qu'il y a certains pays qui vont, à court terme, perdre beaucoup avec le démarrage de la ZLECAf en termes de recettes fiscales, notamment de recettes douanières. De manière générale aussi, un point que je voudrais signaler, parce que moi-même, je suis un planificateur, souvent, les initiatives de cette nature sont gérées au ministère du Commerce. Bon, hier, je disais déjà que même au niveau de l'Union africaine, il faudrait que ce soit géré de manière intégrée. J'ai eu à faire 2 fois le plan stratégique de l'Union africaine, donc je connais très bien. Ce n'est pas une affaire de trade uniquement. Ça doit irriguer toutes les politiques de l'UIA. Il faudrait que le secrétariat travaille avec le NEPAD. Toutes les commissions, à mon avis, tous les commissaires sont disons, concernés par la ZLECAf. Donc, il faudrait même, au niveau continental, moi, j'appelle la mise en place d'un plan intégré de mise en œuvre de la ZLECAf qui intègre les routes d'intégration, le financement, la transformation structurelle, qu'on ait même des orientations, voire même un guide que l'Union africaine pourrait donner au pays pour réussir la ZLECAf et bénéficier des avantages de la ZLECAf. De la même manière, au niveau des communautés régionales aussi, au-delà de la négociation de la baisse des tarifs, il faudrait cette politique intégrée, voire même des politiques industrielles communes. Je connais bien la CEDEAO, j'ai eu à faire un bilan sur la CEDEAO. Il n'y a pas de politique industrielle digne de ce nom. Aujourd'hui, le budget qui est alloué à cette politique, c'est quelques millions c'est même pas $1 million. Je veux dire, c'est quelques millions de francs CFA, si je peux dire. Au niveau des pays, il faudrait qu'on démarre par le plan. C'est-à-dire, c'est le plan national qui doit prendre en charge de la ZLECAf. Parce que bon, j'ai lu ce qui a été fait au Sénégal par le ministère du Commerce. C'est un peu ce que j'appelais des vœux pieux. Bon, on va trouver la même chose. Ça va être des déclarations, il faut diversifier, etc. C'est le plan national lui-même qui doit regarder le défi de la ZLECAf, comment développer le commerce intra-africain et regarder toutes les conditions préalables, à la fois en termes de transformation structurelle, développement du capital humain, les infrastructures, le financement, et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il faudrait que la ZLECAf soit bien positionnée dans le plan et que la stratégie du plan lui-même soit en phase avec la ZLECAf et qu'on fixe même des objectifs qu'on ne voit rarement dans les documents de la ZLECAf. Qu'est-ce que le pays est prêt à faire en termes de commerce extérieur? Aujourd'hui, il est peut-être à 10%. D'ici 2035, on va passer à quel pourcentage? Il faudrait aussi des objectifs sectoriels. Voilà un peu pour ne pas être long, ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup,
Monsieur Lowe. Et je voudrais maintenant, we would now go to, we've heard from policymakers and we will hear a little bit from civil society as well as from the private sector and get perspectives in that direction. So I'd like to go to Nadia Hasham, who is an economist with the Economic Commission for Africa. And we'd like to hear from you, Nadia, how you think a protocol on women and youth in relation to the African Continental Free Trade Area could contribute to make the agreement more inclusive. Yeah. Hello. Yeah. Thank you for having me here. I think what I'll talk about to answer the question is on how women and youth can leverage the agreement as it is, but why it's important to have this protocol specifically dedicated to women and youth that the state parties have agreed to negotiate as part of the phase 2 negotiations of the AFCFTA. And for now, I think what we can understand is, the agreement has the two broad parts, the removal of the tariff barriers and then the non-tariff barriers. And women and youth, in their various roles as entrepreneurs, as employees, can benefit from the removal of the tariff barriers just as any others. And the non-tariff barriers removal might affect them more, actually might benefit them more as a result of participating in cross-border trade. We've heard about the cross-border trade and from many of the other speakers. But we want to look at what are those underlying inequalities that might prevent women and youth from being able to leverage the agreement, and where are women and youth concentrated in the economy that affects how they will participate or be able to participate in the agreement. So we might look at the various sectors that are dominated by women and youth. And when you look at the national strategies that member states or state parties are designing for implementing the AFCFTA, they have an analysis that goes into that at least looks at the gender dimension of the various sectors that are expected to benefit or that they would like to strategically position. So that helps us give some understanding. And then we might also want to look at where women and youth tend to be concentrated economically. So in small and medium-sized enterprises, in the informal sector, some risks to being unbanked, for example, being startups, youth often running startups, which affects ability to access finance. So then we see a lot of these barriers on access to finance, access to information, access to business networks, especially. So we have some barriers, and we also know that increased trade can pose some challenges. For example, we can see that businesses might use the gender wage gap to drive export competitiveness, so paying women and youth less, and then also that women and youth can become segregated in low-skilled, low-wage jobs as a result of this. So having a protocol focused on women and youth can help to address some of those barriers, and it can also accelerate some of the opportunities for women and youth. That I would say the way we're looking at it is there's two main rationales. One is the legal side, which the agreement itself talks about the improving the export capacity and opportunities for women and youth as business owners and service suppliers, but it doesn't go very far beyond that. So a protocol would address that particular legal imperative of the agreement. And then the second one is the economic argument, which is to say that without women and youth being able to leverage the agreement the agreement won't reach its full potential, right? So we won't see the full economic benefit. But we also should be cautious that the protocol is a trade agreement. It's at that level. Where really we see the difference is at the level of the complementary policies. So we can have some affirmations of commitments that are made by state parties at the level of the trade agreement, but what we really need to see is that translating to the complementary policies at the national level through national implementation strategies. And at ECA, we work with those state parties to
integrate a lens in their strategies that addresses some of these gender differences and some of these age-based barriers. So as I mentioned, some of the barriers that we might see, and having the analysis of the sectors as well. But we also look at then what are some of the complementary policies that we can think of, and these might be things about improving export competitiveness, access to finance, information barriers. So this is really the whole ecosystem approach. We should also be talking about participation in regional value chains and supply chains, which as small businesses, usually run by women and youth, we really need to be able to work through business associations or aggregation functions to be able to participate in trade. So it's not necessary that they will have to be the trading company, but they will still be expected to leverage the benefits of increased industrialization, improved value chains and supply chains to move to higher value added activities. So what I would say is at the level of the protocol, we can build on what the RECs have done so far, the regional economic communities. And actually we find that the REC agreements on the African continent, if we compare to what's happening in the rest of the world, what's the global practice, the REC agreements actually have more binding provisions relating to gender than trade agreements in the rest of the world. So we actually do have some good precedent already on the continent. And I think what we can do is look at leveraging that those agreements that have already been made. Where has agreement already been reached? Affirm some of those commitments, and really it's down to the level of implementation. And an area that we're working on at ECA is on the public-private dialogue aspect, so that we really can get the private sector views in terms of designing what that would look like at a trade agreement level. Thanks. Thank you so much, Nadia. We really appreciate that intervention. And I think in particular, we recognize as the UN, but I think also all of the senior officials here, we recognize that, and we can see that there tend to be more officials who are men than are women. And therefore we have to make we can't just assume that things normalize. It has to be dealt with in policies and protocols. And there has to be active planning to ensure that there are no also unforeseen consequences of trade that may further complicate the efforts that we are making to achieve gender equality, and also ensure that there is a full inclusion throughout the processes. So I'd now like to go to Mr. Anthony Myeyange, the CEO of PASGR. It's very important for us to have the perspective as well of the private sector, and we want to hear from you. Firstly, how do you see the AFCFTA and its implementation? Is there satisfaction, frustration? How do we improve? What needs to be improved? Are they sufficient? Are the various protocol provisions and implementation so far, is it sufficient in relation to what the private sector expects? And do you think the private sector has been consulted sufficiently and in the design phase? And going forward, what would you like to see in terms of that consultation? And we know that the private sector faces a lot of constraints. And what do you think are the main things we need to do to try and address those issues? Thank you. Those are very loaded questions. Thank you very much, Jean-Paul, and colleagues on the floor, and my colleagues on the panel. I represent Partnership for African Social Governance Research. The short name is PASGR. We are based in Nairobi. Now, so I'll speak from both a civil society perspective and private sector perspective. And what are the gaps? What is it that the private sector, civil society has faced in the continent? I'm pleased to say, before my current role, I was working for Trademark East Africa. And I know I went around with UNECA engaging countries. And one of the key lessons we were doing awareness campaign in the region, particularly in East Africa, was that involvement of private sector. And I think my first experience was in Zanzibar in 2018, 2019. When we were talking about CFTA and what it is, what the agreement is all about, one thing that was very clear, there was no awareness.
And this is the case. A couple of weeks ago, I was giving a keynote address in Arusha of civil societies and private sector. They have no clue what is the CFTA. And these are what we call third development sector. They're very important for development in our countries. And given the prominent role of the CFTA, their involvement is still hanging in the balance. And I think there's a lot need to be done in terms of sensitizing, creating awareness, particularly in terms of how they can come into play to help foster some of the implementation of the CFTA agreement. We all know the government can't do everything. African governments, not only in Africa, across the globe, a huge chunk of development is driven by private sector. So it's very important at the outset of formulating these policies, we do have private sector civil societies in the room to be able to understand and know how they can execute. And in case of refining along the way, they should be consulted. Consultation is extremely important. So that there are gaps in terms of understanding, in terms of awareness, but particularly what constitute these protocols. Most often these protocols are formed by government bureaucrats who have no idea what business want, probably who do not have experience in business in private sector. That's a very unfortunate part of our processes, but I think there is a need. I remember one time in Dar es Salaam, in a CFTA meeting, in the room we had SMEs and we had a government official from Tanzania Revenue Authority. And we presented our analysis with Andy on the potential benefits of CFTA. The government said, oh, we're losing this much in terms of tax revenue, tariff revenues. And the SME person stood up, very firmly, a lady, and said, all right, so how many jobs do you think we would be able to create if I'm able to trade with other countries outside Tanzania? And how much that would mean in terms of employment, in terms of income, and suddenly then my colleague from TRA was quiet. But one thing was clear for me is the bureaucrats, the policymakers have no clue of what businesses need. Right now, it's so easy to set a policy, but that policy needs to reflect the bottom-up reality, the reality on the ground. And those who are going to execute that policy is not policymakers, it's traders, small traders, it's women and youth that Nadia was talking about. This is very important. And this is, I think, translating policy into actual implementation is extremely important. And this is where co-creation, relationship between governments, private sector, civil societies is very critical. Now, what needs to be done in terms of the gaps that we see? Okay, there are several layers. There are supply side issues that are purely setting the infrastructure that is needed, some of which my colleagues have talked about. We know NTBs is a problem. We know some of the laws, some of the policies Nadia talked about, complementary policies that are needed to execute are needed. Some of these are supply side, but the fundamental question that I always ask, to what extent these policies reflect the needs of the people? I think this is critical. Yes, we have free trade continental agreement, and it's a buzzword in town. Everyone wants it. But the extent to which it's taken up, it's also conditioned on many things. One being listening to the demand side. For example, creating opportunities for how private sector can come in is very critical. Supporting environment where private sector can thrive during this implementation phase is very critical. But at the same time, I've heard presentations about we need infrastructure, we need this much billions, that much billions, that much billions. Who is going to generate that billions? By and large, it's private sector. By and large, it's private sector, right? Now, if private sector are not, the environment is not conducive for private sector to thrive, I think we have a challenge. And my third point that I would like to make is, where are the African philanthropies? Where are they? Where would these billions for infrastructure, digital infrastructure, road infrastructure, where will it come from heaven? No. It has to come from somewhere. So where are the Africans? How do we mobilize our own domestic resources to be able to finance this? Private sector is critical, and we can't implement this agreement fully if we don't have private sector, civil society involved in this process. We want to create jobs for young women and youth, and I want to echo what Nadia said. If you look at the statistics in Africa right now, almost 1.5 billion people, 70% are young people, 65%
are young people below 30. About 40% are unemployed. 1.4 billion people. You cannot get voted into a presidency right now if you don't get votes from young people. That's the truth. It's a fact. But we can make all the policies for who? I would say young people are now cross-cutting issue the way gender is. Private sector, civil societies interact with young people more than the government. Listening to private sector, listening to civil society in making sure that implementation of the agreement is successful is more than important than ever in this process. Thank you. Thank you. Thank you so much, Anthony. From you, a little bit of continuation, or rather to build on what we've heard from Anthony in terms of what we need, in terms of addressing the constraints that private sector are facing, but also what this means in terms of the upskilling that is required across the continent, and particularly perhaps focusing on young people. Thank you very much. Excellencies, ladies and gentlemen, as well introduced, my name's Ivan Atuyambe. I work at the Training Center for Development Cooperation and the East African Community. We have a joint program on youth in business and trade. But we do so many other things which I'll not go into today. So I'm the joint program director for the youth program. Now, I just want to start with a little history of the political economy of, regional integration in Africa. Just to take you a little bit in a few seconds, where are we coming from on this issue of regional integration and the AFCFT as a whole? If you recall, there were two schools of thought, one by Nkrumah and the other by Julius Nyerere. Nkrumah says Africa must unite and unite now, no choice, you unite or die. And Nyerere says, no, we are so diverse, we must do it block by block. And so he goes to convince Obote and Jomo Kenyatta in Uganda and Kenya, say let's unite as East Africa to demonstrate that countries that are already closer can easily unite. And then if blocks in Africa can do that, eventually the blocks will come together later. And they didn't agree because they had just gotten power after a struggle for independence. They couldn't, the idea was not so attractive because it means losing power that you've just gained. So he went to Zanzibar and convinced Karume just to demonstrate that unity is the way to go. And they agreed and formed the United Republic of Tanzania. Now, what does this mean to us today when we talk of AFCFT and regional integration, economic integration? Sorry? Nyerere changed his mind later. He say Nkrumah was right. Well, that can be debated, but economically speaking, he was trying to show that, Africa is so diverse, but this diversity can also be a blessing if well understood and better utilized. So where we are now, we are talking about REX, and this is where they have come from. So REX as building blocks into a regional integration, and the goal should be deepen and widen integration. But how deep and how wide is a question we are discussing now over and over again. Now, a case of ESC, we said that in ESC we want a people-centered and private sector-driven integration. Now, what are the key challenges that we are facing from the process point of view? First of all, we see that business entities and their apex bodies, and I will speak about youth now, are quite left behind. And my brother from Trademark has mentioned earlier, a former Trademark, businesses are complaining that they are left behind in the process. Why? Because, for example,
the structures for negotiating the AFCFTA were not well crafted to include non-state actors. And the business sector is one of them. And as a result, a lot of things were agreed for the private sector. Why? Because integration, economic integration should be private sector driven. But when you negotiate it with another okay, so private sector not on the table. If I should leave the stage. So is that still a private sector driven economic integration? The answer may be no. And now what has happened as a result, for example, business councils that existed, because we are talking about RECs, they existed at REC levels. We have an EABC, East African Business Council, we have a SADC Business Council, we have a COMESA Business Council, and name it all. So when it came now to who will be the voice of private sector at continental level, a new business council was initiated, but without involving a process, that involves the REC-based business councils. And as we speak, that Continental Business Council is struggling to validate itself and mobilize the other councils, and councils that are strong, like COMESA Business Council, SADC Business Council, are actually thinking about a tripartite council. So what will happen to the Continental Council? Now, these councils, as we go into youth, do not have structures for engaging with young people. That's now where young people are also left behind. Now, the people-centered integration and private sector-driven integration, as we speak, is not looking good. And let me conclude by saying that I guess that UNECA and us, there are three things we can do. First, capacity. Capacity at knowledge level, skills level, but also productivity level for young people-led businesses and women-led businesses. You cannot trade if you cannot produce. So productivity capacity is very low, but also the knowledge of the AFCFTA and the skills to engage in it. Let's talk about, for example, clearing and forwarding agents. They are used to trading or forwarding goods within the ESC. Do they know how they can clear goods heading to Ghana? Those are the new skill sets that we need. Who is playing? What are the new technologies? How can we upskill the young people to use more tech for more beneficial reasons? How can they build their individual and farm level capacities to engage in more commercially meaningful trade activities? And I think, Mr. Moderator, I want to shut up now. Thank you once again. Thank you very much, Ivan. We really appreciated that intervention with practical ways in which we can ensure that there is engagement of private sector and the link also with young people. Nous passons maintenant, avant de passer sur la dernière intervention, ceux qui sont en ligne peuvent mettre des questions dans le chat. Those who are online, please put your questions in the chat. Nous passons à Madame Faiznat Islam, qui est de la Chambre internationale junior des Comores, qui va partager avec nous un peu la situation de la société civile aux Comores et comment cela fait le lien aussi de la mise en œuvre avec le ZLECAf. Merci. Honorable assistance, salam alaikum. Je m'appelle Faizna Amze Islam. Je représente la Jeune Chambre internationale Comores. Avant de continuer sur le rôle de la femme et de la jeunesse et la société civile aux Comores, j'aimerais bien présenter quelques particularités des Comores. Sachez bien, mesdames et messieurs, que le Comores est une société matriarcale. Si aujourd'hui je me débat avec mon mari, c'est à lui de sortir à la maison, pas à moi. C'est pas seulement aux Comores, c'est un des pays qui a une société matriarcale. Si aujourd'hui, mon frère veut construire une maison,
il doit d'abord construire la maison de ma fille avant de construire la maison de sa fille. Tellement la femme est bien traitée aux Comores. Un point aussi, aux Comores, on ne voit pas des enfants dans la rue. Tellement le partage, la responsabilité est partagée aux Comores. On voit aussi tellement de filles très scolarisées par rapport aux garçons dès l'école primaire à l'université aux Comores. Ce sont des particularités qu'on n'en trouve pas dans certains pays, surtout en Afrique. Aux Comores, ils sont là. Arrivez, vous les observerez. Je présenterai également mon organisation qui est la Jeune Chambre internationale, qui a comme vision d'être le premier réseau mondial des jeunes citoyens actifs. À travers son cadre d'action et ses objectifs, elle voit qu'elle est d'une manière ou d'une autre liée à contribuer au développement du pays. Aux Comores, nous avons une population très jeune, avec plus de 900 000 habitants. On a 55% des jeunes et surtout entre 25% de moins de 20 ans. Cette jeunesse qui est bien réveillée et consciente sait que entreprendre est une des meilleures solutions pour contribuer au développement de l'économie du pays. Nous savons tous que la COVID a ravagé nos nations, a ravagé le monde entier. Et aux Comores, ce n'était pas que négatif, parce qu'on a vu la création des petites et moyennes entreprises qui a plus triplé pendant cette période, tant dans le domaine de l'agrotransformation, l'élevage et le cosmétique. Et aussi des initiatives dans le numérique comme Kusa Comores, Lincoln et j'en passe. Aux Comores, on observe également les entreprises les plus innovantes qui sont dirigées par des femmes. Certaines entreprises se sont adaptées durant cette période de crise avec des services de livraison ou de paiement en ligne, voire le mobile banking comme Money, Invola, Holo, autant de services qui n'existaient pas 2 ans auparavant et qui ont fait des heures durant Covid, qui a frappé aussi les Comores après s'être secoué par le cyclone Kenneth. Parlant de la place de la femme aux Comores, de par son passé, les reines qui ont défilé avaient leur place dans la communauté. Puis, il y a eu cette image de la femme. Cette image de la femme qui doit être protégée et choyée. C'est ce qui a fait qu'elle n'osait même pas prendre la parole en public. Aujourd'hui, on n'en parle plus de l'émancipation. On parle du retour aux sources, car on retrouve enfin la femme comorienne un peu partout, au marché, à l'hémicycle, au champ, au ministère, à l'hôpital, à la pêche. Il y en a même une femme gouverneure, mais malheureusement, sa représentation effective dans les instances de prise de décision n'est que minoritaire jusqu'à présent. Une seule femme ministre dans un gouvernement, 2 parlementaires. Il y a vraiment du chemin à faire. Et cela ne serait possible que si le gouvernement joigne la parole à l'action pour l'ODD 5. J'aimerais aussi parler un peu de la société civile. Aux Comores, la société civile est délaissée parce qu'elle se retrouve vouée à lui-même. Pas de soutien, ni rien, mais seuls des jeunes bien motivés et dynamiques qui œuvrent pour impacter dans nos communautés. Il serait mieux que dans nos pays, on soutient les sociétés civiles, on soutient les organisations, les associations qui sont vraiment des volontaires, qui n'ont rien que leur dynamisme, leur persévérance pour pouvoir impacter dans nos communautés et aussi l'économie du pays. La société civile peut jouer un rôle moteur dans l'économie sociale comme levier de développement, comme a su insuffler la JCI, la Jeune Chambre internationale, ces 15 dernières années à travers des événements comme les salons gastronomiques, les salons de l'entrepreneuriat et autant d'initiatives qui ont permis
l'émergence d'événements comme les forums économiques ou les salons professionnels. Je m'arrête. Merci. Mais il y a 55% de moins de 20 ans au Comores, et de 25. C'est effectivement une source de richesse, mais il faut assurer que les jeunes ont l'occasion de contribuer. Je crois que c'est ça aussi le message. Et il faut aussi que la société civile ait sa place dans la société. Je crois que nous avons bien entendu les messages et nous vous félicitons, Faiznat, pour cette présentation tellement claire et avec des messages très encourageants malgré les défis. We only have a very few minutes for some questions, and I really thank the interpreters for their patience. And let's get a very quick. So I would ask anyone who wants to ask a question, please raise your hand now and not later, because I will have to have a cutoff. So we have Madagascar, AFCFTA Secretariat, the gentleman in the back, and this gentleman. So I have 5, then EABC. I have 5 people who have raised their flags. We'll take those 5, then we'll hear very quickly from the panelists. Madagascar, vous avez la parole. Merci. Merci de m'avoir donné la parole et je remercie aussi les panélistes pour leurs brillantes interventions. Pour développer les échanges intra-africains, je ne puis que souligner ce qu'ont déjà dit les panélistes avec le développement des infrastructures de transport intra-africains, le développement des portails d'information qui est très utile pour le secteur privé et de façon plus générale de tout ce dont a besoin le secteur privé pour accéder au marché africain. Pour le cas de Madagascar en particulier, nous exportons, les exportations de biens vers l'Afrique représentent moins de 8% de nos exportations totales. Et ce qui me fait revenir à ce qu'a dit le panéliste de ce matin à propos de la production de batteries au RDC. Actuellement, le nickel de Madagascar est exporté principalement vers le Japon et la Chine, et puis après quelques miettes aussi vers les pays européens, dont la Suède en particulier. Donc, c'est pourquoi c'est surtout un commentaire. Je souligne l'importance des développements des infrastructures de transport et des portails commerciaux donc portails d'information commerciale pour assurer le succès des échanges intra-africains. Merci. Merci beaucoup pour ces commentaires. Let's go to is it the AFCFTA? AFCFTA Secretariat? Okay, and just I think there were people next to you who raised their hand. Can you raise your hand again? Because I didn't quite catch but please go ahead, AFCFTA. Ok, thank you. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est davantage un commentaire qu'une question. C'est pour dire qu'en fait, on parle de la mise en œuvre. La mise en œuvre, chers collègues, c'est 2 choses principales au début. Si elles ne sont pas réalisées, cette mise en œuvre va échouer. La première chose, c'est le comité national qu'il faut mettre en place. Ce comité doit être un comité diversifié. Il doit jouer un grand rôle. Le secteur privé doit être à l'intérieur. S'il n'est pas président, il doit être vice-président. Parce que c'est eux qui portent effectivement les volontés par rapport au commerce. La deuxième chose, c'est la stratégie. C'est la stratégie qui permet de développer les programmes, les agendas. Et si vous n'avez pas une bonne stratégie concrète et adaptée, en réalité, peut-être que votre mise en œuvre a de fortes chances d'échouer. Donc, cela m'amène à la fin. Peut-être une recommandation. Il faut dire merci à la CEA parce qu'elle a aidé jusqu'à présent à développer des stratégies adaptées dans nos régions respectives. Mais je pense que la CEA, il faudrait faire une recommandation pour lui demander de s'occuper aussi soit de la création ou du renforcement du rôle des comités nationaux ou régionaux pour la mise en œuvre de la ZLECAF. Monsieur le modérateur, c'est cette recommandation-là que nous avons voulu partager, véritablement, consistant, n'est-ce pas, ces 2 éléments, la stratégie
et le comité, et que la CA nous aide à mettre en œuvre des comités forts, avec des moyens suffisants pour pouvoir exécuter les missions. Je vous remercie. Merci beaucoup. And then we have the, is it, sorry, I didn't quite see the sign, but yeah, it's ABC. Actually, it's East African Community, EAC, not EABC. I lost my label, but my comment is on infrastructure. The submission that was made by the Northern Corridor Transit and Transport Coordination Authority. Because what we realize, and underscoring by my colleague, the tourism consultant, development of infrastructure, especially roads, do not put movement or transportation of people in the equation. For instance, they're talking about transportation of goods, but we realize it's like movement of like people, which contribute to tourism, is not included in the equation. For instance, by factoring in development of roadside service stations, which can serve tourists. And if you compare what is happening in Africa and what is happening in regions like European Union, we find a lot of tourists travel by road as opposed to air. And given that we have a challenge of air connectivity in Africa, we need to emphasize movement of people by road. So I think that need to be considered. And we like to see integrated programming when it comes to development of infrastructure. Number two, I'd like to make a comment on a previous submission on Ethiopia. For EAC, we really welcome them to join EAC. We'll be very excited. We are excited with DRC joining, because that will give us a population of over 400 million people, and that's going to be like a third of Africa. So we really urge the minister to actually advocate for Ethiopia joining EAC. And we can start with private sector. We don't have to start it like the government joining. We can start integrating the private sector so that we can grow economically. Thank you. Thank you for the very pertinent question and also the comments. We had on the right, sorry, I couldn't work out. Yes, please take the floor. Thank you very much. I want to appreciate the comment from the minister from South Sudan. And there is something very peculiar from what he's saying, and I think we should catch on that, which is about people-centered integration. And we are having a bigger debate here. Should we have trade facilitation? And when everything is fine, we move on with industrial plans and product development. But I think that if we want to foster youth and women integration within the process, ECA needs to put a broad plan to make sure that we can hasten up productivity within the continent. So my questions to Nadia is that within the program of the program within the African Continental free trade negotiations regarding women and youth, are you guys looking on creating specific investment programs, creating ecosystems, and making sure that we could make African youth and women the leading part of creating African giant company? And secondly, to my brother from the training center, what do you think could be done to make sure that we can build national champion, African national champion, that could build those industry that would facilitate ¿Qué podemos hacer para the volver a exchange ser of the los campeones and africanos? services that we still do not really have? Thank you very much. And the last question is the gentleman here in the middle. If maybe you could come. Okay, if there's a microphone. Thank you. Thank you very much. I have a very a question for. My name is Generali Ulimwengu. I'm a journalist, veteran journalist, as they call me, based in Dar es Salaam. I would like to make a comment, maybe a question, question to Ivan. Ivan talks about the importance, among other things, of involving the youth in these transformational processes that we are talking about.
and the absence of that kind of willingness to involve the youth. The African governors talk about the youth a lot. They talk about the youth, they talk about the women, inclusiveness, and so on and so forth. But it's usually youth organizations or brigades or whatever it is, or women's organizations and sections and so on and so forth, which are supporting these power structures representing the ruling clique in the country, like the ruling party and the ruling apparatuses and so on and so forth. So how do you get to make the African rulers recognize that what they are required to do is not to have these people mobilize as brigades of supporters of their ruling parties, but rather as economic actors, political activists who are trained and prepared and armed and deployed to transform society as a whole, and not just as to serve as appendages of the ruling structures. The same question I would like to ask to the lady from the Comoros. She made a very impressive statement at the beginning. And I'm seated between two ladies here. I felt threatened that when you disagree with your wife, you get your bags and move out and look for another place to accommodate yourself, which is fantastic. That is really what we should be working for on the African continent, that the men should behave properly so that they are not expelled from their homesteads. But how come then, if that is the situation, which is fantastic, how come that you still have this, this sécheresse, this drought of women in government palaces? One minister in the whole of the government of Comoro, hardly MPs that you can talk about. How does that wealth of cultural propriety, which gives the woman such power in the homestead, fail to get to government house and occupy government house and make sure that women are leading the country and calling the shots at government level? How is this contradiction to be explained? Thank you very much. Thank you very much for this question. Thank you to everyone for the questions. Unfortunately, we don't have much time, so I'm going to ask each panelist to just briefly, in 2 minutes, respond to some of the questions that we've heard, and also maybe give a short takeaway message. Since the last question was a little bit, the first part of that question was a little bit towards Ivan, we'll start from this side and we'll end on that side. Ivan, maybe you can go first. How do we turn youth into economic activists and not just activists that are for a political purpose? Yeah, I mean, humans are political animals by nature, and generally knows this. But generally, that's a very fundamental question. And I think, as I was speaking with my Cameroonian brother earlier at break time, we need to do as much as we can to depoliticize regional and economic integration processes. And this way, we need to make sure that in the processes, there are intentional efforts, to make sure there are structural inclusion frameworks for young people and women. Otherwise, if they're not on the table, then what is discussed at the table will not necessarily apply to them immediately. Secondly, data, and this is for ECA particularly. ECA, you've been leading on trade in Africa. Data on trade at the moment isn't adequately disaggregated into youth and women per se. And so data should be, it's very hard to find disaggregated data on trade for youth. And therefore, we need to try and do data and research on trade per population profile segments.
At the moment, we cannot tell who are the youth in trade, what are they trading in, what capacities do they have, what support do they need. So this is an ongoing challenge. My brother from Cameroon, quickly to answer you, in terms of creating African business giant leaders, we need to have to see capacity from the point of view of capacity to produce for export. This is not yet targeted. Yes, we talk about capacity, but it's too general. So capacity to produce for export is important. And lastly, African policies never have implementation models and reciprocity approaches. We put in place mechanisms that we can't implement because we don't know where to begin and where to start. So we need to test models and build and test models for access to financing for targeted low capacity traders and promising enterprises. We need to put in place startup challenges that are cross continental at capacity level. And finally, I have a recommendation for ECA as well. We should work together to invest in population profile, trade-based activity studies, and finally use these findings to create public-private dialogues and test these models and showcase what is working, what is not working, and what we can do. So we have something in Arusha called Arusha Debates. This is something that we think is to shape Africa's economy better. So this research on profile-based, population profile-based research on trade, and then bringing together private sector and public sector players to debate the findings and agree on models, economic models that can work for the different population profiles. Thank you. Thank you, Ivan. Unfortunately, I believe the interpreters have had to stop, so I think we've lost interpretation. Or we still have it? I think we've lost interpretation. So I will ask the... Maybe just... No, 1 minute. I will just ask the panelists to please... 1 minute. Yeah. Oui, moi je voudrais mentionner les chaînes de valeur régionales. Tout à l'heure, vous parliez des batteries avec le lithium. En RDC, vous avez des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud qui sont très avancés dans les batteries et dans l'automobile. Il faudrait voir comment travailler ensemble. Je pense que c'est fondamental. Deuxièmement, la Guinée aussi avec la bauxite. Bon, j'avais un joke avec la dame des Comores parce qu'aux Comores, c'est l'homme qu'on amène chez la femme et non l'inverse. La question, Faisna, peut-être juste si vous pouvez nous dire un dernier mot, mais je crois la question qui est venue, c'est pourquoi nous avons parfois des sociétés matriarcales, mais ça ne s'est pas traduit encore dans le leadership des pays, où nous n'avons toujours pas pas autant de femmes qu'on aurait souhaité dans des postes ministériels, etc. À votre avis? Ça dépend de l'initiative du gouvernement. Parce que comme je l'ai mentionné ici, il faudrait que le gouvernement allie ses actions au discours qu'il donne. Parce qu'à chaque discours, on dit égalité de genre, mais en regardant, ce n'est pas le cas. Je vous ai donné l'exemple ici que dans un gouvernement, nous n'avons qu'une seule femme ministre et deux femmes députées. C'est vraiment dommage, alors que dans les discours, on ne parle que de l'égalité de genre, de l'équité. On devrait voir ça sur une table ronde peut-être. Merci, et vous avez bien dit, le leadership du gouvernement, c'est très important. Minister, some final words from you. 1 minute. Yeah. Thank you very much. I think in every country, the majority of people are women and youth. If we engage the youth and women in productive areas and in private sectors, things can move well. This will bring more interaction among the countries because they will be producing, they will be productive, at the same time we'll be involved in private sectors, we will be doing some activities we can interact among themselves in neighboring countries where they are there. Regarding the youth movement about the tourism, we need in some part of the Southern Sudan, we have some parking park areas where there are so many millions of wildlife moving in the forest.
but we don't have access to go and see them. If some people come from Europe, from America, come and see the wildlife, they have no access to go and see the animals in the forest. Which we need roads on that side so that they should go and see, and big hotels in the park places so that they can be able to see. Therefore, South Sudan is already saying that the time coming, we have to empower the women and youth so that we'll be active for the future of the country. Thanks. Thank you so much, Honorable Minister. Let's go to our colleague, and I think in particular is the question of how the transport corridors need to look at movement of people and not only goods. Thank you. The treaty of the Northern Corridor member states says that there will be efficient movement of cargo and the persons within the member states. It's true that most of the programs that we run tend to favor cargo. But going forward, the member states, especially Kenya and Uganda, through our intervention, have included in design, any new design, and they are looking at the old designs also, that they have embedded in them RSS. RSS is roadside stations that will have both where trucks and the people separated will be able to get the rest, refreshments, and create trade within the corridor. We are running currently programs in terms of safety. We have identified all black spots in the Northern Corridor roads and provided a management guideline on how to handle all the black spots so as to reduce passenger accidents. We are also running programs in on safety in Lake Victoria, Lake Kivu, and Rusizi, so that people are able to be safe when they are traveling within the lake. And you know what happens when people are moving, trade is enhanced. Lastly, we need to think about the future in terms of environment, and therefore we need to start thinking of how we can make our corridors green and sustainable. Thank you. Thank you so much. Please, over to you, Anthony, for some final thoughts. Thank you. I have a few final thoughts. One, I think, and echoing what is going on in the room, I think there's a huge need for mindset shift. And I would like to quote a Nigerian, I don't know whether Nigerian or saying, if you're not on the table, you're not in the menu. If we are putting together a CFTA and we don't bring youth, we don't bring private sector, we don't civil society, they're not in the menu in the first place. They're not going to be part of the food that is supposed to be eaten. But at the same time, I want to challenge government. This agreement is for people, by the people. And who are these people? If we exclude private sector and civil societies. The second point I would like to make, I think seriousness in implementation is very critical. And I'll share a light moment I had with a colleague in Rwanda a few weeks ago. And he said, Anthony, you know why Rwanda we are successful? He said, good policies are made in Kenya, in Uganda, and Tanzania. We take them, we implement them. That's the difference. So I think there's a need for seriousness in terms of how countries are going to take this agreement for all the issues that have been raised here. And finally, my last point is NATO. I'm not referring to NATO, the EU. NATO is no action, talk only. That needs to end. Thank you. Perfect ending from you, Anthony. Thank you so much. Nadia, some final thoughts, and maybe you can address some of the questions that emerged. Yeah, sure. I think we've had many recommendations for ECA, so I've taken note of all of them, including the data and the question about a broad plan on increasing productivity as it relates to women and youth. I would see this as the national implementation strategies, because we're really talking about an ecosystem approach here. And we have to meet those entrepreneurs where they are. So there are some at various stages of that production cycle. And there are some that have a ready product, they have a market, and they're ready to trade, and all they need is for the barriers to be removed. And there's some that need more investment, there are youth that need upskilling. So we have to really look at
the sector as as an ecosystem, and I think that's what the national strategies try to do, and they have kind of short, medium, and long term objectives. But I think we try to make those as integrated with the national development plans as possible. I think the challenge limitation there is on data, as Ivan has mentioned, but you'll be happy to know that we are also working on this issue of improving the collection of gender and age disaggregated data formally, and we're also looking at that in the methodology for informal cross-border trade data collection continentally with the African Union. And we are also working with our colleagues at the AFCFTA Secretariat on a public-private dialogue framework to capture women and youth inputs into the protocol. So you'd be happy to know that we're actually working with the private sector in terms of getting inputs to the protocol. So hopefully we can have a good model with this new protocol and on an approach to actually addressing some of the concerns that we talked about today. Thank you so much to all of our panelists. I'd like us all to give them a second round of applause. We are running late. We thank everyone for your patience. We started almost half an hour late, and we have added a little bit to that delay. But we are now breaking for lunch. What time should we ask everyone to come back? If you could, someone could tell me. Okay. So I will hand over to the people who actually can manage this better. But thank you once again to all of our panelists. Thank you, Mr. Addo, but I think you've also managed it very well. So thank you very much. Okay. Obviously we are running late again. So I am gonna be a little stricter on lunch this time, and hopefully we can be back in 45 minutes. So we are planning on being back at 2:30 sharp, because as you can see, the panel discussions are very engaging. So we do want to make sure we keep those panel discussions. So please be back by 2:30. Thank you so much.
It's time to implement the AFCFTA in East Africa. Trading under the African Continental Free Trade Area, the AFCFTA, began since the 1st of January 2021. With a market of 1.3 billion people and a combined gross domestic product of $2.5 trillion. About 2/3 of African countries have thus far ratified the agreement and are full state parties to it. The elimination of tariffs, non-tariff barriers is expected to reduce the transaction costs and make trading within Africa easier and highly profitable. The AFCFTA aims to become a single unified continental market, attracting investments from around the world. This will be fostered by its various protocols on investment, competition, intellectual property rights, means of transactions and payments, e-commerce, conflict settlement modalities, and free movement of goods and people. Implementation of the agreement is expected to expand activities in all sectors, especially in agriculture and manufacturing. It will also boost the business environment, productivity, and competitiveness. The AFCFTA can fast-track Africa's industrialization process. For East Africa, the AFCFTA will facilitate companies and farmers to access rapidly growing markets across Africa. Access to inputs and skilled workforce will equally improve. It's a great opportunity to join regional value chains and expand business. There are also lots of opportunities for business operating in the service sector, as East Africa has the largest comparative advantage in services across Africa. African leaders have created the opportunity. The private sector needs to take over and start trading now. African enterprises must position themselves and satisfy the demand from consumers and firms in Africa. They need to produce goods and services in adequate quantity and quality. With effective implementation of the agreement, the private sector will competitively integrate into the global economy. At the same time, it will contribute major social goals such as increasing employment opportunities for our young people and promoting prosperity. The agreement clearly charts a path for lifting millions out of poverty. The role of the private sector is critical. Countries also must continue to ratify, as every stakeholder has a role to play. The UN Economic Commission for Africa will continue to support governments, the private sector, and civil society for a successful implementation of the AFCFTA. The Commission is also currently working with governments on the continent to develop national strategies for the implementation of the AFCFTA. It's time to implement the AFCFTA. It's time to implement the AFCFTA in East Africa. Trading under the African Continental Free Trade Area, the AFCFTA, began since the 1st of January 2021. With a market of 1.3 billion people and a combined gross domestic product of $2.5 trillion. About 2/3 of African countries have thus far ratified the agreement and are full state parties to it. The elimination of tariffs and non-tariff barriers is expected to reduce the transaction costs and make trading within Africa easier and highly profitable. The AFCFTA aims to become a single unified continental market, attracting investments from around the world. This will be fostered by its various protocols on investment, competition, intellectual property rights, means of transactions and payments, e-commerce, conflict settlement modalities, and free movement of goods and people. Implementation of the agreement is expected to expand activities in all sectors, especially in agriculture and manufacturing. It will also boost the business environment, productivity, and competitiveness. The AFCFTA can fast-track Africa's industrialization process. For East Africa, the AFCFTA will facilitate companies and farmers to access rapidly growing markets across Africa. Access to inputs and skilled workforce will equally improve. It's a great opportunity to join regional value chains and expand business. There are also lots of opportunities for business operating in the service sector, as East Africa has the largest comparative advantage in services across Africa.
African leaders have created the opportunity. The private sector needs to take over and start trading now. African enterprises must position themselves and satisfy the demand from consumers and firms in Africa. They need to produce goods and services in adequate quantity and quality. With effective implementation of the agreement, the private sector will competitively integrate into the global economy. At the same time, it will contribute major social goals such as increasing employment opportunities for our young people and promoting prosperity. The agreement clearly charts a path for lifting millions out of poverty. The role of the private sector is critical. Countries also must continue to ratify, as every stakeholder has a role to play. The UN Economic Commission for Africa will continue to support governments, the private sector and civil society for a successful implementation of the AFCFTA. The Commission is also currently working with governments on the continent to develop national strategies for the implementation of the AFCFTA. It's time to implement the AFCFTA. COVID-19 pandemic has affected most of our economic activities and pushed our economies into recession. Due to good progress in the vaccination campaigns, life has started returning to normalcy. L'Afrique de l'Est a connu une récession en 2020. Cela a été suivi d'une relance en 2021, mais la relance a été plutôt timide par rapport au reste de l'Afrique. Comme facteur aggravant à la crise de Covid, on a eu également dans la sous-région évidemment la crise ukrainienne, mais également plus spécifiquement, il y a le changement climatique qui affecte très sévèrement la région de l'Afrique de l'Est avec des épisodes sévères de sécheresse et également d'inondations. À cela, on a eu récemment une invasion de criquets. À tout cela, vous devez aussi ajouter le conflit en Éthiopie. Tout cela a contribué à un fort ralentissement de l'activité économique. Tout ça, ça contribue effectivement à faire baisser le pouvoir d'achat des populations et à réduire considérablement les marges budgétaires à la disposition des États. Between the 28th of March and the 6th of April of this year, the Sub-Regional Office for Eastern Africa held a series of discussions with the private sector, the public sector, academia, CSOs, women and youth groups. The purpose was really to understand the financing situation in the sub-region. The CFTA is part of a solution to break with the structural challenges in the continent and in Eastern Africa. The CFTA will create a liberalized continental market and accelerate the region's industrialization by increasing manufacturing, intra-regional trade, and investment. All the studies that have been done on the CFTA are in agreement that if non-tariff barriers are addressed and trade is facilitated, the CFTA will generate considerable benefits. Another issue was the issue of the Ukrainian crisis, where fertilizer costs have been very, very high, and the region needs to look inward to come up with solutions. We have a lot of 60% of arable land in Africa, yet we still depend on other countries to get our main food. So this is really a wake-up call in the agriculture sector. Then there's also the need to build capacity of private sector to come up with bankable projects. And this calls for partnership between both the public and the private sector to make sure that the projects that the private sector comes up with are bankable. So against this background, ECA's Sub-Regional Office for Eastern Africa is providing technical support to member states to support African CFTA country and regional strategies, regional and national private sector surveys, the training of SMEs and government officials in trade negotiations and on the tools of the CFTA, the engagement with the East African Business Council and technical assistance to Somalia and South Sudan
on the CFTA. All of these will raise awareness for the CFTA and help our countries in the region implement the CFTA successfully. East Africa has immense potential in the agriculture and tourism sector, to name only a few. As an example, Rwanda, despite all the challenges that we just discussed, was able to record an economic growth rate of 2 digits. This is remarkable. And so after our consultation that we undertook in the sub-region, stakeholders really want to see thorough discussion on how to unleash this potential. The private sector would like to see its role and its place really rethought. They really want to become a real engine of growth in the economies. For that, they need to be more competitive and they need concrete support. Access to finance is a big challenge. The cost of finance is also a big challenge. The consumer would like the issue of inflation to be addressed. Women and youth also have specific issues. Infrastructure also is an important challenge that needs to be addressed, and so is climate finance. This conference of ministers is very timely and topical. We really look forward to concrete discussion and action put forth to address some of the issues raised by the stakeholders in the sub-region. And our office stands ready to support all our member states in this endeavor. Les économies de la sous-région Afrique centrale se redressent lentement, aidées par une demande extérieure plus forte et des prix du pétrole plus élevés. Toutefois, la reprise demeure inégale. Ce, dans un contexte post-Covid marqué par le conflit en Ukraine. Le bureau sous-régional Afrique centrale a un rôle particulier dans l'accompagnement des pays de l'Afrique centrale dans Toutefois, la reprise demeure inégale. Ce, dans un contexte post-Covid marqué par le conflit en Ukraine. Le bureau sous-régional Afrique centrale a un rôle particulier dans l'accompagnement des pays de l'Afrique centrale dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de diversification économique portées par une industrialisation inclusive et durable, mais aussi appuyée par un marché plus large qui est celui de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour une plus grande résilience, les économies de la sous-région doivent être inclusives et durables. La CEA accompagne les États de la sous-région dans la diversification de leurs économies, la mise sur pied d'une politique industrielle sous-régionale. Le gouvernement de la RDC, conjointement avec le gouvernement de la Zambie, veut financer la fabrication des batteries électriques en vue de s'affranchir du modèle colonial, celui d'exporter les matières premières stratégiques. Évidemment, pour le faire, il faut mobiliser les ressources, non seulement au niveau extérieur, mais intérieur. Ainsi, la CEA accompagne la RDC dans la création d'une chaîne de valeur à partir de ces matières premières. Grâce à cet accompagnement, le pays pourra créer des précurseurs pour batteries de véhicules électriques. Et donc ainsi, avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la stratégie est de créer ce qu'on appelle des véhicules financiers qui vont permettre de mobiliser cette épargne de grands agents économiques afin de la canaliser vers ce projet transformateur pour la RDC, pour l'Afrique centrale, mais aussi et surtout pour l'Afrique dans son ensemble. Le système bancaire de la RDC étant en surliquidité, la CEA accompagne le pays dans la mise sur pied des stratégies innovantes
de financement pour ce projet majeur. La République de Zambie et la République démocratique du Congo, qui détiennent environ 70% des réserves mondiales de cobalt, ont décidé d'harmoniser leur politique et stratégie de développement vis-à-vis du secteur minier et industriel. Les deux États ont salué l'engagement des partenaires techniques que sont la CEA et Afreximbank. Le financement des économies et de l'industrialisation passe nécessairement par un meilleur contrôle du potentiel de la sous-région dans le secteur des énergies renouvelables. La sous-région et les pays d'Afrique centrale ont d'énormes potentialités en énergie renouvelable. Elle a du mal à trouver des financements, elle a du mal à développer ces énergies renouvelables. Il existe plusieurs mécanismes actuellement que la sous-région et les pays de la sous-région pourraient utiliser afin de développer leurs énergies renouvelables pour financer leur industrialisation et leur diversification économique. Ces mécanismes incluent les obligations vertes. Le deuxième mécanisme, c'est les enchères d'énergie renouvelable. Enfin, un mécanisme innovant que je peux citer ici pour le développement des énergies renouvelables de la sous-région, ça serait le tarif de l'achat. La CEA a organisé 2 dialogues, à savoir une conférence débat en présentiel avec les experts de la CEMAC et de la CEAC, une conférence débat en virtuel entre experts de la sous-région, des économistes des bureaux pays du PNUD, ainsi que d'autres spécialistes et invités. Les experts ont fait le constat que la réhabilitation des infrastructures existantes coûte cher et demande des investissements importants. Les experts ont aussi échangé sur le potentiel fiscal minier et forestier pour réduire la dépendance à ces seuls produits et surtout que la question de la fiscalisation du secteur a été posée. Ce travail mené par la CEA auprès des États de la sous-région permettra de réduire la vulnérabilité macroéconomique au sein de la sous-région et de créer plus d'emplois au travers d'un tissu industriel et économique plus fort et plus diversifié. En mars 2018, lors d'une réunion historique de l'Union africaine à Kigali au Rwanda, les États membres se sont convenus de créer une zone de libre-échange continentale africaine. Par la suite, 52 des 55 États membres de l'Union africaine signèrent l'accord, ce qui représente un degré important de consensus sur le continent. Le grand public semble être tout aussi enthousiaste. Un sondage d'opinion réalisé en novembre 2018 par la Fondation Rockefeller auprès de plus de 2000 citoyens de tout le continent a confirmé que 77% des Africains étaient convaincus que l'accord de zone de libre-échange continentale constituait un important pas en avant. Mais que signifie cet accord dans la pratique et quel en sera l'impact sur nous? La première chose à souligner est, ce n'est pas simplement un accord de libre-échange, c'est bien plus que cela. Il s'agit d'établir un marché continental unifié. Concentrons-nous sur 3 avantages majeurs de cet accord: la taille du marché, la libre circulation et le commerce intra-africain. L'Afrique est un grand continent. Vous pourriez y intégrer les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Europe et disposer de suffisamment d'espace. Mais en termes économiques, les pays individuels sont encore très petits. Prenons le Rwanda par exemple, l'une des économies dont la croissance est la plus rapide au monde. Mais en termes de taille, il occupe le 143e rang sur 193 économies dans le monde. Cela est important car les petites économies ont souvent du mal à attirer les investissements si nécessaires. Collectivement, l'histoire est très différente. Les économies du continent ont un PIB total de 2,5 trillions de dollars, ce qui en fait la 8e économie mondiale, juste derrière l'Inde. Et avec 1,2 milliard de clients potentiels, le continent devient beaucoup plus attrayant pour les investissements, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Cela encouragera les hommes d'affaires à faire les investissements nécessaires pour soutenir la croissance économique et créer les opportunités d'emploi dont le continent a cruellement besoin.
Un deuxième argument en faveur de la zone de libre-échange continentale, un protocole sur la libre circulation des personnes. Cela est important car en ce moment, voyager entre pays africains pour des Africains peut être très difficile. Les visas, les billets d'avion coûteux, les formalités de dédouanement et les contrôles aux frontières rendent difficiles les déplacements pour le plaisir et c'est encore plus compliqué de faire du commerce transfrontalier. À l'heure actuelle, de nombreuses personnes éduquées et qualifiées, sortant des universités et établissements scolaires, ne peuvent trouver du travail. Si la libre circulation est légalisée, les gens pourront utiliser leurs talents n'importe où sur le continent où ces talents sont recherchés. Le continent devrait être à vous. Un troisième argument puissant en faveur de l'accord de libre-échange continental est qu'il accroîtra les échanges commerciaux entre les pays africains. Actuellement, moins d'un cinquième des exportations s'effectuent d'un pays africain à l'autre. Prenons le Kenya par exemple, la plus grande économie de la communauté de l'Afrique de l'Est. Chaque année, le pays exporte $1 milliard vers l'Europe et environ 500 millions de dollars vers les États-Unis. Les exportations totales du Kenya s'élèvent à 6 milliards de dollars. Combien pensez-vous que le Kenya exporte vers son voisin l'Éthiopie? 1 milliard de dollars? 500 millions de dollars? 200 millions de dollars? En 2017, il n'a exporté que 69 millions de dollars vers l'Éthiopie. Pourquoi? Une des raisons est le niveau élevé des taxes commerciales. L'accord de libre-échange continental propose de supprimer les taxes commerciales sur au moins 90% des échanges commerciaux entre les pays africains. Cela incitera beaucoup à intensifier les échanges. La Commission économique pour l'Afrique estime qu'en Afrique de l'Est, la zone de libre-échange du continent pourrait stimuler les échanges régionaux de près d'1 milliard de dollars. Et les principaux secteurs qui en bénéficieraient seraient précisément ceux qui créeraient les plus grandes possibilités d'emploi. Des secteurs tels que l'industrie manufacturière légère, la production agricole et des aliments traités, ainsi que les textiles, pourraient créer jusqu'à 2 millions de nouveaux emplois. Les économies africaines auront du mal à devenir des économies fortes tant qu'elles ne renforceraient pas leurs échanges. Il y a un vieux dicton swahili qui dit « Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu ». Unis, nous nous levons, divisés, nous tombons. In March 2018, at a historic meeting of the African Union in Kigali, Rwanda, member states agreed to create an African Continental Free Trade Area. Subsequently, 52 of 55 African Union member states signed up to the agreement, representing a remarkable degree of consensus across the continent. The general public seems to be equally enthusiastic. An opinion poll carried out in November 2018 by the Rockefeller Foundation of over 2,000 citizens across the continent confirmed very important, strengthening resilience and recovery after the various repercussions of youths are on the table, but these are consequences. Obviously, is that young people have a lot of challenges. We have to be understood that we are not homogeneous. We have different capabilities. We come from different geographies. We have different skills. We have different aspirations.
So involvement of young people meaningful involvement of young people is key, because we have to have that intergenerational mentorship and engagement of youth in all the processes, especially government processes. Not be very firm today, because of tomorrow they're making this everything happen across the continent. People live in the rural areas. Rural areas. For example, is something which is enabling those populations relatives about financial technology is that it's not that costly. Leverage on the technological use actually, and the easy access also those populations. And help them, actually grow their business. If you take, for example, the SMEs, low-cost solutions actually, for and also, those technology can be linked also rooms actually to manage the businesses. Not only to connect and to be able to exchange with members country, to have a view, to have the recommendations also, and also to be able actually to do also capacity building, and also to exchange on the type of things the international bodies like the Economic Commission for Africa of the United Nations is doing actually. To praise them actually, and we have to encourage them, and I'm very happy actually I'm part of it. And les économies de la sous-région Afrique centrale se redressent lentement, aidées par une demande extérieure plus forte et des prix du pétrole plus élevés. Toutefois, la reprise demeure inégale, ce dans un contexte post-Covid marqué par le conflit en Ukraine. Le bureau sous-régional Afrique centrale a un rôle particulier dans l'accompagnement des pays de l'Afrique centrale, dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de diversification économique portées par une industrialisation inclusive et durable, mais aussi appuyée par un marché plus large qui est celui de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour une plus grande résilience, les économies de la sous-région doivent être inclusives et durables. La CEA accompagne les États de la sous-région dans la diversification de leurs économies, la mise sur pied d'une politique industrielle sous-régionale. Le gouvernement de la RDC, conjointement avec le gouvernement de la Zambie, veut financer la fabrication des batteries électriques en vue de s'affranchir du modèle colonial, celui d'exporter les matières premières stratégiques. Évidemment, pour le faire, il faut mobiliser les ressources, non seulement au niveau extérieur, mais intérieur. Ainsi, la CEA accompagne la RDC dans la création d'une chaîne de valeur à partir de ses matières premières. Grâce à cet accompagnement, le pays pourra créer des précurseurs pour batteries de véhicules électriques.
Et donc ainsi, avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la stratégie est de créer ce qu'on appelle des véhicules financiers qui vont permettre de mobiliser cette épargne de grands agents économiques afin de la canaliser vers ce projet transformateur pour la RDC, pour l'Afrique centrale, mais aussi et surtout pour l'Afrique dans son ensemble. All right, good afternoon, everyone. Thank you for joining us this afternoon. All right, I will be brief. Obviously, we are back, we are behind again. So I will be brief just to set the scene for this afternoon. Our session 4 is on working paper of the new generation special economic zones for economic diversification and industrialization in Central Africa. Now, our moderator for this afternoon would be Mr. Jean-Luc Mastaki, and he is the director for the Sub-Regional Office of Central Africa of the United Nations Economic Commission for Africa. So this afternoon, we're going to have 2 presentations, 20 minutes each, and I do hope that we can stick with our 20 minutes. From Dr. Sylvester Osiala, and another presentation from Mr. Philemon Roger Essono. I do hope I've said that correctly. Following that, we will have a panel discussion with 2 sets of panelists, one moderated by Mr. Mastaki himself, and the second by Mr. Adama. So without further ado, so that we have more time for discussion, let us start. Mr. Mastaki. Good afternoon. Hope we enjoyed our lunch. I'm not very lucky to have such a session where people will be dozing, but we'll make sure it's an active one and the discussions are beautiful. I hope the translation is there, or shall I go into French? French is better. Bien, nous allons donc avoir notre session sur les zones économiques spéciales des nouvelles générations. Il s'agit
de présenter une série de rapports de travail de la CEA, Bureau Afrique centrale, sur ces enclaves économiques-là qui permettent de porter l'industrialisation. Parce qu'en Afrique centrale, la CEA a accompagné la plupart des pays pour développer des stratégies d'industrialisation et de diversification économique. Le plan directeur d'industrialisation au Cameroun a identifié les zones économiques spéciales comme véhicules d'industrialisation. Le plan directeur d'industrialisation en RDC a souligné les zones économiques spéciales comme moyen d'industrialisation. Le Gabon, dans son plan du Gabon émergent, a souligné la place centrale des zones économiques spéciales. Le Tchad a fait de même. Et la stratégie sous-régionale d'industrialisation et diversification économique que nous avons élaborée, qui a été validée par la CEAC et la CEMAC, et qui est maintenant un document de base pour la communauté économique régionale qui va être unifiée en Afrique centrale, insiste aussi sur les zones économiques spéciales comme véhicule d'industrialisation. Les zones économiques spéciales, c'est un concept pas nouveau. Nous voulons que cette nouvelle expérience soit différente. Et pour nous, les zones économiques spéciales et nouvelle génération devraient être inclusives et durables. Ce sera la philosophie générale des papiers qui vont être présentés cet après-midi. Et nous voulons donc partager les expériences de l'Afrique centrale, mais aussi apprendre des meilleures pratiques de l'Afrique de l'Est. Sans beaucoup plus tarder, je vais donc inviter mon premier présentateur, qui est Dr Osiala Philémon, qui va faire sa présentation sur le concept de base des zones économiques spéciales des nouvelles générations. Monsieur Osiala est un expert reconnu en matière des zones économiques spéciales, mais aussi en matière de diversification économique, spécialiste du pétrole, et il a produit beaucoup de documents de référence sur la question. Je lui donne la parole en soulignant qu'il n'a que 15 minutes. Monsieur Osiala? Les 15 minutes ont commencé à courir. Je sais, vous aidez. Vous savez, c'est déjà là. Chers participants, bonjour. Je suis donc Monsieur Osiala. J'ai la charge de faire une présentation sur le thème que voici. Ce thème a été déjà écrit, largement écrit. Vous devriez l'avoir ou sous peu, on vous le transmettra. Mais pour une meilleure grille de lecture du document, il vous faut suivre un peu cette présentation bref. Ça vous permettra d'aller plus vite dans la compréhension du texte, qui est plus long. Donc là, ce que je vais présenter, c'est ce qui est mentionné ici, comment implémenter les zones économiques spéciales de nouvelle génération pour accélérer l'industrialisation et la diversification économique en Afrique. Cette présentation, je l'ai faite quasiment en 3 axes. Nous aurons donc un aperçu, pourquoi les zones économiques spéciales. Cela va découler du diagnostic qu'on fera des performances des économies africaines au niveau de l'Afrique centrale. Et on verra en 2 que les zones, après ce diagnostic, que les zones économiques sont une réponse à ce qu'on aura constaté. Et vous vous souviendrez ce matin de l'exposé de M. Malik Mamadou Bal, qui a montré l'état non glorieux du bilan des économies de l'Afrique centrale. Et on verra que la réponse à cela se trouve dans les zones économiques spéciales, comme l'a rappelé M. Mastaki Jean-Luc. Et nous aborderons les S de nouvelle génération, parce qu'il y a les S classiques et l'évolution de ces S classiques vers les S de nouvelle génération. On connaît mieux les S classiques, moins les S de nouvelle génération. C'est ce qu'on va aborder ici. Et enfin, nous verrons
quel est le cas concret qu'on va vous proposer de ces aides de nouvelle génération. Il y a 3 projets qu'on va vous proposer. Nous passerons ensuite aux recommandations et à la conclusion. Bon, pour le point 1, nous allons vous présenter plus les diapos parce que les images parlent mieux que les mots. Et vous allez voir là que sur les 2 graphiques, on constate l'instabilité, les fluctuations du PIB de ces économies-là. La conclusion qu'on peut tirer, c'est que les taux de croissance, comme vous voyez là, sont très faibles. Il n'y a pas les taux de croissance à 2 chiffres et sur les longues périodes. Et quand les économies se trouvent dans une telle instabilité, dans une telle petitesse, elles ne peuvent pas décoller. Et les 2 graphiques parlent justement du solde déficitaire budgétaire, le solde budgétaire qui est déficitaire, le déséquilibre de la balance de paiement. Et Mamadou Bal l'a dit ce matin, les recettes qu'on a sur le plan fiscal, plus les recettes d'exportation, sont toujours inférieures aux dépenses. Et on verra les causes. Et l'Afrique centrale est en perpétuelle demande de prêts et dans une espèce d'endettement chronique à cause de cette équation qui ne tient pas. Voilà. Vous voyez, à cause de ça, la demande est toujours en augmentation au niveau de ces économies-là. Et il faut gérer la demande, la dette. Vous savez qu'il y a les critères de convergence de la CEMAC et de la CAC, les 2 entités qui gèrent un peu l'Afrique centrale. Et les 2 critères ne s'harmonisent pas toujours. Il faut un travail d'harmonisation de ces 2 critères pour éviter que l'Afrique centrale soit un serpent à 2 têtes qui s'attire à gauche, à droite et qui n'avance pas. Et puis, on a beaucoup parlé du commerce intra-régional qui est quasiment nul. Il est à 1,5. Ça veut dire que 98,5% de tout le commerce de cette région est orienté hors de cette région. C'est donné à d'autres pays, mais à l'intérieur, il n'y a que 1% des échanges qui sont concernés par cette région. Ça veut dire que ce n'est pas une région. Oui, ce n'est pas intégré. Le marché n'est pas ouvert à l'offre des pays. Vous savez que quand le marché est large, le commerce s'accroît et la richesse s'accroît. Et quand il diminue, tout devient petit et on s'appauvrit. Voilà, on voit, c'est l'intégration dans les chaînes de valeur, c'est un concept fort. On ne peut pas faire l'économie d'une région sans, au niveau de l'Afrique centrale, sans envisager que ces économies-là se spécialisent et abordent leurs ressources naturelles en fonction des chaînes de valeur. Vous allez voir qu'on va lisser certaines chaînes de valeur dans notre réflexion. Et comme nous l'avons constaté, ce sont les économies qui sont peu diversifiées horizontalement, c'est-à-dire on dit qu'on a le pétrole, on a l'or, on a le manganèse, ça, on a les ressources naturelles, les ressources agricoles, ça c'est la diversification verticale, horizontale, mais il y a la diversification verticale aussi. Quand on prend le pétrole, quels sont les produits qu'on peut tirer de ce pétrole-là? Et quand vous prenez par exemple le manioc, nous avons notre ami qui est ici qui va vous en parler. Rien que le manioc, s'il est diversifié verticalement, il donne près de 30 produits, le manioc. Mais nous connaissons à peine 2 en Afrique centrale. Vous voyez là, ce sont des économies qui exportent que les produits de base. Donc, c'est que le secteur primaire qui joue. Le secteur secondaire, la forestier, le secteur tertiaire relève des importations. C'est toujours Mali qui parlait des importations des biens d'équipement qui doivent nourrir le secteur secondaire, le secteur manufacturier. Il n'existe pas. Et là, c'est pratiquement le coût. Ça ne se présente pas bien. Ça, ce sont les pays du monde classés par cadran. Et quand vous voyez, la plupart des pays africains sont au cadran 1. Ce cadran et les autres sont, vous voyez, le Japon, je crois. Oui, la droite.
vous avez le Japon, ça c'est des économies hautement manufacturières et qui sont riches pour autant. Mais les pays africains sont dans le cadran 1. C'est ce qu'on appelle le cadran de la pauvreté et de la misère. Voilà. Ce cadran de la pauvreté et de la misère se caractérise d'abord par la misère physique. La misère physique, c'est 3 choses. Il n'y a pas d'électricité là-bas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'adduction d'eau. Il n'y a pas la mobilité de la population. Vous savez, ce que fait un pays, c'est le territoire et la capacité de la population de se croiser. Il faut donc la circulation. Il faut les routes, il faut les ponts. Vous arrivez en Afrique centrale, les routes ne sont pas pavées, les routes ne sont pas asphaltées, elles sont en terre battue et ça handicape le contact, le déplacement des populations. Et il y a la misère autre que la misère physique, c'est un peu la misère morale. La misère morale en Afrique centrale, c'est que ce sont les pays qui ont une relation inamicale avec le temps. Ce sont les économies qui sont pauvres en ponctualité. Quand vous avez des réunions, on ne sait pas quand est-ce que ça démarre, surtout on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Et ça perturbe justement l'efficacité et la productivité. Ça, c'est l'un des critères. Le deuxième critère, ce sont les économies qui ne maîtrisent pas le temps. Vous savez, on a fait un exemple. Quand moi j'étais député, on est allé au ministère des Finances et on parlait beaucoup du milliard. Tout le temps, celui-là a pris 1 milliard, celui-là, le milliard a disparu. Nous leur avons dit, vous savez que la notion du temps peut vous permettre de saisir 1 milliard. Ils ont dit comment? On leur a dit, quand on va compter de 1, 2, 3 jusqu'à 1 milliard, ça prend combien de temps? Compter de 1, 2 jusqu'à 1 milliard, ça prend combien de jours? Ça prend combien de minutes? Ça prend combien de secondes? Il y a à peu près 2 qui ont su. Et ils ont compris ce que ça voulait dire 1 milliard. Les autres n'ont pas compris parce que le concept de temps, nous avons toujours le temps. Alors que le temps est une richesse, comme disent les Anglais. Et nous avons aussi, nous sommes pauvres en gouvernance et quasiment la gouvernance politique. Beaucoup sont passés ici pour dire qu'on demandait le capital humain, la qualité de la formation, la liberté d'expression, beaucoup de choses. Ça relève de la gouvernance politique. Et s'il n'y a pas de gouvernance politique, tout ce que nous faisons là n'a pas lieu. Or, nous sommes pauvres en gouvernance politique. Alors, quand on a constaté ça, on dit, avec la ZLECAf qui vient, si notre patron au niveau de l'Afrique centrale et de la CAE, Jean-Luc qui est là, et Adama, s'ils ne travaillent pas à réfléchir, à corriger, à arrêter ce paradigme-là qui nous amène vers la pauvreté, avec la ZLECAf, ce sont les économies qui vont être broyées. Ce sont les économies qui vont être mangées par les poux après avoir été mangées par les loups. Et c'est comme ça qu'on dit simplement. Et personne n'a envie d'être mangé. Il faut donc imaginer un autre paradigme. Voilà, ce paradigme repose sur 4 axes. Les 2 premiers axes, ce que je vous disais, il nous faut convenir d'une certaine gouvernance. Nous ne pouvons pas travailler ceci s'il n'y a pas la maîtrise du concept de gouvernance, surtout la gouvernance politique, parce qu'il y en a plusieurs. Mais on peut déjà aborder la gouvernance politique qui enclenche les autres. Et puis, il nous faut résoudre ce problème des infrastructures de base, de l'électricité, de l'eau, des routes pavées. Un pays comme le Congo-Brazzaville a érigé ça en loi, que l'électricité doit être l'électricité pour tous. L'eau, c'est l'eau pour tous. Et toutes les rues et avenues des principales villes de Brazzaville doivent être soit bitumées, soit asphaltées, soit pavées. On a décidé ça, comme ce qu'on voit dans d'autres pays, le Rwanda, le Sénégal, peut-être ici. Là où l'homme passe, là où nous sommes, partout où l'homme marche, on a pavé. Mais pourquoi pas chez nous?
et le Congo l'a fait, il faut quand même faire cela. Ce sont les 2 recommandations que nous avons ajoutées aux 8 recommandations qui sont en bas. Et après, il faut donc parler des chaînes de valeur. Il faut pousser l'Afrique centrale à se spécialiser en chaînes de valeur et à les travailler dans le cadre des S. Voilà, nous avons la chaîne de valeur forêt. Donc, on prend les ressources naturelles de l'Afrique centrale à travers la forêt. Le Gabon l'a fait magnifiquement. Vous allez voir la zone, la zeste de Nkok, vous en serez fiers. La devise là-bas, c'est Yes, we can. Et c'était difficile à faire, ils l'ont fait au Gabon. Donc, il faut cette chaîne de valeur bois qui va vers le mobilier, mais qui va aussi, au niveau du bois, qui va vers le crédit carbone que vous connaissez. C'est une source d'argent immense pour nos économies. Et enfin, dans la fabrication des médicaments. On a dit que les Africains devaient mourir quand il y avait le Covid-19 en masse, mais notre relation avec la biodiversité forestière a fait qu'on a pu se soigner sans passer par les produits pharmaceutiques européens. Donc, il y a ces 3 volets qui peuvent concerner la chaîne de valeur forêt. Déjà, une société comme Aroaz s'est impliquée partout dans les pays de l'Afrique centrale. Quatre, oui, c'est la chaîne de valeur textile. Il faut aussi prendre le coton. Le Tchad, le Cameroun sont les pays qui sont avancés dans tout ce qui est coton pour fabriquer les habits. Oui, parce que quand on va travailler, on s'habille. Si on n'a pas d'habits, dans quelle tenue on va aller au travail? Donc, il faut cette chaîne-là. Et voilà, et comme je vous ai dit, je crois qu'on avait oublié la chaîne pétrole, la chaîne, là, attendez, excusez-moi. Voilà, vous avez la chaîne pétrole, il y a la chaîne 2, la chaîne cobalt, la RDC est mise en exergue au niveau du travail sur le cobalt avec les batteries, on en a parlé ce matin. Là, ce qui nous préoccupe, c'est comment protéger ces sites de production. L'Afrique centrale ne peut pas avoir des matières premières aussi stratégiques et ne pas les protéger. Il faut, on verra plus tard au niveau des aides de nouvelle génération, qu'il faut créer une force africaine de protection collective. On ne peut pas laisser un pays manipuler de telles richesses tout seul. Sinon, ben, ceux qui regardent de loin vont venir prendre. Parce que c'est la richesse. La richesse, il faut la protéger. Et donc, il faut créer cette force-là de protection. Et il faut voir avec la RDC comment l'Afrique centrale peut mettre en place ce mécanisme de protection de cette chaîne-là. Donc, je disais qu'on devait manipuler toutes ces chaînes-là au sein des S. On verra plus tard. Mais à travers aussi les pôles de compétitivité. Parce que on a bien entendu des matières premières à développer et à exporter. S'il n'y a pas le concept de pôle de compétitivité, c'est les matières premières qui vont être battues en brèche par la concurrence des autres pays, notamment la concurrence asiatique. Donc, il faut mettre ces aides-là dans les pôles de compétitivité avec les technopoles, avec les zones industrielles classiques, avec les Silicon Valley africaines qu'on appelle les districts d'innovation. Et c'est ça qu'il faut créer au niveau de l'Afrique. Le concept est déjà dans la littérature, les Silicon Valley africaines. Donc, c'est à travers ça que nous pouvons espérer beaucoup de compétitivité de nos produits pour faire face aux autres. Parce que les autres ont fait ça même avant nous.
Voilà, donc ça va se faire au niveau des S classiques, qui sont les S nationales, locales. Et ces S-là, aujourd'hui, c'est dans le document, nous sommes à près de 5000 S dans le monde, 5400. Et l'Afrique a près de 140, 150 S. Il y a un auteur français qui parle que bientôt, on en aura 1000. Mais qu'est-ce que la ZES? Comment faire pour qu'elle marche? La ZES, nous en sommes là, le Tchad a les ZES ou les projets, le Congo, la RDC, le Gabon, mais la ZES qui a des harmoniques, qui a les linéaments, qui a un rayonnement, qui a une certaine visibilité, c'est la ZES d'un coq. Ailleurs, on est dans une espèce d'espace embryonnaire. Et pourquoi? Mais parce que les ZES doivent être perçus comme les projets emblématiques. Ce sont les opérations coup de poing d'un chef d'État pour réagir à un bilan. Et donc, il faut toujours gérer les S avec la complicité du chef de l'État. Si vous voulez que vos S marchent, le ministre des S doit pouvoir toujours parler à l'oreille du président. Si ce n'est pas le cas, vous avez à peu près 50% d'échecs. Le deuxième critère, c'est les budgets. Les S sont les ministères qui ont le plus de ministères transversaux, c'est-à-dire qui travaillent avec plusieurs ministères. Et si au niveau des finances, le budget de l'État n'est pas fait en complicité avec les S, ce budget-là va être inopérant, va être trop modique pour les S. Et les S sont toujours perçus par les ministres des S, si vous les rencontrez, comme des voies de garage. Ils n'aiment pas être là. Vous voyez, quand on change le poste de ministre des S à un autre ministère, ce monsieur-là pense qu'il a été sauvé. Alors que les S, ce sont après le ministère des Finances, c'est le ministère le plus important pour développer le pays. Mais il faut qu'on lui donne les moyens. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est comme je vous disais, il leur faut les outils de travail, qui sont principalement l'électricité, l'Internet, les terres qui sont libres, parce qu'ils prennent un site qui est déjà occupé. Et les paysans demandent les expropriations. Et si ce n'est pas donné, ils font du bruit, ils font des tap-tap, et les gens pensent qu'ils vont être maudits. Il faut rechercher les développeurs. Les développeurs au niveau des S sont liés à la richesse du pays. Et pour la plupart, surtout en Afrique centrale, ce sont les pays à richesse du sous-sol. Il y a le pétrole, il y a les mines, ceci. Donc, les développeurs doivent être puisés dans le sous-sol qui finance le sol. Aujourd'hui, on voit partout, c'est le sol qui finance les S avec Arroise qui a pris la forêt. C'est bien, ça travaille. Mais de manière logique, le développeur principal devrait être le ministère du sous-sol, et en particulier les hydrocarbures. Et si vous pouvez accoler, parce que dans la plupart des pays, les S sont accolés à l'industrie. L'industrie est déjà pauvre. L'industrie a un seul pied dans nos pays. Si vous lui mettez les S sur le dos, il va perdre l'autre pied. Et les deux vont s'effondrer. Ce qui est judicieux, c'est d'accoler les S au ministère des hydrocarbures, au ministère des mines et à la limite au ministère des Finances ou du budget. Vous allez voir comment les S vont... Monsieur Osiala, il nous reste 3 minutes. Merci. Donc, c'est ça au niveau donc le fonctionnement des S. Mais nous avons parlé des S d'une nouvelle génération. Parce que les S évoluent toujours vers les nouvelles générations des S. Comme aime dire Jean-Luc dans ses écrits, il m'interpelle, il a toujours dit qu'il faut voir les limites des S classiques. Et les S d'une nouvelle génération prennent en compte les limites des S. Et parmi les limites, vous voyez là, c'est 9 points. Parmi les limites, vous verrez, par exemple, les S disent la production au niveau des S locales, cette production est exportée au taux de 70%, 65%. Les S disent le contraire. Les S d'une nouvelle génération. Il faut privilégier d'abord le marché local, le marché continental, même le marché mondial. Donc, on peut réduire ce taux-là ou le partager 30-30-30. Et vous voyez là,
les aides de nouvelle génération font toujours appel à l'artisanat. Parce que ce qu'on constate au niveau de nos économies, c'est le manque de secteur manufacturier. Nous sommes toujours en retard technologique. Or, pour implanter le secteur manufacturier, il faut passer par étapes et commencer par l'artisanat. C'est pour ça qu'on a des messieurs comme ça qui vont vous parler de l'artisanat. Vous voyez au niveau des aides d'une nouvelle génération, vous allez voir là-bas, vous avez la notion des puissances. On fait les aides de nouvelle génération parce qu'on appelle plusieurs pays et on essaie de spécialiser ces pays. Je vous ai parlé, par exemple, de la puissance militaire ou de protection. Ça, c'est les aides de nouvelle génération qui gèrent ça. Nous avons envisagé 5 puissances: la puissance énergétique, la puissance intellectuelle, la puissance agricole et la puissance industrielle pour créer les instituts de rattrapage technologique. Donc, c'est à travers ces 9 critères-là qu'on peut identifier une zeste de nouvelle génération. Maintenant, ici, on va passer au cas concret des exemples des projets. Il y en a 3 pratiquement. Projet 1, c'est les hydrocarbures. Vous voyez, on va dire, est-ce qu'on peut vraiment parler des aides de nouvelle génération en conjuguant les efforts, les productions des pays pour transformer verticalement les hydrocarbures. Et on a pris le modèle là de Petronas en Malaisie. Le graphique à cadran, aujourd'hui, nous étions au cadran 1. Si vous voyez la Malaisie au moins au cadran 4. Parce que Petronas a su gérer ses hydrocarbures. Et nous, c'est ça qu'on va essayer de faire. Comment on gère bien les hydrocarbures? On gère bien les hydrocarbures lorsqu'on les retient sur le plan national. Quand on les a produits, on dit on les transforme sur le plan national. Mais dans les pays de l'Afrique centrale, la rétention nationale ne dépasse pas 5%. Et 95% de leur production est exportée, donnée à d'autres pays. Et quand c'est brut, c'est-à-dire la valeur ajoutée n'est pas forte. Ils ne cherchent la valeur ajoutée que sur 5%. Alors que les autres ont fait le contraire. Quand vous voyez le pays comme le Gabon, qui produit beaucoup, près de 400 000 barils du jour, mais le système pétrolier Gabon génère combien d'emplois? Près de 300 emplois. 300. Mais quand vous prenez l'Algérie, qui est dans une autre configuration, l'Algérie a 200 000 emplois. Le secteur pétrolier, 200 000 emplois. Le Cameroun, c'est près de 700 emplois. L'Algérie, 200 000. Au Congo, 600 emplois. L'Algérie, 200 000. Et donc, il faut changer ça en augmentant la retenue nationale. Les 3 pays-là ont pour raffinerie, ce sont les raffineries qui produisent 1 million de tonnes. 1 million de tonnes, c'est 24 000 barils du jour. Tu produis, comme l'Angola produit 2 millions de barils du jour. Et la retenue, c'est 24 000 barils du jour. Donc, près de 3-5%. Après, tu ne gagnes rien. Et c'est ça qu'il faut changer. Et quand ils vendent les 95% en brut à travers les mandats de commercialisation, les intermédiaires sont tellement longs et qu'il y a les coulages. En pétrole, on appelle ça le coulage financier. Et à la fin, comme a constaté Malik, les recettes d'exportation ne sont pas fortes, mais ça va dans les poches des gens. Donc voilà, ça c'était l'autre projet, qu'on va expérimenter, c'est le projet de transformation des produits agricoles sur le plan, vous voyez, en bas là, le projet 2, sur le plan artisanal. On va nous montrer comment la banane plantain, comment le manioc peut être transformé. Voilà. Et on arrive donc aux recommandations. Voilà les recommandations. Il y en a 8 auxquelles il faut ajouter les 2 qui sont concernés par la gouvernance. Notre premier combat, c'est avec la gouvernance. La gouvernance surtout politique. Et deuxièmement, essayer de paver, d'améliorer nos routes, de faire que les gens puissent circuler. À Brazzaville, chez moi, quand il pleut, toutes les maisons deviennent des îles. Et on ne se déplace pas. Alors, il faut régler ça. À Brazzaville, on a fait du bruit
C'est en marche, M. Jean-Luc. Concluez. Merci. Donc, on ajoute à ces 8-là les 2. Et avec la dernière recommandation, qui est de faire qu'en marge des travaux comme ça, qu'on regarde pays par pays, lesquels ont quand même réalisé des choses, on les encourage, on les applaudit. Lesquels n'ont pas réalisé, on ne les critique pas, mais on les encourage. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Osiala. On n'a pas beaucoup de temps, on en a pris suffisamment. J'espère que nous serons en mesure de récupérer tout ça. Nous allons donc faire des économies sur tout ce qui reste maintenant. Et première conséquence, Monsieur Roger, votre présentation porte sur le niveau local des ES et l'adaptation, les STS taillés sur mesure locale. Je vais donc vous donner 10 minutes pour ça, pour qu'on récupère le temps perdu. Nous allons avoir beaucoup de temps dans les discussions. Ça va être chaud. Je sais, c'était la présentation. On va récupérer tout ça dans la discussion. Ça va être chaud. Mon nom est Philémon Roger Essono Obam. Je suis un vieux Camerounais. Certains m'ont surnommé le doyen. Alors, je veux faire une présentation, je vais essayer d'aller vite. Une présentation pour aboutir à une planification industrielle à travers 3 séquences. La 4e étant déjà la planification. Alors, ce qui se passe, c'est que je veux m'appuyer sur déjà les 4 révolutions industrielles. Les 4 révolutions industrielles nous permettent d'avoir des points de repère. Vous allez voir pourquoi par la suite. Ensuite, il y a les articles manufacturés qui obéissent à une certaine approche et on va, à travers cette approche, se donner des priorités. Et à partir de là, on va donc se diriger vers les zones économiques spéciales sur mesure. Ah, ce n'est pas simplement une nouvelle génération, c'est sur mesure. Alors, que veut dire tout ceci? Ben, les révolutions industrielles, c'est 4 marches d'escalier. Au début, on a fait avec le gaz, avec aussi des machines à tisser. Et c'est avec ça, une petite mécanisation, c'est avec ça qu'on a commencé la révolution industrielle. Mais pour moi, on n'y était pas encore. On a vraiment atterri dans la révolution industrielle à partir de la 2e marche, à partir du moment où on a découvert l'électricité. 2 choses. L'électricité et la production de masse. Au Cameroun, il y a plus de 500 produits agricoles qu'on peut transformer. Aujourd'hui, il y en a 200 qui sont déjà, entre guillemets, transformés. J'ai fait un peu le tour de la question. Tous ces produits ne sont pas industrialisés parce qu'ils ne produisent pas, ils ne font pas une production de masse. C'est de l'artisanat, c'est pas de la production industrielle. Résultat des courses, vous avez le pain, le petit pain fait avec le manioc qui coûte 400 francs et qui est plus petit que la baguette. Cherchez l'erreur.
Donc, nous avons cette problématique-là. Nous n'avons pas compris ce que c'est que l'industrialisation. Alors, par rapport à ça, nous allons faire une classification. Pardon. Excusez-moi. Coucou. Voilà. On a les deux premières marches d'escalier. Si on a une chaîne de valeur qui est classée là-dedans, ben c'est quelque chose qu'il faut transformer, qu'il faut géolocaliser en ville. Par contre, si on a quelque chose qui correspond à au deuxième niveau industriel, c'est quelque chose qu'on peut transformer dans les zones rurales et aussi éventuellement en ville. On continue. Lorsqu'on a quelque chose qui arrive à la troisième marche, donc ça se localise soit vers les ports, soit dans les grandes villes. La quatrième marche aussi. Mais en réalité, tout s'appuie sur la mécanisation. Parce que quand on a fait le train, au début qui allait à vapeur, on l'a fait fonctionner autrement, mais les moteurs sont toujours là. Donc, beaucoup pensent que lorsqu'on modernise, eh bien, on oublie le passé. Non, la base de l'industrialisation, c'est la mécanique. On mécanise, après on fait tourner tout ça avec l'électricité, on fait en sorte qu'on produise des grandes masses, et à partir de ce moment-là, on peut imaginer, on peut entrer dans l'industrie. Je continue. Alors, on a aussi fait un classement. Il y a 3 grandes classes. Il y a les produits qui sont transformables très facilement. C'est-à-dire que la technologie est appréhendable et en même temps, c'est un peu facile à aborder. C'est les produits de la première colonne. Ensuite, les articles qui sont manufacturés, mais qui sont de technologie moyenne. Et enfin, on a la dernière classe. Là, c'est des produits beaucoup plus compliqués qui nécessitent beaucoup de connaissances pour aller dans cette classe-là. Voilà. Donc, quand on va planifier industriellement, on va d'abord identifier les produits qu'on doit transformer par rapport à la chaîne de valeur. Et à ce moment-là, on sait lesquels aborder. Désolé, comme je n'ai que 10 minutes, je suis obligé d'aller un peu plus vite. Et s'il y a des questions après, je serai là pour y répondre. Voilà. Alors, par rapport à ça, je dirais que le vrai défi de l'Afrique centrale, c'est de changer de paradigme. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, on est resté en statu quo. Ça n'a pas avancé. Rien ne bouge. Comment changer de paradigme? La première des choses, c'est de se donner une première règle. C'est de transformer tout sur place. Parce que les matières premières qui étaient le support de notre économie, au niveau de ce que ça rapporte, ça ne rapporte pas grand-chose. Si on veut avoir quelque chose qui vit, si on veut développer notre économie, nous devons nous orienter vers une industrialisation à partir de laquelle nous transformons nos matières premières sur place. Et partant de là, pour avancer avec une certaine méthode, nous devons sélectionner les chaînes de valeur. Nous devons faire des priorités. Et ensuite, je propose aussi que l'on reprenne un nouveau départ. Commençons déjà par la micro-industrie. On veut faire de grosses usines comme on voit partout en Occident. Nous ne sommes pas là. Nous devons commencer par des micro-usines. Et nous allons nous appuyer sur l'agriculture. Eh bien oui, qui dit agriculture, il faut aussi aller un peu plus loin. Les sites de production qu'on va installer, on ne va pas les mettre dans les villes. Il faut aller là où il y a la souche, où il y a la matière première, c'est-à-dire dans les zones rurales.
C'est vrai qu'il y a des problèmes à résoudre. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'électricité. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'eau. C'est vrai qu'il y a des problèmes de route. Mais si on ne voit que les problèmes et qu'on ne cherche pas à trouver des solutions, dans 2 siècles, on y sera encore. Donc, on va s'attaquer à cette approche-là, c'est de faire des sites, des micro-sites industriels dans les zones rurales. Bien. Donc, partant de là, il faut aussi se dire une chose. Nos produits finis que nous transformons en Afrique centrale ne sont pas de bonne qualité. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être bons pour l'exportation. Les Japonais, les Chinois ont compris ça depuis longtemps. Depuis même la Deuxième Guerre. Ils ont commencé à surtout mettre des choses, des améliorations dans leurs produits. Au Japon, par exemple, ils ont appliqué une méthode qui s'appelle le Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration continue. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, quand je prenais une fourchette qui était fabriquée au Japon, que je voulais planter sur un morceau de viande, eh ben, c'est la fourchette qui se pliait. Elle n'était pas bonne et ça faisait rire tout le monde. On écoutait les magnétophones et quand on prenait les bandes de magnétophones qui venaient du Japon, on avait écouté 2 disques et puis ça se cassait. Mais qui peut dire que c'est toujours comme ça? Ben ça a changé complètement parce qu'ils se sont mis à la qualité et à améliorer la qualité de leurs produits. J'insiste sur ce petit point. La qualité, ou plutôt la non-qualité, est la problématique de l'Afrique centrale. Nos produits ne sont pas de qualité. Nos produits sont de la non-qualité. Et avec des produits de non-qualité, on ne peut rien conquérir, on ne peut pas exporter. Donc, comme partout, les Japonais ont commencé à s'y mettre à fond vers les années 62, mais sachez qu'en Europe, on a commencé à se mettre dans la qualité à partir de 87. Je peux en dire quelque chose parce que je suis consultant en management de la qualité depuis 1985. Les normes qualité de l'ISO nous ont été apportées en 1987. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que pour nous, les Africains, Afrique du Centre, il n'est pas tard. Nous pouvons commencer maintenant et dire nous allons introduire la notion de qualité dans notre industrialisation. Encore une fois, je vous ai dit que j'étais consultant depuis 1985 et j'ai enseigné dans beaucoup d'usines de très grande envergure en France ce que c'était que la qualité. J'ai enseigné dans beaucoup d'usines l'ensemble du personnel, des usines de plus de 5000 personnes, pour qu'ils comprennent ce que c'est que la qualité. Pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Pourquoi on n'accompagnerait pas l'industrie avec la formation? Pourquoi on n'apprendrait pas aussi aux promoteurs de nos produits, de nos industries, ce que c'est que la gestion? J'ai vu beaucoup d'usines fermées parce que c'était mal géré. Pourquoi on n'apprendrait pas à nos promoteurs ce que c'est que le management? Et pourquoi on n'apprendrait pas à nos promoteurs ce que c'est que la qualité? C'est la base de la réussite de l'industrialisation en Afrique centrale. On ne pourra rien faire si on n'est pas accompagné. Voilà. Donc, l'approche zone économique spéciale sur mesure aligne un certain nombre de caractéristiques qui entrent dans la mesure, la dimension des usines, etc. Et même la prise en compte du management environnemental, très important. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, les zones économiques spéciales sur mesure, un peu de logique pour comprendre ce que j'essaye de dire. Vous voyez, j'ai sélectionné 3 produits, le manioc, les noix de palme et les bananes. Avec ces 3 produits, nous pouvons faire 10 usines différentes. Avec ces 3 produits, pendant que les Camerounais vont faire les bâtons de manioc, eh bien, chez mes amis congolais, on va faire le sakasaka.
On va même faire aussi le chikwang. Et on peut regarder que chacun dans sa zone en Afrique fait du manioc quelque chose de souvent différent de ce qui se passe à côté. En Centrafrique, tout récemment, il y a des gens qui ont commencé à faire du carburant avec le manioc. Eh oui, mais quand ces images passent à la télé, pourquoi nous ne nous arrêtons pas? Pourquoi nous essayons pas de comprendre? Pourquoi nous essayons pas de faire en sorte que ça devienne industriel? C'est des images qu'on regarde à la télé puis on y passe. S'il vous plaît. C'est par là que ça se passe. Il faut repérer tous ces éléments-là et regarder comment on peut industrialiser. À l'ouest de la France, du Cameroun, il y a des jeunes qui ont mis au point la fabrication des sacs en papier à partir du tronc de manioc, du tronc de banane. Oui, ça passe sur les réseaux sociaux et ces gens-là sont en train de travailler de manière très artisanale. Ils en font 1000 par semaine, je crois, ou par mois. Mais ça, c'est pas industriel. Mais ils ont besoin d'être aidés pour qu'ils puissent industrialiser. C'est un élément qui manque beaucoup à notre approche de l'industrialisation. Sachez que les autres qui ont avancé, qui ont fait des choses en matière d'industrialisation, ils ont mis en avant la notion de formation et d'accompagnement. Là, je vous ai mis quelques 10 produits et remarquez que le dernier à ma gauche, à ma droite, pardon, c'est la fabrication des engrais. Parce que tous les déchets qui vont sortir de toutes les usines, on peut en faire des engrais. On n'a pas besoin d'engrais chimiques. On a tout ce qu'il faut sur place pour faire nos propres engrais. Alors, des outils indispensables, j'en ai déjà parlé. Nous avons besoin de 4 normes ISO. Pour ce qui est alimentaire, nous avons besoin de l'ISO 22000, c'est l'hygiène alimentaire. Pour ce qui est de tous les autres produits, on a besoin de l'ISO 9001, c'est la qualité. Ensuite, nous avons besoin d'être en harmonie avec nous-mêmes, c'est-à-dire nos ancêtres ont toujours préservé la nature. On a retrouvé, nous qui sommes un peu plus jeunes qu'aujourd'hui, notre nature est entretenue. Nous devons faire de même. C'est pour ça que quand on va commencer à indexer un lieu dans lequel on veut faire un site industriel que j'appelle zone économique sur mesure, la première des choses qu'il faudra faire, c'est une analyse d'impact pour voir l'impact au niveau environnemental et l'impact au niveau social. Et quand on a fait ces enquêtes et qu'on a trouvé des choses qu'il faut préserver ou qui clochent, quand on va venir mettre cette zone en place, il faudra prendre en compte ces considérations-là. Si on part déjà comme ça, on va aboutir au fait que nos usines vont être construites dans un environnement naturel. C'est-à-dire que tous les arbres avec lesquels on se soigne, tous les arbres qui nous donnent de quoi manger, on ne va surtout pas les couper quand on va mettre cette zone industrielle. On va les préserver. Toutes les plantes avec lesquelles nous nous soignons, nous allons les laisser sur place. Et les gens dans nos villages connaissent ces choses-là. C'est vrai qu'on a une transmission de connaissances orales, mais cette transmission de connaissances orales a été bien conservée. Je vais vous faire une petite révélation. Monsieur Osson, il faut commencer par conclure. Hein. J'y arrive, s'il vous plaît. Je vais vous faire une petite révélation. J'ai fait une usine de fabrication de manioc dans mon village en 2010. Et quand je suis revenu là tout récemment, je me suis posé la question de la notion de conservation. Et en me documentant auprès des villageois, je me suis rendu compte qu'on peut faire un bâton de manioc qui reste pendant 1 mois sans durcir. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une connaissance qui est très vieille, mais je l'ai récupérée. Vous voyez, on est faible quand on parle d'innovation, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Nous n'allons pas dans nos racines. Si nous allons dans nos racines, nous allons nous apercevoir que nous savions faire et nous savons faire beaucoup de choses. Mais on ne les utilise pas, on ne les industrialise pas, tout simplement. Alors, donc,
là, ce que je disais, c'est que je parlais de l'approche de l'enquête concernant tout ce qui est environnement. Eh bien, c'est l'étape initiale à travers laquelle il faudra passer pour pouvoir maintenir une zone d'industrialisation. Alors, si j'entre déjà presque dans les conclusions, il n'y en a pas plus longtemps. Donc, on voit que l'industrialisation à travers les villages va avoir un gros effet. On va créer à travers cette approche le développement de nos villages. Et le développement de nos villages va aussi limiter, voire enrayer tout ce qui est exode rural, tout ce qui est exode économique vers les pays orientaux. Parce que quand on fait une usine dans un village, que les femmes gagnent à peu près 50 000 francs, elles mènent toute une autre vie. Et à partir de là, ils n'ont pas besoin, les femmes comme les hommes, d'aller chez leurs cousins en ville, etc. Parce qu'ils vivront très bien en village avec ce montant-là. Ils ne payent pas de loyer. Ils ne payent pas de moyens de locomotion pour aller travailler, ils y vont à pied à côté. Rien que ça. Alors, l'industrialisation, une petite image. Lorsqu'on fait les bâtons de manioc de manière traditionnelle, eh bien, 300 bâtons de manioc en 2 jours avec un effectif de 2 femmes. Et quand on fait l'industrialisation, on arrive à 4500 bâtons par jour. C'est ça l'industrialisation. C'est autre chose. Et là, on a 5 à 6 machines. Parlant des machines, ces machines qui ont été utilisées, je vous parle d'une réalité, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre. Quand on parle de ces usines-là, les machines sont conçues sur place. Nous les avons conçues sur place. Nous les avons fabriquées sur place en tenant compte de toutes les normes internationales. Beaucoup d'Africains font les machines au bord des rues, mais il leur manque des points de repère par rapport aux normes internationales. Il suffit de les éduquer et ils y arriveront. Très bien. Conclusion, Monsieur Osono. Oui. Donc, ensuite, je passe le cas du coton et le cas de... Alors, nous avons parlé tout à l'heure des minerais. Il suffirait qu'on se donne les moyens de faire les premières étapes de transformation du minerai de fer, c'est-à-dire mettre des hauts fourneaux en place chez nous et de transformer nous-mêmes les minerais de fer pour avoir le fer et demander que le fer, que ce soit le fer qui soit exporté. Et si on négocie bien, c'est une question de négociation, c'est pas autre chose. Que ceux qui viennent faire l'extraction de nos minerais s'obligent à transformer, à faire cette première transformation chez nous, on aura gagné. Nous avons besoin de chemin de fer. Nous avons besoin de ces choses-là dans notre pays, dans notre continent. Eh bien, avec le minerai de fer, sachez que tout ce qui touche aux voies ferrées est très facile à faire et qu'on peut le faire nous-mêmes. Et là, j'ai par exemple, un dernier point, c'est ces motos. Ça se fait au Burkina, les Burkinabés le font. Hein. C'est une image du Burkina Faso, donc qui monte les motos. À Douala, au Cameroun, désolé de beaucoup parler du Cameroun, j'ai pas encore fait le tour de notre région. J'aimerais bien pour voir ce qui se passe sur place. Eh bien, il est possible de délocaliser des usines. Les délocalisations, la raison est très simple. Pour que les Occidentaux délocalisent, ils ont besoin simplement de savoir que là où ils y vont, ils auront une main-d'œuvre bon marché. J'ai fait quelques délocalisations. Donc, aujourd'hui, c'est le tour de l'Afrique. On peut être, notamment de l'Afrique centrale, on peut être un lieu indiqué pour les délocalisations parce que nous avons une main-d'œuvre bon marché. Bref, je m'arrête là parce que j'ai un temps très limité. Mais je veux dire que l'Afrique est mal partie, c'est sûr. Mais nous pouvons encore réaliser un nouveau départ. Nous pouvons tout poser et repartir. Et si nous repartons avec de bons points de repère, avec une bonne approche,
avec un accompagnement, avec une certaine formation, avec la volonté d'évoluer, il n'y a pas de raison qu'on n'échoue pas parce que tous les autres qui sont arrivés aujourd'hui sont passés par là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Osono, pour cette présentation-là. Nous sommes de plein pied dans le local, le rural, le micro. La présentation qui va suivre est celle qui sera faite par Monsieur Ayoub, directeur de zone d'industrialisation de Tanger-Med. Nous partons donc du micro, du local, vers des zones économiques méga industrielles pour pouvoir partager les bonnes pratiques et les leçons d'ailleurs. Cette présentation sera faite virtuellement. J'espère que Monsieur Ayoub est déjà connecté. Jean-Claude, tu peux vérifier? Oui, bonjour. Monsieur, très bien. Merci, Monsieur Ayoub. Vous allez avoir 10 minutes pour votre présentation, après quoi suivront les discussions où vous allez répondre à quelques questions. Vous avez la parole. D'accord. Bonjour tout le monde. J'aurais espéré être avec vous et faire la présentation en présentiel, mais bon, malheureusement, pour des problèmes d'agenda, c'est plus possible. Alors, vu qu'on a juste 10 minutes, on devait projeter une vidéo qui présente le projet, mais je pense qu'on va s'en passer pour l'instant et qu'on va partir directement sur une présentation. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous m'entendez? Allô? Oui, Monsieur Ayoub, on vous suit très bien. Très bien. Moi, juste pour s'assurer que toutes les conditions sont bonnes. Donc voilà, je suis là pour... bon, j'ai déjà écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit avant et je pense qu'on le partage tous parfaitement. Alors, Tanger-Med, c'est un groupe à Tanger, au Maroc, tout à fait au nord du Maroc, qui a été lancé l'idée en 2002, mais le travail lui-même a commencé en 2003. C'est dire que le projet lui-même n'est pas très vieux, c'est assez jeune comme projet. Alors, j'ai entendu parler beaucoup de tout ce qui est transformation et de produits, de matières premières existants. Pour Tanger-Med, c'est un modèle un peu différent. En fait, la région de Tanger, où le projet lui-même est instauré, il n'y a pratiquement pas de ressources naturelles, il n'y a pas de minerais, il y a un peu d'agriculture, mais ce n'est pas la zone la plus riche du Maroc en termes de ressources naturelles. Par contre, on a misé sur nos atouts de la zone et c'est ce que vous voyez en face, c'est qu'on est dans la zone la plus au nord de l'Afrique, à 14 km de l'Europe. On est sur un chemin qui est très fréquenté en termes de flux mondiaux. Donc, en fait, c'est 20% du commerce mondial qui passe juste à côté de nous. On a mis beaucoup de temps pour saisir cet atout ou pour le comprendre. Et en fin de compte, on s'est décidé en début des années 2000 à valoriser cet atout qui est purement logistique et réutiliser les flux mondiaux et en profiter. Donc, les flux du détroit, si vous les voyez, c'est 100 000 navires par an, c'est pratiquement 60 millions de conteneurs qui passent à côté de chez nous et 6 millions de passagers. Donc, par la suite, notre modèle s'est construit en quelque sorte autour de cet atout. C'est-à-dire, on est parti sur la connectivité et offrir aux industriels qu'on va chercher un outil logistique de classe mondiale, c'est-à-dire le port, et par la suite partir au développement des zones industrielles. Donc, vous voyez un peu le cycle de notre programme, donc le port, la connexion, la connectivité et ensuite le développement industriel.
J'ajouterai à ça le fait que, en plus des métiers traditionnels du Maroc, c'est-à-dire tout ce qui est agro-processing, textile, ainsi de suite, on est parti chercher à installer un écosystème avec des métiers du monde, conformément à la politique industrielle du Maroc. Et là, l'écosystème sur lequel on s'est basé, c'est l'écosystème automotive, c'est-à-dire construction automotive. Et pour installer cet écosystème, il fallait chercher un grand industriel automobile, un industriel de renom. Et en fin de compte, le premier qui s'est installé, c'est Renault-Nissan, l'alliance Renault-Nissan, et surtout avec sa marque Dacia. Et par la suite, il y a d'autres fabricants ou d'autres industriels de l'automobile qui se sont installés, notamment PSA, Peugeot, Stellantis, ainsi de suite. Donc, le projet lui-même, c'est une sorte de partenariat public-privé avec un investissement total de l'ordre de 9,3 milliards d'euros, 3,5 milliards d'euros d'investissement public, 5,8 d'investissement privé. Monsieur Ayoub. Oui, je voulais juste chercher la version avec les dollars. Je pense que c'est un peu plus... Nous, on est un peu proche de l'Europe, donc on est habitué à l'euro, mais je pense que le dollar est un peu plus parlant. Donc, voilà. On connaît l'euro ici aussi, c'est oui, bon. Oui, je sais, mais je pense que le dollar est un peu plus universel. Hein. L'euro, c'est... Voilà. Alors, là, ça vous donne une idée un peu des capacités qui sont développées au niveau de la zone. Donc, on a, enfin, au niveau du port, c'est 9 millions de conteneurs de capacité de traitement, 7 millions de passagers, 1 million de véhicules neufs et 700 000 camions en termes de flux ruraux. Aujourd'hui, le complexe portuaire lui-même est développé sur 1000 hectares, 2000 hectares de plateformes industrielles qui sont déjà développées, opérationnelles. Et on a une réserve foncière de 5000 hectares qui nous permettront de continuer notre développement et notre évolution. Donc, en termes de métier, comme j'ai dit, il y a le portuaire qui est notre outil logistique, qui est le noyau en quelque sorte de notre développement. C'est un peu le premier pavé qu'on a mis et par la suite, les autres éléments du puzzle se sont assemblés de manière un peu fluide. Donc, la partie logistique pour tout ce qui est connectivité et échanges mondiaux. Donc, on a les métiers qui étaient déjà présents avant même le groupe Tongemed, qui est l'agroalimentaire, le textile. Et on a ajouté l'automobile, qui est la composante majeure aujourd'hui de nos zones. Donc, aujourd'hui, dans nos zones, on a 1100 entreprises qui sont déjà installées. On a pu créer 95 000 emplois et un échange mondial de 9,2 milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires consolidé de nos zones. Pas du groupe Tongemed, mais de l'ensemble des zones. Et voilà. Alors, je vous disais, notre atout principal, c'était notre position stratégique. Donc, si vous voyez, en 2005, la connectivité du Maroc, on était classé 83e. Avec la mise en service du port, on est passé, aujourd'hui, on varie entre 17e et 19e à l'échelle mondiale. Ce qui aujourd'hui est notre argument de base pour pouvoir être attractif vis-à-vis des industriels. Donc, le port lui-même est premier port en Méditerranée pour la 2e année consécutive, le premier port africain pour la 5e année et le 23e port à l'échelle mondiale. Donc, et c'est un port qui a démarré ses activités en 2007. Ce n'est pas un port qui a beaucoup d'histoire, c'est un port très jeune. Je pense qu'il est aujourd'hui en phase d'adolescence. Donc, on espère qu'au moment où on sera adulte, on pourra être dans le top 20, sinon le top 10. Alors, le schéma de développement, donc,
vous le voyez en face de vous, donc le complexe portuaire en jaune, tout à fait dans pratiquement le point le plus proche de l'Europe, à 14 km. Et notre activité est étalée sur 8 zones. Donc, on a la Tanger Free Zone, donc 440 hectares. C'est une zone qui date d'avant même la création de Tangemet, mais aujourd'hui, Tangemet en a pris le contrôle. Donc, on est aujourd'hui majoritaire à plus de 57%. C'est une zone qui est beaucoup plus généraliste. C'est une zone qui a un peu d'historique. Et l'élément, en fait, le deuxième tournant, le game changer pour nous, c'est l'installation de Renault Tangemet, donc la plus grande usine automobile en Afrique, avec une capacité aujourd'hui qui est aux alentours de 600 000 véhicules par an de production. L'écosystème nous a permis d'installer une autre zone, donc le Tanger Automotive City, qui est tous les équipementiers, ou on va dire les sous-traitants de l'industrie automobile, qui fabriquent les pièces de rechange, les pièces pour le compte autant de Tangemet, de Renault Tangemet, mais également à l'export. Donc, Monsieur Ayoub, est-ce que vous pouvez nous mettre la présentation en mode de présentation? Parce que là, si vous pouvez mettre ça en mode présentation plein écran. Si ce n'est pas possible, je crois qu'on peut seulement continuer. Vous allez nous l'envoyer et on va la partager avec tous les participants. On peut continuer, M. Ayoub. C'est mieux comme ça? Très bien. Oui, oui. Merci. Voilà, donc j'espère que c'est mieux comme ça. Oui. Donc, je disais qu'en termes de zoning, on a le complexe portuaire tout au nord. On a une première zone, c'est la Tanger Free Zone, qui est une zone généraliste qui date même avant la création du groupe Tangemed, mais dont Tangemed a pris le contrôle aujourd'hui. Et on a installé au niveau de la zone centrale donc l'écosystème qui tourne autour de la plus grande usine aujourd'hui d'automobile en Afrique, le Renault Tangemed, avec tous les équipementiers qui sont installés au niveau de Tanger Automotive City. Donc, les équipementiers, c'est des équipementiers de premier rang, le deuxième rang, le troisième, qui fabriquent pour le compte de Renault toutes les pièces, mais également à l'international, c'est-à-dire à l'export. Ils répondent aux besoins de l'usine Renault, ils répondent également aux besoins de l'usine Peugeot, qui est un peu plus au sud, mais des autres usines de montage de voitures à l'échelle mondiale. Voilà. Ensuite, on a la partie Tanger Tétouan Park, qui est plus pour des industries légères. En fait, c'est plus pour l'introduction, tout ce qui est industrie, petite et moyenne industrie des entreprises marocaines. Voilà. Les autres, c'est plus du commercial et du service offshoring, ainsi de suite. Voilà. Alors, je vous disais un peu l'historique, la chronologie du projet. C'est pas très vieux. L'idée, enfin le lancement en 2003, le port a été inauguré en 2007. Et ça, c'est un élément très important pour nous parce que vis-à-vis de nos partenaires, surtout les concessionnaires, on s'est engagé sur une date à réaliser un port en 4 ans. Un port qui est quand même un gros investissement à l'échelle Maroc et qui a été réussi en 2007. Donc, ça donnait une idée du sérieux du groupe Tangemed vis-à-vis de tous nos partenaires. Et aujourd'hui, on en est fiers par rapport à tous nos partenaires. Chaque fois qu'on s'engage sur quelque chose, on leur rappelle cet exemple. Donc voilà. Ensuite, 2009, une fois que le port est là, on a lancé la grande plateforme industrielle qui devra utiliser l'outil logistique qui est le port. Et aujourd'hui, on en est en 2021 avec un trafic de 7,17 millions de conteneurs traités au niveau du port. Tout simplement,
une performance qui, enfin en 2003, le Maroc traitait 500 000 conteneurs, 600 000 conteneurs. Donc c'est 10 fois ou même plus que ce qui se traitait il y a moins de 20 ans. Donc voilà l'activité conteneur. L'activité véhicule, l'année dernière, 430 000 véhicules ont été exportés à partir du port, fabriqués dans les zones de Tangemed et exportés à partir du port. 407 000 unités de fret en camion qui partent vers l'Europe, parce on a une sorte de pont maritime avec l'Europe. Et en total, presque 368 milliards de dirhams, c'est 37 milliards de dollars qui ont été les valeurs des flux qui ont été traités au niveau du port. Nous avons une zone logistique qui est attenante au port, qui offre des valeurs ajoutées. Enfin, c'est une zone logistique à valeur ajoutée, groupage, approvisionnement, distribution. La plupart aujourd'hui des grands logisticiens l'utilisent comme leur hub pour la distribution, que ce soit à l'Afrique de l'Ouest ou à l'Europe. Donc, on a la Tanger Free Zone, 400 hectares, qui est aujourd'hui pratiquement full. Donc, il n'y a plus beaucoup d'espace pour d'autres installations. Et là, c'est une zone qui est généraliste, automobile, textile, agroalimentaire, l'aéronautique, le tout. Et on a la Tanger Automotive City qui a été lancée en 2012. Donc aujourd'hui, on avait lancé 300 hectares et ensuite une deuxième phase de 300 hectares. Là aussi, on est à un taux de remplissage de pratiquement 80%. Donc le Renault Tangemet, qui est aussi sur nos zones, il occupe une surface de 300 hectares. On a la zone pour les petites et moyennes entreprises et aussi une zone pépinière pour les entreprises marocaines, 150 hectares. Et tout ce qui est service sur 20 hectares. Voilà. Quelques-uns des entreprises qui sont installées au niveau de nos zones, entreprises de classe mondiale. Vous avez les opérateurs mondiaux. Et voilà. Donc là, par rapport à la structure, je pense que c'est un peu l'élément qui intéresse beaucoup. C'est aujourd'hui, Tangemet est structuré en 3 pôles. Donc le pôle portuaire, le pôle portuaire qui est porté par une filiale Tangemet Port Authority et également par une deuxième filiale pour tout ce qui est logistique, donc le MEDEV. On a le pôle industriel qui est porté par la filiale Tangemet Zone et on a un troisième pôle qui pour nous est assez important vis-à-vis de nos clients parce que ça complète la palette de services offerts par le groupe Tangemet. Donc on a le Tangemet Engineering qui accompagne le groupe pour tout ce qui est conseil, consulting, mais également pour tout ce qui est design de ces zones et des ports. Et également, on offre les mêmes services aux autres partenaires privés du groupe. On a CIRES Technologies qui offre les services de télécom et également les solutions de pointe en termes de sécurité et de software. Donc, on a le Tangemet Utilities qui est le distributeur d'eau et d'électricité au niveau de nos zones. C'est-à-dire aujourd'hui, l'opérateur national ou les autres régies des villes n'ont pas accès à nos zones. On a notre propre distributeur au niveau de l'interne et en fait, c'est un outil pour rassurer nos clients par rapport à la qualité de gestion de ces deux, surtout par rapport à l'électricité et l'énergie. Donc voilà, et on a une fondation qui a un rôle de développement territorial, puisqu'on est en milieu rural pratiquement. Donc ça permet d'accompagner un peu les populations locales en termes de formation, en termes d'amélioration des conditions de vie. Alors ça, c'est un slide par rapport au partenariat ou par rapport à l'actionnariat. Donc, on a un premier niveau d'actionnariat qui est au niveau de TMSA, Tangemet Special Agency, le groupe, où c'est des fonds publics. Donc, c'est l'État marocain ou bien des caisses, des fonds d'investissement souverains, comme le fonds d'investissement Hassan II pour le développement économique et social. Ensuite, on a un deuxième niveau de partenariat, c'est au niveau des filiales. Donc,
c'est soit des partenariats métiers, comme c'est le cas de Novec ou de l'Office national de l'eau et de l'électricité, qui est actionnaire dans Tangemed Utilities, ou des partenaires institutionnels, donc des banques ou des assurances, et qui sont des partenaires privés. En fait, dans l'ensemble, au niveau de nos filiales, les seuls partenaires privés se trouvent au niveau des zones industrielles. Et en fait, c'est par rapport aux besoins, enfin, leur intérêt direct par rapport à ces zones, c'est plus ces zones se développent, plus des levées de fonds à l'échelle nationale vont être plus intéressantes. Voilà, en termes de modèle, donc l'aménageur développeur au niveau du port, c'est Tangemet Port Authority. C'est des capitaux publics ou c'est basé sur des levées de fonds internationaux puisque les investissements seront assez conséquents. Les infrastructures hors site, c'est des conventions avec l'État marocain. Donc c'est le budget de l'État qui s'en occupe. Quand je dis infrastructure hors site, c'est l'autoroute, le chemin de fer, la protection contre l'inondation, les postes sources électriques, et voilà, télécom pour arriver jusqu'à la limite de nos zones. Après, nous, on reprend le relais à l'intérieur de nos zones pour tout ce qui est aménagement et site. C'est géré par des filiales du groupe, donc Tangemed Port Authority pour le port, MedHub pour la partie logistique. Et on a deux types d'offres. On a soit les concessions portuaires au niveau du port, soit des entrepôts logistiques locatifs. C'est-à-dire, on ne vend pas de terrain, on ne vend pas de terrain au niveau de la zone logistique. On fait uniquement des entrepôts logistiques et c'est des constructions par MedHub avec des fonds levés à l'échelle nationale. Les concessions portuaires, les superstructures sont réalisées par les concessionnaires et c'est des financements privés. Donc, nos sources de revenus, donc bien sûr les redevances de concession, les services portuaires, les locations d'entrepôts et les frais de gestion. Parce qu'on agit en tant que gestionnaire, on agit comme syndic au niveau de la zone. Mais on a également des revenus qui sont assez importants qui découlent de la distribution eau et électricité. Ensuite, pour le pôle industriel, donc pratiquement le même schéma, à part au niveau de l'offre, où on offre également la vente de terrain, qui est pour les industriels, et c'est les industriels qui s'occupent eux-mêmes de leur construction et de l'équipement. Et il y a un accord cadre avec l'État dans le cadre des écosystèmes, de l'écosystème automotive, pour apporter des subventions qui peuvent arriver jusqu'à 10% du montant de l'investissement. Et on a le deuxième, et qui à ce stade devient de plus en plus intéressant parce que c'est des revenus assez conséquents et à long terme. Ce n'est pas une vente de terrain où on encaisse une seule fois et puis le terrain ne nous appartient pas. Là, on reçoit de plus en plus d'industriels qui veulent partir plutôt sur de l'OPEX au lieu du CAPEX. Tout ce qui est investissement est pris en charge par Tangemed Zone. C'est eux qui font l'investissement sur le bâtiment. C'est eux qui construisent le bâtiment et le donnent en location. C'est des constructions sur mesure et c'est des locations à longue durée avec un engagement à longue durée. Et le financement se fait par des levées de fonds à l'échelle nationale. Donc, en termes de sources de revenus sur ça, on a les ventes de terrain, la location de bâtiments industriels, les frais de gestion et la distribution d'électricité. Donc voilà, je pense que ça vous a donné un exemple, enfin une idée sur le mode de fonctionnement de Tangemed, sa taille et des modèles économiques qu'on a adoptés pour le développement de nos zones à aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ayoub. Nous sommes vraiment en retard par rapport au temps. Nous allons encore avoir deux présentations. Celle du professeur Kanda va prendre 10 minutes sur les compétences et développement de compétences au sein des zones économiques spéciales en se basant sur l'exemple du projet sur les batteries en RDC. Après, nous allons avoir une autre courte présentation sur l'expérience du Congo-Brazzaville en matière des zones économiques spéciales. Après cela, on va regrouper tout le monde pour avoir une courte séance de questions et réponses pour passer au deuxième segment de cette session-là. Prof. Vrai marathon.
Merci pour la parole accordée. J'aimerais ici dire merci aux organisateurs de cette session pour m'avoir associé et pour permettre à ce que le Centre d'excellence d'innovation de la recherche et de la formation en République démocratique du Congo puisse donc partager son expérience avec vous. Je vais donc essayer de tenir mon propos dans les 10 minutes qui m'ont été accordées. Et donc, je vais vite y aller. Le plan que je présente, en fait, je vais juste discuter. Je vais parler du lancement du Centre africain d'excellence. Et je vais discuter un peu, en gros, du contexte local et international. Excusez-moi. Le prix Nobel Richard Smiley estime que le top 10 des problèmes pour les 50 prochaines années seront tels que repris là-bas. Et quand je dis 50 prochaines années, nous sommes déjà concernés. Même si au bout de 50 ans, sans me tromper, les plus robustes d'entre nous ne seront pas là. Et donc, en ayant l'énergie et l'eau en top des problèmes auxquels nous serons confrontés, vous vous rendez vite compte que l'énergie pose déjà un sérieux problème à ce jour. Et lors de la création du centre d'excellence, les interactions entre l'Ukraine et la Russie n'étaient pas là. Et donc aujourd'hui, on a un autre regard par rapport à l'approche que l'on avait lorsqu'il fallait discuter du centre. Mais comme l'énergie est un des problèmes, voilà pourquoi on va donc discuter de la batterie. Tout le monde le sait, les métaux sont importants et jouent un rôle essentiel dans notre monde. Difficile d'imaginer un monde sans eux. Même si aujourd'hui, on a des matériaux composites qui tendent à remplacer le métal. Mais vous allez vous rendre compte que la transition énergétique dont on parle recourt aux métaux spécifiques, que ce soit pour l'énergie solaire, pour l'éolienne, pour les batteries, on a besoin de certains métaux stratégiques. J'ouvre une parenthèse que je vais vite refermer. Par exemple, en RDC, le cobalt a été, depuis 2019, classé métal stratégique. On n'aura pas le temps de discuter de pourquoi il est stratégique. Alors, comme il s'agit d'un centre sur les batteries, voilà que le cuivre, le cobalt, le lithium, le manganèse et le nickel dont regorge la RDC entrent principalement dans les 6 principaux types d'accumulateurs lithium-ion qui ont fait la technologie en vogue en ce moment. Vous avez, par exemple, une technologie qui base la fabrication des précurseurs en LCO, donc lithium, cobalt, oxygène, ou LMO, NMC, LFP. Le Maroc vient de nous parler. Le Maroc est très avancé dans la fabrication des précurseurs lithium, fer, phosphore. Et l'étude à partir de laquelle la RDC porte ses ambitions est liée à la fabrication de précurseurs NMC. Je passe rapidement. Quand vous voyez les évolutions, d'ici 2040, la mise en circulation des véhicules électriques passerait à 900 millions. En 2018, on était à moins de 4 millions. C'est pour dire que si les batteries qui doivent soutenir l'industrie du véhicule électrique consomment des métaux, il serait donc nécessaire que ces métaux soient en croissance. Mais c'est une autre paire de manches. Alors, où trouve-t-on les métaux en question? On le retrouve, comme tout le monde le sait, dans la nature. Rare maintenant qu'on trouve du cuivre à l'état natif, mais on le trouve principalement sous forme de minéraux ou contenus dans le minéraux,
Au Congo, par exemple, le cuivre est contenu principalement dans la malachite ou dans la chalcopyrite, etc., l'hétérogénite dans le cobalt dans l'hétérogénite, le lithium dans le spédumen. Ce slide, c'est juste pour dire que si au Congo, on produit tous ces métaux, mais à la vérité, le Congo, en tant que pays, depuis 2003, en ayant ouvert son secteur minier aux investissements privés, le Congo a presque rendu 80% de la production minière aux entreprises ou aux investissements privés. Donc, discuter de la problématique de fabriquer les batteries ou les précurseurs de batteries en RD Congo suppose aussi négocier avec tous ces grands groupes. On va y revenir. Bon, je passe. Je vous rassure qu'on a tous ces métaux en RDC. Je ne veux pas les localiser. Alors, je passe vite à la chaîne des valeurs des batteries, mais je préfère mieux l'expliquer avec cet autre slide. Bon, ici, c'est mieux. Donc, la première, le premier maillon commence par l'extraction, le deuxième maillon passe par la fabrication des composantes, et puis vous avez la fabrication des cellules, la fabrication des véhicules ou de tout autre matériel utilisant des accumulateurs, et puis on a le recyclage. Alors, comme on doit parler de la formation et des compétences, il est à noter que pour la RDC, sur les 6 maillons, nous avons 3 compétences requises et affirmées en RDC au départ du système de formation. Il manque en RDC à ce jour des formations spécifiques sur la fabrication des cellules, par exemple, sur la fabrication des blocs de cellules ou sur la fabrication des véhicules ou autres appareils. Et donc, le besoin actuel est donc de faire notre approche selon les métiers de la chaîne des valeurs des batteries, les compétences et lier la formation. Ce qui sous-entend, si l'on sait déjà qu'en 2050, non, pas en 2050, dans les 50 prochaines années, les problèmes d'eau, d'électricité, de la faim, de la guerre seront les défis auxquels le continent et le monde sera confronté, il est donc temps aussi d'adapter la formation en lien avec les besoins des compétences pour faire face à ces défis-là. Et donc, on devrait avoir l'approche par compétences qui voudrait qu'on puisse identifier les besoins par rapport au métier et adapter la formation. Et au lieu de prétendre diplômer des étudiants, comme je le dis souvent, le diplôme n'étant qu'une présomption de compétence. Le monde où les industriels n'ont pas besoin d'un diplôme, ils ont besoin d'un savoir-faire. Et donc, sur cette question-là, l'approche par compétence, on ne va pas en discuter ici, est très utile et devrait être appliquée. Et c'est ce qu'on va appliquer en RDC. Nous avons déjà commencé la formation et les thématiques sur la fabrication des précurseurs de batteries se fait à ma faculté, parce que je suis aussi d'une faculté, la faculté polytechnique. Et on travaille sur, par exemple, la production des nanocristaux de carbonate de cobalt, parce que le cobalt est dans notre région. Et les étudiants, les chercheurs travaillent sur ces thématiques et on a besoin de certains outils analytiques et le travail va avancer. Mais au-delà de ça, les travaux ne veulent pas se faire seulement entre Congolais. Le projet se veut panafricain et donc on a tissé depuis le lancement du centre en avril tout un réseau avec des chercheurs qui sont en Afrique du Sud, en Namibie, au Maroc, à Kinshasa, en Zambie, pour qu'on aille un peu plus vite. Si le Congo reste au Congo et qu'on ignore qu'au Maroc, on fait déjà de la recherche, l'Afrique va retarder face à l'urgence. Donc, je vous passe tout ce qui est fait comme recherche. Il y en a beaucoup par des Congolais. Et je voudrais revenir à ma conclusion avant de livrer mes recommandations. Je crois que je tiens le temps. La première des choses pour que le Centre africain d'excellence puisse
réellement exceller, il faut réellement finaliser les maquettes de formation en tenant compte des compétences pour essayer de rassurer l'employabilité des jeunes au niveau africain et particulièrement en RDC. Il faut disponibiliser les matières premières et en assurer la traçabilité. Cela a été dit ce matin, j'en étais heureux. Et pourquoi la traçabilité? Parce qu'il y a aussi un narratif négatif sur la RDC où certaines organisations non gouvernementales estiment qu'il ne faut plus que vous achetiez, par exemple, votre smartphone au seul motif qu'il serait ou les composantes seraient produites d'un métal qui viendrait soit des zones de conflit, soit issu du travail des enfants. 80% de la production du cobalt, si on peut parler du cobalt, est faite par des industriels. Et 20%, c'est peut-être même assez trop, est issu de la production artisanale. Et pour cette production artisanale, on a besoin réellement d'avoir une traçabilité pour essayer de laver ces propos-là. Au-delà de ça, on a besoin d'une mutualisation des équipements de recherche parce que ces équipements-là coûtent extrêmement cher. Alors, comme l'UNECA et dans plusieurs cas, le conseil de beaucoup de gouvernements, c'est demander aussi que la mutualisation des équipements de recherche ou d'avoir un réseau des chercheurs africains puisse réellement se mettre en place parce que si chaque pays doit avoir des équipements qui coûtent des millions, on n'y arrivera pas. Il faut par moment mutualiser comme cela se fait ailleurs. Et au-delà, je reviens sur cette vision panafricaine de la recherche et de l'innovation. Et si je peux lancer un appel ici, c'est essayer de voir, il y a par moment un manque d'informations pour ne pas savoir que, par exemple, au Sénégal ou en Gambie ou je ne sais pas moi, au Cap-Vert, il y a des structures qui travaillent sur une vision minière de l'Afrique et qu'il faille, en tant qu'Afrique, on essaie d'avoir ces échanges d'informations. Alors, en recommandation, je ne l'ai pas écrit, j'aurais souhaité que l'Afrique en général puisse aller vite sur ces questions des métaux stratégiques. Pourquoi? Parce que depuis la guerre en Ukraine, le lithium qui est emprisé par nos pays est remplacé par le sodium parce que le sodium aujourd'hui est disponible pour tout le monde. Et donc, les grands groupes essaient d'ignorer le lithium. Pourquoi? Parce que le lithium est mal géolocalisé. Et donc, s'il se trouve au Congo et qu'on dise qu'au Congo, il y a la guerre, je ferme vite la parenthèse, donc il risque d'y avoir une disponibilité de matières premières. Alors, sont allés vite sur le sodium. Au-delà de ça, le nickel qui remplace le cobalt, et si la RDC tarde à vite travailler sur cette question, le cobalt dont on dit qu'il va croître en production et les prix vont galoper, le nickel est en train de le battre. Et donc, il faut aller vite. Deuxième recommandation, c'est que pour les zones économiques spéciales, et notamment en RDC, essayer de vite faire la promotion et la publication de s'exercer les avantages de la zone économique spéciale sur la question de batterie en RDC, afin que les investisseurs puissent savoir qu'est-ce qu'ils gagnent en venant. Il est vrai que les études de Bloomberg ont montré qu'il y a un avantage compétitif, mais il faudrait que la zone économique spéciale puisse montrer. Troisième recommandation, et tout le monde en a parlé ici, sans énergie, sans infrastructure, aucune entreprise ou aucune industrie ne va se former en RDC. On a le potentiel pour l'hydroélectricité, on a le potentiel pour le photovoltaïque, on a du potentiel même pour fabriquer des accumulateurs, mais si on n'y met pas de l'attention maintenant, on va regretter, comme on le disait ici, après qu'on soit mangé, qu'on ne se soit fait manger par des loups, les poux pourront nous envahir. Merci. Au-delà de ça, c'est les mines qui doivent aussi appartenir à l'État congolais. Et puis, il faut une appropriation du projet et cela implique une gouvernance politique. Et je voudrais dire ici que si réellement du scandale géologique, on ne tient pas compte, on va vite aller à un scandale tout simplement. Et je vous remercie.
Très bien. Merci, professeur. J'ai encore des intervenants sur ma liste. Je vais être encore beaucoup plus strict sur le temps. Je crois que j'en ai encore trois bonnes leçons à partager. Le Gabon, le Congo. Je vais donner à chacun 5 minutes. 5 minutes. Je commence par le Gabon. Monsieur Yembi, Augustin, du ministère de l'Industrie, vous avez donc 5 minutes pour présenter les leçons du Gabon. Puis on va passer au Congo et on verra bien comment on gère ce qui suit, s'il y a un débat ou il n'y en a pas. Ok, merci. À cause des contraintes du temps, on n'aura pas à faire une présentation par vidéo diapo. Je souhaite juste partager avec vous l'expérience du Gabon sur ce que nous appelons là-bas maintenant les zones économiques à régime privilégié, donc les ZERP. Nous avons dépassé les S, nous sommes maintenant aux ZERP, donc zones économiques à régime privilégié. Ces zones ont été créées sur la base d'une volonté politique, mais à partir d'études qui sont faites comme celles que le professeur vient de présenter avec beaucoup de brio et comme tous ceux qui sont passés avant nous. À partir du moment où on a élu un nouveau président, il avait toutes ces études et la première mesure qu'il a prise était d'interdire purement et simplement l'exportation de bois en grumes. Donc 95% de notre bois au Gabon allait à l'étranger et c'était pour le coup, c'était plus que le Congo RDC, que j'aime beaucoup, qui ont visité d'ailleurs le 26 avril dernier. Une délégation est venue du Congo RDC pour visiter la zone économique, donc à régime privilégié de encore Calibreville au Gabon. Et donc là, tout le monde, chacun allait vendre son bois en Chine, en France, de son plein gré, allait dans sa forêt, le coupait, c'était l'anarchie. Là, c'était pour le coup l'anarchie. Donc le chef de l'État est élu et la toute première mesure qu'il prend, c'est d'interdire l'exportation du bois gabonais. Ça fait un tollé. Donc les anciennes puissances coloniales sont venues, les présidents sont arrivés, il est resté radical. Et on s'est dit, il ne va pas durer au pouvoir. Bon, il est seulement à son 3e mandat. Donc, alors, du coup, il s'est dit, comment je fais? J'ai interdit maintenant que le bois aille à l'étranger. Il faut qu'il soit transformé localement. Comment est-ce que je fais? Donc, il a appelé des investisseurs, justement privés, internationaux, pour l'aider à monter cette zone. C'est pourquoi la zone ça a été présenté tout à l'heure par M. Osiala. C'est une zone uniquement dédiée à la transformation du bois gabonais, uniquement dédiée à cela. Donc, avec, je peux le citer parce que sur Internet, vous pourrez trouver l'information, avec OLAM International, l'État gabonais a signé un consortium partenariat public-privé et ils ont créé une société d'économie mixte, donc co-gérée par OLAM International et l'État gabonais, qui a mis les moyens pour emménager la concession. Et donc, ça fait 1500 hectares. Après l'emménagement, il fallait acheter les machines. Pendant ce temps, le chef de l'État a dit, on n'attend pas. Vous commencez à transformer ici, on fait la première transformation. Donc, le bois n'allait plus en grumes. On enlevait déjà les écorces au moins et il partait dans les conteneurs, première transformation. Le temps qu'on installe donc les machines et que tout se mette en place, il fallait mettre des mécanismes d'attraction pour ces investisseurs. Donc, il y a eu des mesures fiscales et douanières incitatives. Par exemple, si vous venez vous implanter dans cette zone, vous pouvez rapatrier tous vos capitaux à 100% sans avoir à payer quelque intérêt de transfert de fonds que ce soit. Donc, tous les intrants et toutes les machines, tout le matériel qui rentre pour l'exploitation, la transformation locale de ce bois était aussi exonéré à 100%. Les contreparties, comme nous le savons, c'est la création d'emplois. Mais comme l'État gabonais est aussi actionnaire dans cette société d'économie mixte, c'est qu'il y a des revenus qui vont aussi dans les caisses de l'État. Contrairement à ce qu'on a pu dire, on se disait qu'en donnant des cadeaux fiscaux et douaniers simplement donc aux entreprises industrielles qui viennent d'être transformées, l'État perdait de l'argent, ce qui n'est pas tout à fait juste du point de vue des études macroéconomiques, parce que l'État, ce que les gens ne savent pas derrière, c'est que l'État est actionnaire dans la société concessionnaire qui gère, comme ça a été présenté pour le cas de Tanger. Donc là, on génère donc des ressources, des revenus financiers, on crée de l'emploi et le projet prévoyait, je ne vais pas être long, prévoyait la création de 35 000 emplois directs à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous sommes à
plus de 10 000 emplois directs et près de 16 000 emplois indirects. Donc, la création faite, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le cas du Gabon est un modèle? Je répondrai oui, par un seul exemple. Le bois qu'on transforme maintenant au Gabon, le déroulage notamment du contreplaqué, le Gabon en est le premier producteur de contreplaqué maintenant en Afrique et le deuxième mondial. Donc, on ne s'est pas arrêté à cette expérience. En 2021, nous avons créé une deuxième zone qui s'appelle cette fois-ci la ZIS, zone d'investissement spécial, donc dans le centre du Gabon. Et là, c'est axé sur des questions purement agricoles. Il y a une troisième zone qui a été créée en mars dernier, une autre ZIS dans le Haut-Ogooué, donc le sud-est du Gabon. Celle-ci aura pour vocation d'accueillir tous les industriels qui vont faire dans la transformation, la première, la deuxième transformation du manganèse. La RDC a présenté ça dans l'exposé de tout à l'heure comme partenaire. Nous nous en réjouissons parce qu'ils ont d'ailleurs manifesté lors de la visite du conseiller spécial du chef d'État du Congo RDC en charge des investissements et du madame le vice-premier ministre chargé des questions donc de l'environnement, manifesté que nous tissions un partenariat pour répondre déjà à cette question que la CEA est en train de mettre en place. Nous n'avons pas eu la chance d'être accompagnés par la CEA, mais je dis que c'est une grande chance pour vous d'être accompagnés déjà par la CEA. Et nous espérons que ces projets vont être implémentés dans toute la zone de l'Afrique centrale pour qu'on sorte justement de cette misère. On va rester optimiste parce que déjà, il faut que les États réussissent à avoir des zones économiques spéciales ou des zones économiques spéciales sur mesure ou des ERP ou des IS, que nous les ayons déjà. Ensuite, avec la ZLECAF, nous saurons vendre dans notre région, dans l'Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Bien. Je crois que nous en avons encore deux, mais de très bonnes nouvelles, des possibilités d'échange entre nos S, déjà entre Tanger et la RDC pour les batteries, mais aussi pour la manganèse entre le Gabon et la RDC. Les zones économiques spéciales de nouvelle génération sont celles qui s'intègrent dans ces chaînes de valeur régionales que nous voulons promouvoir. Le Congo. Monsieur Kongabo Kassa Bertrand, DG de la ZES, vous avez 5 minutes pour présenter l'expérience du Congo et on va passer au dernier. C'est là. Hein? Ouais, c'est là. Voilà. Et le déroulé, c'est là. Nous grignotons déjà sur les 5 minutes. Et j'ai pas encore commencé. Hein. J'attends que. Et c'est bien là. Ok. Oui, et d'entrée de jeu, je voudrais remercier très vivement les organisateurs pour cette conférence. Je suis Monsieur Bertrand Kongabo-Kassa, directeur général des zones économiques spéciales au Congo. J'ai été sollicité pour partager l'expérience du Congo en matière des zones économiques spéciales. Je dirais l'expérience du Congo en matière de zones économiques spéciales est très squelettique et à telle enseigne qu'avant qu'on commence la séance après le déjeuner, en échangeant avec monsieur Jean-Luc Martaski qui me dit, en lui disant ce qu'est notre expérience, il m'a même sollicité, il dit, ben, monsieur Bokassa, mais vous avez besoin d'une évangélisation économique en matière des S. Et je dis que nous en voulons vraiment. Et en termes d'historique, le Congo a pris à bras le corps cette expression des zones économiques spéciales depuis les années 2009. Et depuis 2009, la volonté politique instituée par notre président de la République a institué la zone économique spéciale comme un ministère à part entière. En comparant avec les autres pays de la sous-région, où nous voyons, en échangeant avec les autres pays, que la zone économique spéciale est plus attachée au ministère de l'Industrie, au ministère des ports autonomes. Mais au Congo, les zones économiques spéciales sont un ministère à part entière depuis 2009. Et
ce n'est qu'à partir, ça en termes historiques, ce n'est qu'à partir de l'année 2017 que nous avons sorti de notre laboratoire le premier texte relatif aux zones économiques spéciales dans la loi instituant le régime des S, la détermination et leur régime. Et de cette loi, nous avons eu 4 autres lois qui instaurent les 4 zones économiques spéciales au Congo. Nous en avons 4 dans la zone économique spéciale de Oyo, d'Oyo qui se trouve au centre du pays, je disais, et la zone économique spéciale de Wesso qui se trouve au nord-ouest du pays, la frontière avec le Cameroun, la zone économique spéciale de Igné qui se trouve à Brazzaville au centre de la capitale et la zone économique spéciale de Pointe-Noire. En regardant le diapo, vous constaterez que les zones économiques spéciales au Congo constituent vraiment, en termes de superficie, des très grands espaces. En comparaison avec les zones économiques spéciales de Nkok, au passage que je félicite vraiment les Gabonais parce que le Nkok constitue pour le Congo un modèle que nous voulons vraiment apprendre. Et si nous prenons, je disais, les zones économiques spéciales de Oyo, de Nkok au Gabon, de Mpia au Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire, rien que la zone économique spéciale de Oyo-Olombo en termes de superficie, 760 000 hectares, et ça dépasse toutes ces zones. Mais seulement, notre expérience, on reste encore en état un néophyte en matière de zone économique spéciale parce que ce sont des espaces non encore exploités. Et je vais aller très vite, c'est dans notre carte la présentation de ces zones économiques spéciales, une zone au nord, une zone au sud et vers le sud, je disais, 2 zones économiques spéciales. Et en matière de gouvernance, le Congo a institué le ministère, je disais tantôt qu'un ministère à part entière des zones économiques spéciales. Et de ce ministère, il a son sein une agence qui a pour mission de développer, qui est le développeur attitré des zones économiques spéciales. Et il y a une autorité de régulation, notamment pour réguler tout ce qui est problème, gestion et puis contentieux, le cas échéant. Mais seulement, il y a le Comité national d'orientation qui est un organe sous le président de la République. Et tout ce qui peut être fait en matière de zone économique spéciale, si convention de développement signée, il va falloir que cette convention soit entérinée par le Comité national d'orientation, présidé par le président de la République, et par-dessus tout, publiée par un décret en Conseil de ministres. Alors, le Congo, qui a des opportunités en matière de zones économiques spéciales, a grandement besoin des investissements. Et sur ce, nous avons institué, pour permettre aux entreprises de pouvoir évoluer, environ 11 concessions forestières pour que ceux qui se constituent en développeurs ils puissent exploiter et installer leur industrie, le cas échéant. Et toutes ces zones économiques spéciales du nord au sud sont émaillées par des infrastructures, les aéroports, les routes nationales, les voies fluviales et les ports. Et il y a des avantages pour pouvoir inciter la productivité. Il y a des avantages énormes, donc fiscaux, douaniers, d'échanges et autres, qu'on accorde aux développeurs, aux investisseurs et entreprises éventuelles qui s'installent dans ces Est. Donc, pour dire que les Est du Congo sont dérogatoires aux droits communs et lesquels peuvent s'installer, c'est tout ce qui se constitue en entreprise et ça concerne toutes les activités installées au Congo et qui se créent à travers un guichet unique. Nous allons bientôt terminer pour dire mais quels sont les problèmes effectifs de mise en œuvre des zones économiques spéciales au Congo? Les problèmes majeurs que nous avons rencontrés, c'est les problèmes d'expropriation.
parce que le président, la République a pris une décision à travers des lois, pour instituer les zones économiques spéciales. Mais ces zones ou ces terres ne sont pas libres de toute servitude. Donc, il va falloir que l'État s'ingère pour exproprier. Il y a un sérieux problème d'expropriation que nous rencontrons pour libérer les emprises. Et il y a un problème de la construction des infrastructures support dans tout ce qui est ouvrage à vocation industrielle, commerciale et résidentielle ou de services publics. Et nous terminons en termes de problèmes. Et par rapport à notre expérience, nous avons un problème de négociation réelle avec les développeurs. Pour exemple, parmi les 4 zones économiques spéciales, à ce jour, le Congo n'a signé la convention que avec ERAIS qui est une succursale du groupe OLAM. Mais vous savez que si vous n'avez pas d'expérience, vous voulez travailler ou négocier avec une grande succursale, un grand groupe comme le groupe ERAIS, il va falloir que vous ayez aussi un appui technique. Pour terminer, les solutions que nous nous proposons sur l'expérience du Congo, notre pays, et nous proposons pour le cas du Congo que l'État, dans son rôle régalien, puisse régler tout ce qui est indemnité relative aux expropriations. Que l'État ne se déroge pas de son rôle majeur, mais de pouvoir construire les infrastructures support et que on reste dans la vaste logique instituée par notre président de la République à ce que les zones économiques spéciales constituent un cadre très clair de diversification économique. Sur ce, en termes de conclusion, nous avons dit que l'essor des zones économiques spéciales au Congo a besoin d'un appui technique. Et sur ce, je lance encore un appel, une invitation. Et dans cette salle, j'ai mon directeur de cabinet. Et certainement, le message va déjà arriver à notre ministre chef du département que nous avons besoin de la CEA pour nous accompagner en cette matière. Et le Congo, pour terminer, le Congo a adopté en cette année 2022 le plan national de développement. Dans les zones économiques spéciales constitue un pilier majeur à pouvoir développer tout ce qui est diversification économique. J'ai dit. Merci bien, Monsieur Bokassa Bertrand. Je prends bonne note de votre dernière sentence. Nous attendons la correspondance du ministère pour accompagner le Congo-Brazzaville. Nous le faisons déjà sur la zone économique spéciale sur la potasse à Pointe-Noire avec le PNUD de Brazzaville. Et donc, nous serons très heureux de venir pour s'il y a autre appui que nous pouvons offrir. Je vais donc inviter ma collègue maintenant, Onita. On n'a pas beaucoup parlé des questions sociales liées aux ZES. 5 minutes sur les différents types de ZES et les implications en matière de développement social et surtout la question de genre dans le développement des zones économiques spéciales. Onita, vous avez été très rigoureuse dans la gestion du temps dans l'autre JM de l'Afrique de l'Est. Nous allons donc demander 5 minutes. Hein. Not more than that. Thank you, Jean-Luc. And sorry, I hope it's fine if I speak in English. I'll bring a bit of diversity to the language and the perspective, in fact. Well, not taking too much of your time, it's just certain observation following the presentations that have been given by the different countries and the experiences. In fact, my first thought was, how are we going to, in fact, harmonize all these models and different stages of development under the AFCFTA? I believe it's already a headache, and looking at the different levels and different understandings of the concepts of the special economic zones itself. Right now, in the past few presentations, countries are at different levels of development of special economic zones. The understandings are different. Some treat it as what we call zone franche sometimes, and others see it differently. So it would be interesting to see that. But my concern, in fact, is from what I have gathered from the discussion so far,
is there is an understanding that that we are equating industrialization through special economic zones to development. But my question is in fact, is this what we seek to achieve? Because what are we trying to do through the special economic zones? A special economic zone, when we build it, in fact, it's going to be, what do we intend to generate from that? We need to generate jobs, I believe. It would be generating technology transfer, skills transfer, capacity building, sustained businesses, revenues, of course, knowledge transfers. So this is what we are trying to achieve. But in focusing on solely industrialization and development of selected value chains within a selected space, are we able to achieve that? So I believe there's a need to actually broaden our vision here and to be very specific about what we want to achieve. And through that, if we want to achieve exports, then export processing zone, which has a set of incentives which is more conducive to exports, is the way to go. But should we be seeking development for the country as a whole, development in the sense that development for the community, the local community as well? If we want to actually link up to development to the local community and not just to that zone, which is restricted, and often in the case of export processing zones, we have foreign investors in there. We're not able to do that because in export processing zone, when you develop it, it's often to foreign investors, and then we leave it to hope and luck to actually tie up to the local community outside, the small enterprise, les micro-usines qu'on a parlé. These are often left out. So how do we then reconceptualize it to make sure that it is actually taken into account, those parties functioning outside these spaces? Then I think then the development of not development really, but an understanding of special economic zones as different from the export processing zone is crucial at that point. And in particular, when we think from the gender perspective, the special economic zones, in fact, has a better sort of opening towards gender and youth inclusivity. Special economic zones in their conceptualization itself, and that would lend more towards the idea and the model that had been presented in Morocco. It has, for example, it kind of has integrates residential components. So generally, in export processing zones, we've seen women often suffer from conditions like low wages, stuck in low skilled jobs. They are discriminated in terms of access to opportunities for growth. They are often in very manual and tasks which do not involve much of value addition, and therefore they find themselves stuck for years and years at this low wage job. So by actually graduating to seeing the zones as something that has more innovative element, as in under the special economic zones concept that was developed by Morocco over there, you can integrate the R&D component, which is key to an understanding of a zone, of a special economic zone. You can then bring in the residential component, which therefore takes care of certain practical issues, such as when women function in an export processing zone, they do not have access to childcare facilities, for example. But by including the residential component, which is existing under special economic zone model, you cater for that. You can then also allow them to, there is the R&D component. So therefore they can get access to training, to capacity building, and therefore the opportunities to escalate to higher jobs. So my core message today actually is, after looking at the presentations and just sharing my thoughts, there is we just need to make sure not to confuse the export processing zone with the new generation of special economic zones that we are trying to develop in Africa, because these two are different essentially. And if we keep confusing both of them, we're never going to attain the achievement and the development that we seek to bring to the region. So that is what I believe should be one of the takeaways from the discussions today. Thank you, Jean-Luc. I'm not going to take more than that.
Merci beaucoup, chers collègues. Je crois que nous avons eu des très riches présentations, les expériences des différents pays et les takeaways, chacun a souligné l'important. Besoin d'une diversification verticale à côté de la diversification horizontale, pour le premier. Le local, le l'autocentré, le rural, très important, il faut en tenir compte et avoir les micro-industries. Les partenariats publics et privés dans les modèles diversifiés comme à Tanger, mais aussi dans les modèles spécialisés comme au Gabon, très important. La formation basée sur les compétences doit être au cœur des modèles que nous allons promouvoir. Gouvernance, appropriation et volonté politique doivent accompagner le processus, comme pour le Gabon. Harmoniser les modèles afin de tenir compte des spécificités, mais aussi pouvoir renforcer les capacités des États en matière de mise en œuvre de ces modèles-là. Le Congo-Brazzaville l'a souligné. Les possibilités d'échange entre les différentes zones économiques spéciales pour bâtir les chaînes de valeur sous-régionales. Besoin et urgence d'établir une différence nette et claire entre les zones économiques spéciales et les zones d'export processing, parce qu'il y a une certaine confusion. Là, et enfin, l'urgence de renforcer la dimension genre et la prise en compte des besoins des jeunes dans le développement de ces chaînes de valeur en embrassant la dimension résidentielle dans le développement des modèles et la prise en compte des besoins spécifiques tels que ceux des enfants pour des femmes qui ont des enfants, mais aussi les questions d'aménagement tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des jeunes. Voici ce que je pense être les takeaways. Nous n'allons pas avoir des discussions à ce moment-ci parce que nous avons encore un segment de cette session-là. Je vais donc inviter mon collègue Adama pour qu'on continue avec la deuxième composante. Et comme ça, nous allons avoir en une fois les questions qui seront posées aux différents intervenants parce que nous sommes vraiment, vraiment en retard. Entre-temps, il était prévu coffee break? Yes. Can we afford a coffee break? Yes, they can just grab a cup and come in the room, I think, no? Okay. I don't think any of you ever really want to see the sunset here in Seychelles, honestly, because we're never going to meet the sunset. No, yes, we are indeed very behind on the schedule. So we come in with the coffee. Yes. Okay. We are going to grab our coffee and our little plates of snacks and come back into the room because we do have a full session with a full presentation next. So please proceed so that. Okay. There is a suggestion being made that we can continue as is, and those who want a coffee break, does everyone want a coffee break? Because those who want a coffee break can go and come back in while we continue on the floor here. So 10 minutes sharp. Please, when we do start yelling in the microphone to come back into the room, please come back into the room. Thank you.
20 maritime nations in the Med began operations back in July 2007. It's a global logistics hub located on the Strait of Gibraltar, the second biggest route of logistics flows on a global scale. 20 maritime nations located only 14 kilometers away from Europe at the crossroads of the main maritime lines. Tangier Med is strategically located at the heart of global trade. Tangier Med Board is an exceptional infrastructure project. Oh ouais. Ouais, ouais. On va. Attends, comment on active là? Allô? 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 D'accord. Allô? Allô? Hello again, it's me. We're going to be starting. If everyone could please make their way inside. Thank you. All right, everyone, we've got one final session and discussion, so let's power through.
All right. So this for this session, we do have our moderator, Mr. Adama. He is the Chief Sub-Regional Initiatives, Sub-Regional Office for Eastern Africa of the United Nations Economic Commission for Africa. He will be our moderator this for this final session. And we do have a presentation from Mr. François Serret. So if he is present, please be ready. Thank you. François, tu le fais d'ici. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, comme on le dit souvent, quand le vent est tiré, il faut le boire. Et donc, nous sommes pratiquement à pratiquement 17h30 et on est un peu vraiment en décalage par rapport au temps. Et donc, c'est pour ça, sans tarder, je voulais faire appel à François Serret. François Serret, comme vous le savez, Maître François, pour mieux le décrire, c'est par exemple quand vous êtes dans une traversée de désert et que vous cherchez de l'eau, vous cherchez un puits, eh bien, vous trouvez l'eau et François est en quelque sorte ce que je peux dire en matière de ZES. Il est Monsieur ZES. Pour ceux qui cherchent de l'eau pour boire dans un désert, quand vous cherchez le savoir, des questions juridiques, vous avez Monsieur Serret. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, François. François va introduire, comme vous le savez, les considérations juridiques. Nous avons abordé la problématique des ZES, souvent 3 angles. Sous l'angle politique, là où la conversation est difficile, c'est comme dans le domaine du pétrole et des hydrocarbures. C'est ce que notre expert le plus écouté, le plus redouté dans les négociations, j'ai nommé Oziala, honorable Oziala. Nous avons fait appel à Oziala pour essayer d'aborder toutes les questions qui fâchent pour ce qui est des zones économiques spéciales que nous avons appelées, on a ajouté le thème nouvelle génération. Nous avons aussi appelé le doyen Roger Essonneau, qui a fait le parcours de tous les ateliers, je dis bien de tous les ateliers. Il est donc rodé dans toutes les arcanes des industries, que ce soit en Europe, que ce soit les délocalisations, que ce soit dans les sites asiatiques. Eh bien, Roger, 50 ans de parcours dans les ateliers, on ne pouvait pas trouver mieux que ça. Et donc, Roger est venu vous partager également cette dimension technique où nous avons, pour la plupart du temps, je dirais, décroché. Parce que quand on parle de technologie, quand on parle de technique, on dit, ah non, ça c'est l'affaire des Blancs. Donc, cette fois-ci, Roger est venu pour démystifier ce qui est derrière les chaînes de valeur, démystifier ce qui est derrière les technologies. Il a parlé de chaînes de valeur, on en parle, mais avec Roger, on essaie de démystifier ces chaînes de valeur. Donc, avec Cérès, nous avons fait appel à Maître, sincèrement, pour aborder ces questions juridiques. Ce sont des questions très, 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 très difficiles, étant donné que si nous n'avons pas un bon contrat, même si on est d'accord, on a gagné la négociation politique. Maintenant, les partenaires sont prêts pour s'asseoir, rediscuter les contrats de partage de production. Au lieu de nous donner 2% seulement, on peut aller maintenant peut-être à 10%, à 20%. Ce sont des questions qui fâchent, surtout quand on touche à la partie des hydrocarbures. Nous voulons qu'on revoie, qu'on ouvre ces négociations, qu'on les remette sur la table. C'est pour ça qu'on a parlé de zone économique spéciale, nouvelle génération. Le mot nouvelle génération, nous devons donner un contenu à ce que nous voulons dire par nouvelle génération. Ce sont des zones économiques spéciales pour lesquelles nous voulons nous développer. Donc, ensemble,
au terme de ces travaux, de ces réflexions de 2 ou 3 ou 4 jours, on voudrait pouvoir sortir d'ici aux Seychelles avec du contenu, le contour et puis les orientations qu'il faut attacher à ce mot zone économique spéciale, nouvelle génération. Et c'est ça l'aspect juridique. Maître va venir, il va définir le cadre. Il a passé en revue déjà la partie diagnostic. Il va définir aussi les contours, les paramètres stratégiques, etc. Donc, sans traîner pour ce qui est la présentation, maître, vous avez le floor. Donc, allez-y. Bonjour à tous. Adama m'a lancé un premier défi. Je vais essayer de vous démontrer que je ne suis pas blanc. Après, il y a un peu de malice dans la question qui m'est posée, c'est-à-dire de demander à un avocat de parler de considérations juridiques quand on sait, comme ça vient d'être démontré par Bertrand, que c'est l'économie et la finance qui conduisent le droit. Quand j'entends qu'on a des problèmes dans les négociations, je peux ne pas comprendre. Pourquoi? Parce que le contrat qui est en difficulté de négociation ne devrait être que le résultat d'un chemin contractuel, le même résultat d'un chemin procédural, d'études de faisabilité conduites par la partie publique, de modèles financiers, de cahiers des charges, etc. Combien de contrats je vois dans lesquels des gens viennent vous proposer des sollicitations, des offres spontanées, des contrats gré à gré, dans lesquels il n'y a même pas d'annexe. Des contrats sont signés alors qu'il n'y a pas d'annexe sur les plans d'affaires, sur les modèles financiers. Donc je pense que j'aime bien l'image de la table qui a été évoquée ce matin. La table, vous êtes assis à la table, l'économie, le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, le ministère du Plan. Et puis de l'autre côté de la table, il y a la finance, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Et donc, cette table-là doit être le résultat d'un compromis équilibré. Sinon, vous resterez à la table un peu de temps, mais autour de vous, la maison industrie ne sera pas construite. Et c'est ça l'enjeu des considérations juridiques, mais qui doivent remonter, qui sont aussi des considérations procédurales, qui sont aussi des considérations d'études de faisabilité. Je vais aller rapidement. Donc, le plan, c'est le diagnostic, après le cadre stratégique, et puis les recommandations. Vous avez un rapport qui est assez long, qui fait presque 130 pages, sans doute en français, peut-être pas encore traduit, mais vous avez dans les 4 langues, quelques conseils de lecture. Dans les 4 langues, vous avez une synthèse de ce rapport sur 10 pages. Ce qui est important dans cette synthèse, c'est qu'à la fin, vous avez 2 guides opérationnels. Et je dis ça pour les planificateurs, pour les administrateurs de ZES. Quelle est la feuille de route sur une zone économique spéciale nationale et quelle est la feuille de route sur une zone économique spéciale communautaire? La présentation est en fait une synthèse de cette synthèse en essayant d'être un peu plus bref. Donc, sur la partie diagnostic, qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, vous avez bien compris, dans cette nouvelle génération, on essaie de faire des ZES des instruments de transformation, de diversification économique. Aujourd'hui, les ZES font partie de la réflexion sur le consensus de Douala, des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu de ZES en Afrique, quelques éléments, des développements très diversifiés, principalement des ZES multisectoriels, mais vous avez compris qu'au Gabon et au Maroc, il y a des ZES spécialisés dans des filières très particulières, une forte représentation de sociétés étrangères, pourquoi il faudra adresser cette question dans les ZES de nouvelle génération, et le profil assez bas dans les filières productives, avec un modèle de gouvernance qui aujourd'hui est principalement axé sur les partenariats publics-privés. Et je vais dire un mot tout à l'heure pour compléter ce qui a été dit par le représentant de Tangemed, pour expliquer pourquoi le modèle de Tangemed révèle une nouvelle conception du partenariat public-privé très différente de celle qui a été présentée tout à l'heure avec tous les problèmes posés par Bertrand pour la zone du Congo-Brazzaville. Premier point d'attention, zone franche et zone économique spéciale. Je crois que c'est les 2 concepts importants. La zone franche, on connaît ça depuis longtemps, c'est les zones qui sont principalement axées sur l'exportation. Si je voulais caricaturer, on a des incitations dans la zone franche, on pourrait les qualifier de subventions à l'exportation, ça part à l'étranger. Il y a des incitations quand on va vers les États-Unis avec des modèles contractuels, des modèles d'incitation intéressantes. Même chose sur l'Union européenne. Qu'est-ce qui reste dans la maison Afrique?
Et donc, il y a une nouvelle génération de zones qui a été construite, qui a été réfléchie, plus inclusive, sur lesquelles je vais donner un certain nombre d'éléments. Ce que je constate, c'est que dans les législations que j'ai vues, qui sont en annexe à ce rapport, de tous les pays d'Afrique centrale, soit la zone franche est une enclave au sein de la ZES, soit elle est distincte de la ZES. L'important, c'est de bien considérer qu'il y a deux législations spécifiques avec des incitations très différentes, et que la problématique de l'import-substitution qui est très nouvelle, enfin qui est ancienne, mais qui a été écartée côté zone franche, doit être repensée et réintroduite dans les zones économiques spéciales. Alors, je ne vais pas revenir sur le diagnostic, il a été largement, donc problème à la fois de développement industriel et problème d'intégration. On va partager la communication, ça a été largement développé hier et ce matin. Donc, si on fait, et vous retrouverez ça donc dans les annexes du rapport, mais si on fait une synthèse des législations que j'ai faites donc pour l'Afrique centrale, d'abord, le constat, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cadre stratégique. Vous avez des plans nationaux de développement, vous avez des matrices sectorielles, vous avez après des idées de projet, mais il n'y a pas un plan de développement spécifique au développement donc des zones économiques spéciales. Et ça, c'est un plan de développement. C'est un plan. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle industrie vous voulez développer? Quelle transformation vous voulez faire? Quel transfert de technologie? Ce point est très important et je peux vous dire que pour avoir été impliqué dans pas mal de négociations, généralement de l'autre côté de la table, on parle de plan d'aménagement. Comment se répartit la surface? L'enjeu pour vous, c'est de développer un plan de développement qui va être le cahier des charges des promoteurs développeurs, qui va permettre de définir un modèle financier, qui va être tous attachés en annexe au contrat. Si ces deux éléments-là, cahier des charges, modèle financier, résultantes du plan de développement, ne sont pas dans le contrat, vous avez perdu plusieurs étages de la maison. Donc, champ d'application, ce qu'on constate dans les législations d'Afrique centrale, c'est donc une grande diversité des typologies, multitude d'activités possibles, je pense à Congo-Brazzaville, Gabon, etc. Certaines orientées vers l'exportation, avec encore ce problème, par exemple au Gabon, qu'il faut exporter 75% de la production pour bénéficier des incitations. Ça, c'est des choses qui, à mon avis, doivent être repensées parce que l'import-substitution est très important. Je pourrais appeler un pays comme le Sénégal, où Moralo pourra compléter tout à l'heure. Si on importe 1 200 000 tonnes de riz, on ne peut pas demander aux Est de ne pas régler les problèmes d'import-substitution alors qu'il y a un fleuve à la frontière de la Mauritanie qui permet de régler ces problèmes. Donc, ce que je constate quand même, le point positif, c'est que dans les législations acceptent quand même que même si on doit exporter, il est possible quand même de vendre sur le territoire domestique sans perdre pour autant le bénéfice des incitations. Le cadre de gouvernance, il est assez clair. Il y a donc les fonctions d'administration et de régulation. Je constate que, après avoir discuté avec pas mal d'intervenants, il y a des structures qui ont simplement une autorité de régulation. Il y a des structures qui font à la fois administration-régulation. Je pose une question purement juridique. Normalement, le régulateur n'est pas là pour passer un contrat avec un aménageur ou un partenaire privé. Le régulateur, la fonction de régulation, c'est pas d'être dans l'opérationnel. Mais bon, c'est comme ça, il y a des législations comme ça, et il y a des aides dans lesquelles il y a simplement un administrateur et pas de régulateur. Pourquoi c'est important d'avoir un régulateur? Parce que si vous avez un conflit entre l'aménageur et l'administrateur, ou entre une entreprise agréée et l'aménageur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse régler ce conflit de façon amiable, etc. Vous ne pouvez pas renvoyer à la justice. Il est important, comme c'est le cas au Sénégal, d'avoir un comité paritaire des S qui a cette fonction de régulation et de régulation des conflits. Après, ce que je constate, c'est que dans cette fonction d'administration, il y a toujours un guichet unique avec une fonction d'administration qui est rattachée à la présidence, au ministère de l'Industrie, au ministère en charge des S. Ce qui est très important, peu importe, on a parlé tout à l'heure du ministère des Hydrocarbures, il faut un champion au niveau national qui porte les S. Pourquoi? Parce qu'il y a des problématiques de coordination interministérielle, avec des rivalités, par exemple, avec le ministère de l'Industrie ou l'Agence de développement des S, qui, en fonction des intérêts, des offres spontanées, etc., peuvent ne pas se coordonner dans le développement du projet industriel et de transformation économique du pays. Autre point dans les législations, les modalités de développement. Donc, ce que je l'ai dit, c'est que donc on a l'option du partenariat public-privé qui est privilégiée. Attention, parce que dès lors qu'on parle de partenariat public-privé, vous avez la loi sur les S et la loi sur les PPP. Parfois, il y a des contradictions.
Donc le problème, c'est qu'on parle beaucoup dans les législations de contrats d'aménagement qui sont juridiquement des contrats PPP. Et ce que je constate également, c'est que le principe de l'appel d'offres est insuffisamment affirmé. Quand les PPP ont commencé à bouger il y a une vingtaine d'années, j'étais à l'unité PPP de Côte d'Ivoire, je passais mon temps à recevoir des offres spontanées. Il ne faudrait pas qu'il se passe la même chose pour les S, parce que cet instrument, qui est sûrement un atout très important pour la transformation économique et industrielle du pays, pourrait subir à peu près les mêmes sorts, c'est-à-dire une pléthore d'offres spontanées qui, en fait, n'amènent pas grand-chose en termes de développement industriel. Donc, parmi les points d'intérêt, c'est qu'en fait, vous avez dans les dispositifs d'incitation des éléments sur l'électricité. Ce qui est intéressant dans la loi sur le Tchad, c'est que vous avez repris la loi sur le Sénégal, c'est-à-dire qu'on peut contourner le monopole de distribution. Un producteur indépendant peut vendre directement à une entreprise des S, c'est un point très important. Deuxièmement, c'est le bail amphithéotique qui est privilégié et qui permet en fait toutes les sûretés possibles au plan juridique. C'est très important parce qu'il ne faut pas donner le foncier à des promoteurs privés sur 50 ans. À l'époque où tous les plans de développement et notamment les plans industriels parlent de problématiques de souveraineté, y compris dans l'agro-industrie, c'est pas possible de donner le foncier. J'ai quelques exemples au Sénégal et en Casamance. Le climat social très particulier de la Casamance fait qu'il est absolument impossible de donner le foncier à un représentant privé. L'autre point d'attention que j'ai trouvé dans la législation, c'est que les problématiques d'équilibre des territoires sont pas suffisamment affirmées. J'ai beaucoup apprécié tout à l'heure ce qu'a dit l'un des deux représentants. On est peut-être avec les zones économiques spéciales dans des schémas extrêmement complexes et que l'hypothèse d'un cluster industriel, de plusieurs clusters industriels, c'est exactement ce qui est en train de faire en Côte d'Ivoire, permet de développer un tissu industriel équilibré à l'échelle du pays et qui peut effectivement après construire des relations avec les zones économiques spéciales. L'enjeu important, le succès des S en Asie du Sud-Est, c'est effectivement qu'au bout d'un moment, au bout de 5 ans, il y ait des échanges entre les entreprises à l'intérieur des S et les entreprises qui ne sont pas intégrées. Donc en définitive, l'autre point d'attention, c'est qu'effectivement, on ne parle pas, et je vais donner quelques modalités de développement, des S régionales dans toutes ces législations. Alors, vous savez que la Commission a envoyé des questionnaires à nombre de pays, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tous ceux qui ont bien voulu répondre, et vous aurez là dans le développement quelques points, beaucoup parlent pour améliorer la situation des S d'import-substitution, j'ai mis en gras, un fonds de financement des S, c'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas suffisamment d'expertise, donc comment financer pour le secteur public un certain nombre d'études, l'encadrement des questions d'origine, on va y revenir avec la question de la ZLECAf. Donc, vraiment, j'ai trouvé que les questionnaires étaient tout à fait en phase avec cette conception de GES de nouvelle génération. Si on parle maintenant de l'environnement communautaire et continental, on a déjà évoqué le fait qu'il y a un déficit d'intégration régionale, je ne vais pas reprendre ça, et que peut-être les S régionales sont de nature à régler le problème. J'ai beaucoup apprécié l'intervention tout à l'heure de la Commission avec ce projet de batterie. Je pense que c'est là un élément important. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que une ZES économique régionale permet de tirer plusieurs pays en même temps. D'additionner quelques segments industriels pour définir un produit. Et je pense que dans la réflexion avec la ZLECAf, très certainement, ce sont ces ZES économiques régionales qui pourraient bénéficier d'incitations particulières dans la perspective de vendre à l'échelle du continent. L'autre problème que vous aurez immédiatement, c'est qu'est-ce qu'on fait des ZES nationales? Quelle est la relation entre les ZES nationales et les ZES régionales? Il n'est pas question non plus que les pays perdent tout à fait leur souveraineté, mais je vais vous donner un autre exemple qui me pose problème et en tout cas qui est une question importante dans les réflexions intégration générale ZLECAf. Parmi les problématiques de hubs régionaux au niveau agro qui sont en train d'être développés, il y a notamment un projet qui vise à développer des filières et notamment le riz en Afrique de l'Ouest. On est en train de développer la zone agropole riz en Afrique au Sénégal. À partir du moment où on va positionner un hub régional, très probablement très près du Sénégal, qu'est-ce que devient l'agropole nord au Sénégal qui est construit sur la zone nord du Sénégal et qui essaye de construire des relations avec les paysans, les producteurs, etc.
Donc, ça me paraît très important aussi dans cette dynamique, parce qu'on veut construire, puisqu'on dit que c'est ça l'instrument, ce sont les chaînes de valeur régionales, les aides régionales qui peuvent permettre d'impulser cette libération au niveau de la ZLECAf. Mais je vois pointer là ce que je voulais partager avec vous, quelques points d'attention qui me paraissent très importants. Il y a certainement également, je note dans cette slide, les problématiques d'harmonisation de la fiscalité, c'est revenu dans beaucoup de réponses. Donc, et également d'harmonisation des problématiques de règles d'origine qui sont très différentes en fonction des pays. Donc, il y a des nouvelles orientations qui doivent être faites. Un mot des S en Asie. Les S en Chine sont très certainement des éléments de succès. On est passé de villages à Shenzhen à des zones qui sont high-tech. Mais je voudrais quand même signaler que dans toute la documentation que vous trouverez dans la bibliographie, il y a des réflexions sur les relations entre l'ASEAN et la Chine. Et en fait, il y a beaucoup de critiques qui voient des zones économiques transfrontalières le long de la route de la soie et qui en fait sont conçues là encore comme des lieux d'exportation. Et donc, c'est un peu, je vois que notre ami peut-être d'Éthiopie pourra nous faire le bilan de ce qui s'est passé en Éthiopie, mais il y a quand même beaucoup de réserves. C'est-à-dire, est-ce que toutes ces S construites par les Chinois en Afrique, avec cette perspective en fait de favoriser des PME chinoises plutôt que des PME locales, sont aujourd'hui, quand on fait le bilan 10 ans après, des éléments sérieux de transformation économique des pays. Donc, par contre, au niveau de l'ASEAN, il y a un point très important, c'est une règle concernant les règles d'origine et le fait que dès lors qu'on a 40% de contenu en valeur régionale, on bénéficie des incitations que l'on vienne d'une ZES ou que l'on ne vienne pas du ZES, c'est à contrario ce qui se passe au niveau du Mercosur. Donc, des ZES de nouvelle génération, 3 types. Il y a un document très important qui a été fait par l'Institut de prospective économique qui parle de zones économiques spéciales sécurisées. En fait, ce sont des zones économiques aussi de nouvelle génération qui permettent de régler tous les déficits des ZES que j'ai déjà signalés et qui ont été évoqués. Ensuite, on a parlé des aides des ressources naturelles. Je pense que c'est un point d'attention très particulier. Vous avez vu, Tangemed, à quel point il finance par le public la zone. En définitive, le privé vient et télécharge son module pour s'installer, mais financement public important. Vous avez une chance ici, cobalt, lithium ou pas, de faire en fait des fonds de génération qui peuvent permettre justement d'apporter à la partie publique les fonds qui manquent au développement des ZES. Il y a beaucoup de ZES dans lesquels on constate pas d'infrastructure, pas de route, pas d'électricité, etc. À partir du moment où vous avez ces fonds-là, ben vous gardez la souveraineté sur le développement industriel de la zone. Et donc, c'est là où la négociation du contrat devient extrêmement importante. Et puis, vous avez dans ces zones de nouvelle génération, ces zones qui sont très orientées vers la digitalisation, la 4e révolution industrielle, etc. De mon point de vue, ces trois éléments de définition doivent être fondus pour arriver à un même socle de nouvelles réflexions de jaune. Alors, on passe maintenant dans la partie stratégie avec plusieurs paradigmes. Le mot a été utilisé. Quels sont les critères fondamentaux et issus du plan de développement de la zone? Transformation économique du pays, la politique industrielle. La ZES doit être adossée à la politique industrielle. J'oublie pas les services, mais vous êtes là pour construire un développement industriel du pays, des champions nationaux, des PME locales. Transformation des matières premières et des chaînes de valeur. Là, j'ai un exemple. Il faut pas simplement, tout le monde applaudit là quand on parle de transformation des matières premières. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller transformation avec acquisition des transferts de technologies. Je vous donne l'exemple du Sénégal sur lequel Moubaraklo pourra également commenter. La 4e zone à Dakar, à Bargny exactement, est une zone dans laquelle des Turcs développent de l'acier. Eh bien, figurez-vous que le fer est importé d'Algérie. Il n'y a pas de fer au Sénégal, Moubarak? Bien sûr, il y a du fer. Le problème, c'est que le fer d'Algérie doit être d'abord transformé avant de pouvoir produire le fer qui va être utilisé pour faire de l'acier. Donc, en fait, dans le contrat qui est passé avec les Turcs, il va falloir que dans une première phase, on importe le fer d'Algérie avant que dans une deuxième phase, on réussisse à transformer le fer qui est dans une mine au Sénégal. Autre élément, équilibre du territoire, c'est les relations effectivement entre, vous verrez dans le rapport, un schéma assez intéressant où il y a les zones économiques spéciales, les clusters nationaux, etc. Tissu industriel local, c'est fondamental. Y compris, éventuellement, on trouve ça dans pas mal de législations PPP, des réserves d'espace pour les PME.
Développement du capital humain. Si vous regardez, je reprends encore l'exemple du Sénégal. Quels sont les critères pour obtenir des incitations? Investissement, exportation, emploi. Je pense que ce triptyque-là a montré son déficit. Le problème, ça a été montré par un intervenant, c'est la formation, c'est-à-dire les industriels viennent et l'État doit les accompagner, le ministère de la Formation, pour assurer des compétences au niveau local qui vont petit à petit assurer l'acquisition d'un transfert de technologie sans lequel, et d'ailleurs dans les décrets qu'on avait fait passer au Sénégal, le transfert de technologie est un des critères d'évaluation de la performance de la ZES. Finances locales avec pas suffisamment, de mon point de vue, d'implication des bailleurs locaux. Je ne sais pas si la FinTech pourrait résoudre ces problèmes. Transfert de technologie. Moi, quand je fais l'évaluation de la loi de 2017 qu'on a passée au Sénégal, et si aujourd'hui on voit le transfert de technologie, la performance me paraît tout à fait insuffisante. Et puis, enfin, les incitations. En fait, je trouve que ces incitations sont trop générales. Vous avez une politique industrielle. Vous devez définir quel est le segment industriel que vous devez développer. Et s'il y a une incitation à faire, c'est pas parce que quelqu'un va produire des masques, des cycles du vélo ou du PDG. L'incitation doit être spécialisée, adaptée à la politique industrielle du pays. Et c'est comme ça qu'à mon avis, les zones économiques spéciales pourront progresser. Donc, au niveau communautaire, ce que je pourrais dire, c'est que on n'a pas du tout parlé de ça pour l'instant. Donc, ça me paraît très important de réfléchir sur ces zones économiques transfrontalières. Il y a des exemples qui ont été donnés. Il y avait l'exemple également Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, mais pour l'instant, je crois que ça n'a pas beaucoup développé. Il y a toutes ces initiatives régionales avec ce qu'on appelle, j'ai pas le temps d'en parler, mais vous trouverez ça dans le rapport, des initiatives technologiques conjointes. Et puis, vous avez comment structurer une ZES économique régionale. Est-ce qu'on l'a fait par traité? Est-ce qu'on l'a fait par un accord intergouvernemental? Qui va être l'autorité contractante? Tous ces problèmes sont réglés dans le dossier. Le problème que vous avez au niveau continental, c'est que les règlements d'application de l'article 23 du traité ne sont pas encore adoptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore si la ZES du Sénégal, vendant au Rwanda, va bénéficier ou pas d'une liberté ou est-ce qu'il va être taxé. Ok, je conclue là-dessus. Alors, un point quand même sur les agropoles. Il y a une grande expérience au Sénégal sur les agropoles, mais vous constaterez dans le rapport que j'ai vécu exactement la même expérience qui a été décrite par Bertrand tout à l'heure, c'est-à-dire pas de modèle financier, pas de plan d'affaires, pas de cahier des charges annexé au contrat de partenariat, des modèles de financement des filières, parce qu'il n'est pas tout que l'État finance les infrastructures ou que le privé finance des unités industrielles. Qui va financer la filière? Qui va agréger l'agriculture familiale? Donc, toutes ces questions sont extrêmement importantes. L'environnement juridique, il y a des problématiques par rapport à la loi PPP, la loi foncière et la loi sur l'énergie. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais arrêter là-dessus. Après, les modalités de gouvernance, on a déjà parlé de ces fonctions, donc je vais aussi aller rapidement là-dessus. Et le rôle des acteurs publics, il est effectivement essentiel et de mon point de vue, s'il y a aujourd'hui, à partir des ressources naturelles, il y a, je crois que demain, quelque chose de très important, c'est comment les ressources naturelles du pays peuvent être utilisées pour rembourser la dette ou pour développer le monde industriel. Je pense qu'il y a un guichet qui devrait être adossé aux ZES. Un dernier point, les deux guides opérationnels, ils sont joints à la synthèse et maintenant, vous avez dans le programme un point qui n'était pas prévu au départ, comment améliorer les législations que j'ai examinées de façon approfondie. Les législations doivent présenter des objectifs. Je ne les vois pas tout le temps. Et en fait, ces objectifs, il faut les transformer et les décliner dans les textes réglementaires. Pourquoi il y a des problèmes au niveau de la négociation? C'est parce qu'il n'y a pas de critères sur les qualifications, pas de critères sur l'évaluation des soumissionnaires, pas de critères qu'on répercute dans les contrats. Tout ce que j'ai indiqué sur les transferts de technologie doit être effectivement insuivi. Le processus de création de la ZES, même chose, ça ne peut pas être la conséquence de quelqu'un qui vient vous voir, qui toque et vous dit « j'ai 200 millions, donnez-moi un terrain ». C'est pas possible. Vous devez définir un plan de développement, j'en ai parlé. Le cadre institutionnel et le cadre de développement des projets, il faut donc des études de faisabilité. Vous verrez dans le rapport un document très important qui avait été développé à Madagascar et qui explicite à partir d'un segment, d'une matière première, tous les segments industriels que vous pouvez développer et sur la base desquels vous allez construire votre plan de développement. Donc, pas de contrat sans étude de faisabilité, sans une procédure ouverte, transparente de recrutement d'un promoteur développeur. Dernier point. Pourquoi c'est important le modèle de Tangémètre? Parce que c'est un modèle public, en fait.
les privés, oui, c'est un modèle aussi public-privé, mais les privés sont là pour investir, pour faire leurs unités. Mais vous avez vu, c'est le fonds Hassan II à 85%, c'est l'État à 15%, c'est les caisses de dépôt, c'est les caisses de retraite. Dans la holding, toutes les filiales, un peu comme au Ghana d'ailleurs, il y a une filiale électricité, une filiale infrastructure, toutes elles sont contrôlées par le public avec des participants privés marocains. Donc en fait, vous n'avez pas véritablement ces problèmes que vous rencontrez en Afrique subsaharienne de PPP où en fait l'État fait pas grand-chose et le privé a tout avec peu de résultats sur la transformation de l'économie. C'est pour ça que ce modèle marocain, je trouve, est très intéressant, il est très particulier. On est à 14 km de l'Europe, il y a des containers partout, mais les fonds de ressources naturelles peuvent vous mettre en position du fonds Hassan II. Et je pense qu'il faut réfléchir, c'est peut-être une des recommandations qui pourrait permettre de régler ces problèmes. Donc en fait, l'idée qu'il y a à travers ça, après il y a des textes d'application, etc. Mais l'idée peut-être d'une recommandation, mais peut-être je rêve de cette session, ce serait que la CEA, à travers ses réflexions législatives, etc., puisse faire une recommandation d'amélioration. Vous n'êtes pas là pour élaborer un règlement, une directive, là je parle comme avocat, mais vous êtes là peut-être pour élaborer un cadre politique. Je vois qu'il y a plein de problèmes dans les discussions que j'ai, dans soit l'adoption de la législation, soit dans la négociation des contrats. Et il me paraît important qu'il y ait des recommandations qui soient faites, qui soient issues avec véritablement ce souci. On n'est pas là pour taper sur les privés, mais on est là pour que les contrats soient équilibrés. Je vous remercie. Encore une fois, merci, merci beaucoup, François. Je sais combien vous avez encore à dire, mais je pense que pour des raisons pratiques, nous sommes vraiment en retard, très en retard. Nous avons la contrainte que les interprètes doivent aussi nous quitter si on ne sait pas d'évacuer le programme à temps. Et on a pratiquement épuisé le temps alloué aux interprètes. Donc, on voulait demander un peu leur indulgence. Alors, sans tarder, nous allons, après cet exposé d'une partie, je dirais une partie, vous allez recevoir les rapports qui ont été produits. Il y a 3 rapports, comme je l'ai dit. Il y a la dimension politique, le volet politique des S. Il y a le volet technique des S et puis il y a le volet juridique des S. Donc, c'est un tronc commun, mais c'est 3 rapports. Et en plus de ça, il y a le résultat des enquêtes que nous avons menées sur la problématique des S. Vous avez reçu certains questionnaires. Ces questionnaires, on n'avait pas l'espace ici pour vraiment en discuter. Mais nous allons faire suite à tout ceci après, certainement, le CIE. Donc, je voudrais faire appel ici à mon frère Moubarak Lo. Moubarak Lo, comme vous le savez, est un géant de la question des S pour avoir publié également, je dirais, le document de référence que nous appelons les 12 règles d'or du processus de mise en place des S. Et donc, j'ai voulu, avec Jean-Luc et avec maman, avoir cette occasion encore de faire appel à Moubarak Lo pour venir partager ses réflexions sur les travaux que nous sommes en train de mener. Donc, Moubarak, encore une fois, merci d'être là avec nous. Merci beaucoup. Nous avons publié au mois de mai un rapport avec un institut qui est à Paris qui s'appelle IPMED, qu'on pourra partager aussi, qui approfondit un peu les règles d'or. Combien de minutes vous me donnez? As you like. 10 minutes. Non, 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Bon, je vais gérer. Donc, je vais aller à l'essentiel. Je ne vais pas faire le diagnostic parce qu'il a été bien fait par mon ami Georges Serre. Je pourrais partager aussi le rapport qu'on a fait au mois de mai, qui fait un diagnostic transversal de toutes les S en Afrique. Donc, c'est un rapport très important. Je vais plutôt présenter les 12 règles d'or comme
Mon ami Adama en a parlé. Mais le plus important, c'est l'alignement sur les politiques nationales. Parce que souvent en Afrique, on fait des ZES comme des enclaves. Ce n'est pas intégré dans le schéma de développement national. Tout à l'heure, on parlait de Tanger Free Zone. Ils ont bien indiqué que les secteurs qui ont été choisis, les métiers mondiaux, c'est tiré de la stratégie de développement industriel. Donc, ensuite, si vous n'avez pas de stratégie alignée sur le plan national ou la stratégie de développement industriel, d'abord, ce n'est pas financé. Ensuite, vous allez dans tous les sens. Bon. Souvent, d'ailleurs, dans les Est qu'on a en Afrique, sauf dans quelques rares cas, comme NCOC au Gabon, où la vision est très claire. Bon, en parenthèse, j'ai travaillé sur le Gabon, même si je n'étais pas visible, mais j'étais avec l'équipe de consultants. C'est important d'avoir une vision très claire de ce qu'on veut faire dans la ZES. Est-ce que c'est des valeurs, des activités à faible valeur ajoutée ou à haute technologie, quels sont les secteurs, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt un fourre-tout qu'on trouve dans beaucoup de ZES, y compris au Sénégal. Donc, c'est fondamental de commencer déjà par le plan national et que le plan national priorise les ZES et donne les indications sur la politique des ZES. Ensuite, c'est repris dans la politique de développement industriel et le développement des ZES ne fait qu'opérationnaliser ces choix qui ont été faits en amont. Deuxièmement, c'est important aussi d'aligner sur la politique de développement du territoire, parce que parfois, on implante des ZES avec de la manufacture dans des terres agricoles très fertiles. Donc ça, c'est le manque de schéma national d'aménagement du territoire. Donc veillez à ce qu'il y ait un équilibre entre les différentes activités. Troisième élément, c'est les ressources humaines. Bien évidemment, les industries qui investissent dans les S ont besoin d'avoir des ressources humaines préparées. Et donc, il faudra l'intégrer dans la planification avec parfois des écoles de formation technique spécialisées. Par exemple, le Gabon qui est dans le bois doit être en mesure de mettre sur le terrain des ouvriers spécialisés jusqu'aux ingénieurs et même des chercheurs dans le domaine du bois. Les infrastructures également, l'intérieur de la ZES, parfois, c'est bien fait. Et parfois aussi, on oublie l'entretien. Mais très souvent, on ne pense pas en dehors de la zone. Ce qui fait que la connectivité avec le port, avec les autres activités nationales n'est pas assurée. Donc ça également, c'est important. Cinquième élément, c'est l'équilibre dans le financement des infrastructures. Vous avez parlé du Maroc tout à l'heure. Dans certains pays, c'est l'État qui casque. Même dans mon pays, bon, la ZES la plus florissante qui est Diamniadio, c'est l'État qui a sorti l'argent. Donc, on a dépensé plus de 50 millions de dollars pour faire la première ZES. Aujourd'hui, on a 7 entreprises. Bon, on cherche à faire plus. Est-ce que c'est rewarding par rapport à ce qu'on met en termes de résultats, en termes d'emploi? C'est pourquoi il est encouragé d'avoir plutôt un partenariat public-privé, parce qu'il y a des institutions comme Afreximbank, comme la SFI, la Banque mondiale, la BAD, qui sont disponibles pour financer les aides. Donc, et ensuite, il y a le secteur privé. Et c'est extrêmement important parce que quand le privé est là, ça marche mieux également dans le domaine du marketing. Pour ce qui concerne aussi le cadre réglementaire et fiscal, très souvent aussi, on donne des incitations sur 25 ans, sur 30 ans. Ce qui est conseillé, c'est plutôt d'avoir une limitation. C'est-à-dire, après quelques années, il faut arrêter les incitations et peut-être passer à des incitations aussi budgétaires, au lieu que ce soit des incitations fiscales liées à des résultats ou à des choix technologiques. Par exemple, il y a des pays actuellement du continent qui sont en train de vouloir, je ne veux pas en citer parce que j'ai travaillé sur le dossier, qui sont en train de passer sur des activités à faible valeur ajoutée ou à moyenne activité à des activités de haute technologie et qui veulent investir avec des incitations budgétaires pour encourager les entreprises à aller dans ces activités-là. Il est important aussi d'avoir des administrations des aides efficaces. Ce n'est pas quelque part où on vient juste, disons, pour s'enrichir ou pour ne pas faire de résultats. Il faut vraiment avoir des administrations des aides dotées de capacités humaines, opérationnelles de qualité, mais surtout de réels pouvoirs de gestion. C'est-à-dire si l'administrateur de la ZES
n'est pas en mesure de prendre des solutions, c'est difficile. Il ne faut pas qu'il soit toujours obligé d'aller vers le ministre. Le cadre général des affaires aussi, parfois on considère l'ASES comme un îlot, c'est bien. Mais à l'extérieur, si l'entrepreneur, c'est compétitif à l'intérieur de la zone, mais quand il sort, il va trouver un environnement qui n'est pas compétitif. Très souvent aussi, ça ne contribue pas au succès de l'ASES. Également, le lien en amont et en aval avec les autres activités dans le pays, ce n'est très souvent pas assuré. Bon, dans le rapport qu'on a fait en mai, on a trouvé que c'est rare qu'on ait à la fois les effets statistiques ne sont pas là en termes de création d'emplois, d'investissement et d'exportation, mais surtout les effets dynamiques sont rarement présents. Parce que souvent, même les entreprises qui viennent, elles viennent avec leurs fournisseurs qui viennent de l'étranger, ce qui fait que l'économie nationale, les PME nationales ne bénéficient pas de transfert de technologie ni de possibilité de remonter la chaîne de valeur ou de gagner en connaissance. Également, il est important d'avoir des joint ventures. Bon, dans certains pays, si vous allez en Malaisie, une entreprise étrangère ne peut pas opérer sans avoir un partenaire national. Au minimum, il faut 25%. Est-ce qu'il faut le faire? C'est une question à discuter. En Malaisie, le seul domaine où c'est autorisé d'avoir 100%, c'est dans les domaines de haute technologie. Donc ça aussi, ça permettrait la création de joint ventures, de promouvoir le développement, disons, du savoir-faire national. Il faut également que les aides contribuent aux objectifs nationaux de développement. Aujourd'hui, on a les ODD. On parle de développement durable, de développement social. Les aides, c'est un terrain d'expérimentation qui permettrait d'expérimenter tout ce qui est durabilité environnementale, promotion des jeunes, des femmes et également de la technologie, de ce que vous voulez, des énergies renouvelables. C'est vraiment un terrain qui est favorable pour ça. Mais surtout, il faut une coordination. Très souvent, cette coordination n'est pas à l'œuvre. Il faut une coordination entre l'administrateur de la zone, qui est différent très souvent du promoteur-développeur, parce que le promoteur-développeur peut être un privé, l'administrateur, c'est souvent une administration publique. Ça peut être l'agence de promotion des investissements, par exemple. L'opérateur aussi, c'est lui qui opère la zone et les entreprises installées. Donc, c'est important qu'il y ait une coordination. Coordination aussi entre les acteurs qui sont dans la zone et les autres administrations. Ça aussi est important. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans certains pays comme au Sénégal, on a mis en place un comité paritaire, donc public-privé, qui permet de réguler de manière autonome les difficultés qui peuvent se présenter. Bon, parfois, il y a des tensions entre des acteurs, c'est réglé en interne, dans le cadre du comité paritaire. Il faut également un suivi-évaluation avec des indicateurs de performance. Quelle est la ZES qui peut dire, voilà les indicateurs de performance qu'on me fixe? Il ne faut pas aussi en mettre une quantité. Il y a une étude de la Banque mondiale qui montre que les ZES qui réussissent n'ont pas beaucoup d'objectifs. Parce que parfois, les objectifs sont conflictuels. Vous ne voulez pas la création d'emplois, mais également promouvoir la haute technologie. Parce que tout à l'heure, on me parlait du secteur pétrolier. Je ne sais pas dans quel pays qui a que 300 emplois. Donc, tout dépend. Il faudrait tenir compte donc de ces choix pour avoir des choix équilibrés. Mais surtout, il faut que le plus haut niveau de l'État se préoccupe des S. Souvent, c'est dans les discours. Vous allez voir le discours du chef de l'État, Premier ministre, qui va parler des S. Mais dans les faits, est-ce qu'il suit les S? Donc ça aussi, très souvent, il n'y a même pas de réunion interministérielle. Même le ministre de l'Industrie ne sait pas ce qui se fait dans les Est. Je ne vais pas citer de pays, mais j'en connais beaucoup. Et donc, voilà un peu les points que je voulais développer. Avec le temps, je vais m'en arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moubarak. Alors, je voulais savoir, pour ceux qui sont dans une situation, je dirais, difficile, ceux qui sont en ligne. Vous savez, nous avons aussi en ligne, mais pour des raisons d'horaire, nous avons
notre expert, qui est le président de la conférence panafricaine de gestion des projets, et il s'appelle Babi Sakana. Je voulais savoir si Babi Sakana est en ligne. Si vous êtes en ligne, Babi Sakana, vous prenez le micro. Vous prenez le micro et partagez votre perspective. Nous avons, comme on l'a dit, beaucoup d'expérience de ZES. Pourquoi certains ont réussi? Pourquoi certains n'ont pas réussi? Pourquoi nous avons plus d'échecs que de succès? Vous en savez beaucoup. Essayez de nous partager votre perspective à la lumière de ce que vous avez déjà écouté. Merci. Merci, Adama. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend. Oui, c'est bon, on vous entend. Très bien, merci beaucoup. Babi, vous avez 5 minutes. Babi, vous avez 5 minutes. Très bien, très bien. Je pense que c'est suffisant pour d'abord vous remercier pour cette invitation. Je voudrais, pour les zones économiques spéciales en Afrique, dire 3 choses principales. La première, c'est qu'il y a un intervenant qui a parlé un moment des normes de qualité, des normes ISO, donc en termes techniques, quand on recherche la qualité, dont les normes jouent un rôle très important. Et ensuite, Maître Serre venait donc en fait de toucher le cœur, vous voyez, de la problématique, c'est que les zones économiques sont d'abord des projets d'infrastructures agro-industrielles. Ce sont des projets d'abord. Et vous savez que pour réussir un projet, s'il est mal préparé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude de faisabilité détaillée, bancable, il n'y a pas possibilité d'avoir de cahier de charges crédible, il n'y a pas de modèle financier pour apprécier la viabilité économique et financière, environnementale et même sociale, vous voyez, du projet. À ce moment-là, vous naviguez absolument à vue et c'est là que se trouve le gros problème des échecs des zones économiques spéciales en Afrique, soit zones, si vous voulez, orientées vers la transformation, les exportations, quel que soit le type de zone, c'est d'abord des projets. Et dès le moment où l'ingénierie des projets n'est pas positionnée en bonne place et que les grands acteurs arrivent à cerner le processus de création qui passe par le développement de façon précise et crédible de chaque projet, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, la zone risque de ne pas être viable et elle n'a pas attractive par rapport aux investisseurs, puisque eux, chaque investisseur vérifie si son argent qu'il veut injecter dans cette affaire va revenir. Et à partir du moment où il n'y a donc pas de visibilité en termes de viabilité économique et financière, vous voyez, d'un projet de zone, il faut être sûr que, quels que soient les éléments juridiques que vous allez mettre autour, quels que soient les cadres légaux ou réglementaires que vous pouvez définir, vous n'allez pas avoir du succès. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que l'Afrique actuellement est très en retard en matière d'ingénierie de projet. Et je peux vous dire qu'il y a actuellement des normes, un corps de normes ISO en management de projets et de programmes, parce que quelquefois, certaines zones ne sont pas de simples projets, c'est plutôt des programmes, c'est-à-dire comportant une multitude de projets. Et donc, ces normes qui existent déjà devraient normalement aider les différents pays, vous voyez, à les adopter d'abord au niveau national comme normes nationales à travers les agences de normalisation et de qualité
pour justement, vous voyez, permettre aux différentes parties prenantes de mettre l'ingénierie des projets au cœur du processus de création des zones, tout comme des projets industriels, des projets infrastructurels. Tous ces éléments-là qui tournent autour, rien ne peut se faire sans que vous puissiez maîtriser les risques et vous assurer que d'abord les risques sont bien partagés entre le public et le privé et que c'est celui qui est mieux placé qui porte le risque pour lequel il est plus qualifié pour gérer. Et cette structuration des risques, ce partage des risques ne peut pas se faire sans ingénierie de projet, sans analyse des risques approfondie. Et je voulais à ce moment donc recommander, vous voyez, pour ces travaux, d'abord à la CEA et y compris à l'Union africaine, à l'Agence africaine de normalisation aussi, de prendre très au sérieux la question des normes en matière de gestion de projet, parce que tous ces domaines ont évolué et sont professionnalisés, de sorte que pour mettre quelqu'un chef de projet d'une zone, d'une zone économique spéciale, il faut que ce soit quelqu'un qui soit qualifié, qui connaisse les processus de préparation des projets pour qu'ils puissent réussir. Et donc, au niveau africain, il n'y a que 2 pays, l'Afrique du Sud et le Cameroun, qui ont leurs agences de normalisation qui sont dans le comité technique ISO 258 qui fait les normes en management de projets, de programmes et de portefeuilles. Et on constate que sur 49 pays africains membres de ISO, il n'y a que ces 2 qui sont actifs dans ce comité technique. Il y a 5 autres qui sont observateurs. Comment pouvez-vous, dans un continent où justement on voit beaucoup d'éléphants blancs, c'est-à-dire des projets qui ont échoué, dont y compris les projets de zone économique spéciale, comment pouvez-vous imaginer donc qu'il y ait cet écart, ce retard structurel, vous voyez, en matière d'ingénierie de projet? Et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir sur ce questionnement pendant tous vos travaux et à recommander des actions précises à l'attention non seulement de l'Union africaine, des commissions économiques régionales, hein, de la CEA même dans son réseau avec ses différentes zones, sur comment positionner, vous voyez, la maîtrise des technologies de management de projet au cœur du processus de transformation de l'Afrique, parce que sans projet industriel, infrastructurel, agricole, sans projet réussi, sans projet bien préparé, je ne vois pas comment la performance économique va arriver. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'analyse et de recommandations. Merci de m'inviter à ce débat. Merci. Merci beaucoup, Babi. Merci beaucoup pour vraiment cette importante contribution qui interpelle sur la question des normes, la question, je dirais, de tout ce qui est certification. Et donc, je pense que nous avons pris bonne note, surtout des recommandations. Sans tarder, nous allons en droite ligne aussi rester. Nous allons voir si John Uluwangu est en ligne. John, je ne sais pas si vous êtes en ligne depuis Washington. Allô? OK. Donc, nous avons, on aurait bien voulu avoir en même temps la contribution de John. John est notre expert qui devrait venir à contribution parce que John actuellement est la personne qui dirige le grand projet que nous avons actuellement sur le continent au niveau de l'Union africaine et accompagné de bon nombre d'institutions
pour essayer d'introduire la notion, l'expérience de ce qu'on appelle les agroparcs transfrontaliers. Et donc, c'est un projet déjà mobilisé qui est sur orbite et John est le lead de ce projet. Et donc, John pouvait venir et puis nous aborder la question puisque ce doit être des zones économiques spéciales mais transfrontalières, vraiment positionnées sur les frontières. Alors, comment Maître est là, Maître François est là, il n'a pas eu le temps d'aller sur cet aspect, mais sans aller sur cet aspect, déjà, je vais demander à Sekou Doumbia, qui est là. Sekou aussi, tu peux maintenant prendre la parole. Sekou est également, Sekou n'est plus à présenter, étant donné toute la contribution immense qu'il émet chaque jour à travers les réunions, les conférences. Il est notre expert sur les questions de négociation de la ZLECAf. Il est expert aussi sur les questions de services. Il est expert aussi sur cette question délicate que comment nous allons traiter, nous, le cas des zones économiques spéciales dans le contexte de la zone de libre-échange, mais en comparaison surtout avec les expériences déjà réussies ou échouées en Asie, en Amérique et en Amérique latine. Donc, Sekou vient pour essayer de partager ces quelques points-là d'observation. Merci bien, Adama. Je pense que la question des ES est une question très importante. C'est un choix de politique industrielle et qui est très légitime et pas indiscutable. Mais l'une des questions en fait sur laquelle je voudrais en fait vous inviter un peu à la réflexion, c'est regarder quelles sont vraiment les implications des règles commerciales qui sont par exemple en négociation au niveau un peu de la ZLECAf ou même des règles commerciales existantes au niveau de l'OMC, parce que la plupart des pays qui sont là sont également membres de l'OMC. Donc, quelles sont les implications de ces règles commerciales sur les choix des instruments de politique industrielle en matière de ZES, de zone économique spéciale? La question est très importante. L'une des questions, ou l'une des sous-questions, ça a été un peu abordé brièvement par François, c'est la question du traitement des produits qui sortent un peu des zones économiques spéciales et qui vont essayer par exemple de rentrer un peu sur les marchés de l'ECAF. Faut-il les interdire? Et s'ils viennent, il faut les taxer au droit commun ou il faut les taxer au droit préférentiel qui a été négocié, par exemple, au tarif nul, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les soumettre sur le droit. Et c'est une question très importante. Et d'ailleurs, la question crée vraiment un achoppement au niveau des négociateurs. Et finalement, ils ont suspendu cette question, mais ils doivent trouver une réponse à cette question parce que tout simplement, vous voyez, les expériences entre les différentes CER à la matière ne sont pas les mêmes. Il y a certaines CER, par exemple, comme en Afrique de l'Ouest, si vous prenez par exemple, qui n'acceptent pas ce que ces produits-là soient considérés comme un peu des produits originaires, même s'ils sont originaires, qui sont produits un peu dans les ES. Bon, il y en a d'autres CER. Si vous prenez Mercosur, ce qu'on a dit aussi en Amérique latine, c'est pas possible, c'est pas accepté pour les produits qui sortent un peu de ces ES. Et ASEAN, c'est un cas où cela est accepté. Donc, c'est important, vous, en tant que partie prenante vraiment des ES, de réfléchir un peu sur la question et comment vous pouvez aider vos négociateurs à trancher cette question au niveau un peu de la ZLECAf. L'autre question importante aussi qui a des implications sur les ES, c'est la question un peu des subventions. Et pourquoi, au niveau du commerce, la communauté du commerce se préoccupe un peu de la question de subventions? Voyons par exemple 3 pays africains A, B, C. Le pays A, par exemple, subventionne ses produits. Le produit, le pays B ne le fait pas, le produit C ne le fait pas. Cette subvention peut même provenir un peu des zones économiques spéciales si y a du financement public là-bas. Si le même produit, le pays A exporte ça vers le pays B, très subventionné, il risque de vendre vraiment un prix
un peu plus faible par rapport aux producteurs du PIB. Donc, ils risquent d'investir sur le marché des producteurs du PIB. Ça risque un peu de poser des problèmes. C'est un souci. En même temps aussi, si les producteurs du PIB aussi exportent leurs produits au PIB, eux ils ne subventionnent pas. Les producteurs du pays risquent vraiment d'évincer aussi les exportateurs du PIC dans le PIB. Donc, c'est pourquoi les négociateurs commerciaux essaient de trouver vraiment des règles qui disciplinent la question de subvention. Et c'est une question qui est très importante parce que dans les zones économiques spéciales, comme on a dit, dans la plupart des cas, à toi qui sont gérés avec le public, il y a beaucoup d'incitations fiscales dedans, beaucoup d'incitations de financement public, et ces financements peuvent être considérés comme des subventions. Et comme des subventions, parce que là, ça va beaucoup faciliter les entreprises qui sont là-bas, qui vont essayer d'exporter un peu dans d'autres pays. Maintenant, en fait, en particulier un peu du continent ou du monde. Et la question maintenant est comment traiter vraiment une telle situation. La question, au niveau de la ZLECAF, la question a été réfléchie, mais les négociateurs n'ont pas encore tranché. Ils ont dit ceci. Ce qu'on va faire, il dit que ils vont faire des directives dessus, sur la question, pour résoudre la question. Mais en attendant qu'il y ait ces directives, ils ont dit on va essayer d'appliquer les règles de l'OMC qui existent. Ça, ils ont dit ça dans l'annexe 9 sur le protocole sur le commerce des marchandises, l'annexe 9 qui s'appelle l'annexe sur les mesures, sur les subventions et les mesures compensatoires. Donc, en attendant que le Conseil des ministres de la ZLECAF décide, légifère sur la question, ils disent on va appliquer les règles de l'OMC. Et quelles sont les règles de l'OMC en la matière pour les subventions? Les règles de l'OMC sont ceci pour les subventions. Disons, ils essaient de classer les subventions en trois. D'abord, ce qu'on appelle des subventions à l'exportation, ça c'est interdit. Les membres de l'OMC ne peuvent pas utiliser. Les membres de l'OMC aussi interdisent tout ce qu'on appelle aussi les subventions qui sont liées à l'utilisation des produits nationaux par rapport aux produits importés. Ça aussi, c'est interdit. Mais en même temps, les membres de l'OMC ont reconnu quand même les besoins de développement de certains pays. Donc, ils ont exempté ces pays pour la non-utilisation des subventions, par exemple des subventions liées à l'exportation ou les subventions liées en fait aux politiques de remplacement des importations. Mais qui sont ces pays? Ces pays, c'est deux groupes de pays. Il y a les PMA, ce qu'on appelle les pays les moins avancés, mais tous les pays de l'Afrique ne sont pas des PMA, et les pays qui ont moins de $1000 par an. Les pays qui ont moins de $1000 par an. Mais la question, ces pays-là sont exemptés, donc ces pays-là peuvent utiliser des subventions exportées, on ne va pas se plaindre, partout un peu dans le monde. Mais la question, est-ce que les PMA vont toujours rester PMA? Parce que quand ils vont sortir PMA, ils vont subir un peu cette discipline. Ceux qui ont aussi $1000 par an, quand ils vont sortir un peu de ce seuil de $1000, ils vont appliquer, c'est le cas par exemple du Cameroun qui est sorti il y a l'année dernière par exemple, de ce seuil-là, qui a dépassé un peu $1000. Donc ça va s'appliquer dessus. Donc la question est maintenant, et que faut-il faire? Parce qu'on ne va pas rester éternellement PMA, on a envie de se développer, et on ne va pas rester tout le temps au-dessus, en dessous de $1000. Donc, je vais finir maintenant, je vais aller rapidement donc, pour conclure. Et donc, la question maintenant, il faut qu'on le réfléchisse. Il y a trois options. Je vous invite à réfléchir un peu la question. L'une des options, c'est de demander, par exemple, on supprime complètement des subventions dans les CER qui sont liées vraiment à l'exportation. C'est une possibilité. Et est-ce qu'il faut le faire? C'est une option. Deuxième option, après, je vous invite à réfléchir, c'est pour trouver la compatibilité avec les accords commerciaux. La deuxième option, c'est de dire maintenant, on supprime, c'est-à-dire on fait les subventions, mais on ne va pas les lier aux résultats à l'exportation, parce que c'est ce qui est interdit. Donc, on supprime cela. Et une autre option, c'est de demander une dérogation au niveau de l'OMC. Mais bien que je ne crois pas tellement beaucoup à cette option, ça aurait pu être fait avant 2015, mais actuellement, ça va être un peu difficile. Bon, sur l'option 2 dont je parlais, quelle solution possible, par exemple, si l'on supprime la condition qui est liée à la subordination des subventions à l'exportation. Parce que dans les US, il y en a beaucoup. Ça veut dire quoi, subordination à l'exportation? Vous trouverez dans beaucoup d'incitations, on demande par exemple, vous devez exporter 80% de vos produits. Ça, c'est un exemple de subordination à l'exportation. Donc, tout financement public qui intervient dans ce sens est considéré comme une subvention subordonnée à l'exportation. Et pour résoudre un peu ce problème, on peut se demander, est-ce qu'on ne va pas remplacer la condition
subordination à l'exportation par une condition déjà. Il faut que les entreprises qui s'installent dans les ES respectent un certain nombre de critères, de normes, par exemple, qui soient, par exemple, des entreprises à responsabilité sociale. Donc, c'est-à-dire qu'en échange des incitations, mais vous devez respecter des normes liées, par exemple, aux entreprises à responsabilité sociale, par exemple, comme des normes ISO 26000, par exemple, et qui peuvent respecter l'environnement, qui peuvent respecter les droits des femmes et des jeunes, et qui vont travailler à l'enceinte des zones économiques spéciales. Donc, voyons quelques suggestions et possibilités pour contourner les questions, en fait, pour contourner les disciplines un peu très exigeantes sur les subventions en matière de choix de politique industrielle pour les ES. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Sekou. Alors, donc, je pense que c'est vraiment difficile pour nous d'avoir cette opportunité d'avoir ces experts, ces experts, je dirais, qui sont chacun vraiment l'expert de la question sur le continent. Nous avons beaucoup travaillé avec eux. Nous avons seulement quelques jours ensemble, mais en dehors de cette, je dirais, de cette réunion, moi, en tout cas, je vous invite de profiter du séjour. Comme nous sommes tous dans les mêmes hôtels ici, il faut profiter du séjour de cette réunion pour vraiment se rapprocher, partager des moments avec tous ces experts qui sont là, nouer des rapports, parce que c'est ça aussi le but du CIE. C'est comment faire en sorte qu'au sortir d'ici, on puisse vraiment mettre à la disposition de tous les pays que nous accompagnons cette masse critique aussi que nous appelons l'équipe technique stratégique de la CEA. Dans chaque pays, au niveau de la sous-région, on a ces experts-là à votre disposition pour que vraiment on puisse, tout ce qui est problème technique, les régler et puis avancer, aller droit à l'action. Donc, je vais certainement demander, pour enchaîner rapidement dans la même veine, je vais demander à Emmanuel Mbarka de compléter, parce que si nous restons toujours dans cette grande problématique de la ZLECAf, la construction du marché, le plus grand marché jamais construit. Comment réussir ce marché-là? Donc, Emmanuel va dire quelques mots pour compléter ce que déjà Sekou a déjà dit. Merci beaucoup, Adama, pour la parole que vous me passez. Je vais effectivement compléter sur 3 points en exposant un peu les problèmes auxquels nous sommes confrontés au niveau du secrétariat de la ZLECAf par rapport à ce problème. Le premier problème, l'un des 3, donc le premier, c'est l'inclusivité. La ZLECAf se veut un projet inclusif. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les 55 États membres de l'Union africaine doivent y participer. Non seulement ils doivent y participer, en réalité, les retombées doivent bénéficier à tout le monde. Donc ça, c'est un point important. Et quand vous prenez les zones économiques spéciales, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pays qui sont tels que, si vous excluez les produits issus de ces zones, ils ne vont pas exporter au sein de la ZLECAf. Ça signifie donc qu'on les met, n'est-ce pas, au bord de la route, et ils seront des importateurs exclusifs. Ils ne vont pas exporter, mais ils vont importer. Vous avez des pays comme ça. Donc, tous les exportateurs sont installés dans les zones économiques spéciales. C'est donc la raison pour laquelle les chefs d'État, par rapport à l'article 23 du protocole, ont demandé que les ministres définissent les conditions, n'est-ce pas, dont vont bénéficier les produits issus de ces zones pour que, eh bien, on leur applique les préférences commerciales de la ZLECAf. Donc, en réalité, le problème ne se pose plus de savoir si les produits vont bénéficier ou pas. C'est déjà acquis. Ces produits vont bénéficier des préférences. Mais comment? Voilà la question à laquelle, effectivement, nous sommes confrontés et c'est le travail qui est en cours. Et il y a très prochainement une réunion avec les hauts fonctionnaires africains qui va continuer de réfléchir sur la question. La deuxième chose que je voudrais signaler ici, c'est la diversité. La diversité, les uns les autres l'ont dit,
les zones économiques spéciales sont là. Elles sont différentes selon qu'on passe d'un pays à un autre. Et il y en a, nous en avons 55 membres. Donc, même au niveau de la définition, il y a déjà un problème. Parce que le consensus n'arrive pas à se définir. Ce sera quoi la zone économique spéciale dans le cadre, n'est-ce pas, du document qui est attendu du ministre. Donc, c'est à ce niveau-là aussi que les discussions achoppent, mais nous pensons peut-être qu'on va arriver très prochainement à une solution. Alors, le troisième point, le dernier, pour faire court, c'est le programme d'industrialisation du continent. L'article 23 est aussi clair là-dessus. Non seulement il faut que les produits, n'est-ce pas, bénéficient des préférences, il faut définir leurs conditions, les conditions donc de bénéfice de ces préférences commerciales et les CAF, mais il faut que les zones économiques spéciales viennent appuyer les programmes d'investissement du continent, dont des pays africains. Et comment? Et c'est donc à ce niveau peut-être qu'intervient véritablement la question qui est au sein de nos discussions, à savoir les zones économiques de seconde génération. Mais quels critères doivent respecter, n'est-ce pas, ces produits? La question nous est posée à tous. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Donc, vraiment, la réflexion doit continuer et il y a vraiment des questions spécifiques qui restent encore à évacuer. Et je pense que nous sommes tous dans cette continuité. Ce n'est pas seulement une question d'experts, c'est nous tous, on doit se mobiliser pour que on puisse faire en sorte que le travail qui va être issu des analyses que nous avons menées au niveau de cet agenda des S, je dis bien, il y a 3 études, le volet politique, le volet technique, le volet juridique, en plus de l'enquête que nous sommes en train de mener à l'échelle du continent pour essayer de comparer les différentes législations qui sont en place, comment faire en sorte qu'on en sorte un processus, en tout cas un contrat type qui va clairement nous assurer qu'on a des contrats qui développent, des contrats vraiment gagnants pour nos pays. Et donc, il y a cette problématique que nous sommes en train de poursuivre. Nous allons revenir à vous à travers ces enquêtes, ces questionnaires. Donc, c'est tout le monde, c'est nous tous qui devons nous impliquer dans cette réflexion. Alors donc, après l'intervention d'Emmanuel, vous voyez, nous avons un défi. On était en décalage d'au moins 30 minutes et on a perdu déjà, je crois, les interprètes. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est une proposition. Comme nous sommes à la fin, et c'est un dialogue continu, c'est une réflexion continue. On ne va pas pouvoir épuiser l'agenda totalement, mais les experts sont là. Et puis, nous allons certainement, avec consultation avec Maman et Jean-Luc, nous allons voir dans quelle mesure ce sujet-là peut être vraiment poursuivi. On est venu ouvrir un chantier, c'est un sujet très, très important parce qu'il y va de la mise en œuvre de cet instrument, il y va de la réussite de nos plans d'industrialisation, de nos stratégies. Donc, je ne pense pas que de façon réaliste, qu'on puisse l'évacuer dans le temps qu'on a présentement. Donc, c'est avant la clôture de nos travaux, on va donner les étapes suivantes par rapport spécifiquement à ce dossier. Mais je voudrais m'arrêter là pour que on va prendre quelques questions, comme les experts sont là, et puis on va répondre à quelques questions. Ensuite, après quelques questions, on va laisser Maman et Jean-Luc vont partager en tout cas les perspectives de ce que nous sommes en train de faire sur cette question des S. Et on va terminer avec, je vais inviter la présidente, Madame Bayonne, qui va nous aider à clôturer un peu le dernier mot. Donc, les questions, s'il vous plaît, les quelques questions. Je sais, il y a beaucoup de questions, mais nous avons pris la précaution de tous les rapports d'études sont là. Les rapports d'études. Les enquêtes qu'on a menées aussi, la synthèse de ces rapports-là, on pourra aussi vous les partager. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter sur la partie mise à disposition des documents. C'est des documents de qualité qui dépassent chacun 100 pages.
On n'a pas voulu se mettre sur cet aspect de la lecture. On a trouvé qu'il fallait discuter, échanger et puis faire avancer, apprendre les uns les autres. Donc, on prend les questions maintenant, s'il vous plaît. Ceux qui ont des questions, vous levez vous demandez le micro. Voilà, allez-y. Vous présentez. Voilà. Thank you. Thank you, Mr. Moderator. I'm Slashi from Ethiopia, and I would like to appreciate all the presenters. To me, it was more of a learning session to get more information about what special economic zones are. And looking into the whole presentation, I was trying to relate it in addition to manufacturing, industry, factories, what it could be if there is a need to have specialized economic zones in the service sector. So if it is tourism, I was thinking we have to map our assets, resources, and then create some segment and clusters. Then we go for development and looking into the market opportunities to promote and get some customers. So in this case, I noticed that there are critical commonalities across all the different nationality. For example, there were no clear strategic plan in most of the countries, and there were lack of legislation and specific special focus on projects. It were more of generic. Every specialized economic zones were not special enough to focus on specific production. The only thing I was very clear was with the Gabon, because they tried to minimize the export of woods and they process it in their own country. So they have a focus and they achieved it. Otherwise, in the strategic plan, in terms of the project management, there were some problems. Similarly, I imagine that it's an opportunity cost too, because instead of doing something else, you are deploying your financial resource, human resource, all your efforts in the specialized economic zones. And if it doesn't bring something you want to achieve, it's meaningless. So my question is, number one, how to diagnose and prioritize the special economic zones? I want to be clear with that. And the second is, what should be the clear target? Because I'm sure countries have different potentials. You always go to the market when you have comparative or competitive advantage. Otherwise, you prefer to buy it from the next door. So what should be the target? Should it be increasing export, increasing job opportunities, or trying to diversify your economy? Which one is the most common in Africa, and which one is most appropriate one? And the third question is, how are we going to link it exactly with the African safety? How is it exactly linked? And the other is, the last presenter mentioned, because not all countries have equal opportunities and equal chance of achieving the specialized economic zones. So would there be a chance that some countries who have special opportunity and better achievement focus on this and others focus on something else? Thank you. Thank you very much for some question. I think because of it, for sake of time, if there is some clear question, direct question, please, you raise your question. Particularly, you can also direct that if it has to be direct some specific expert, those are welcome. Because of the time, just because of the time, please
just ask a question. What is the clarification question that you like us to capture at this moment? And we are here. We would like also for some of these questions, those want to make contribution. We also welcome some contribution, particularly on the notion of special economic zone. Special economic zone, new generation. We want to make sure that collectively we come out with what we mean by special economic zone, new generation. This new generation is where the detail of the devil is, because we have had special economic zone, but it didn't bring us the kind of magic formula he has created elsewhere. So it's there. Special economic zone are performing. We have even some 60,000 happening globally, but we only have 230, which means that really, it did not take the mayonnaise, what we call take the mayonnaise. It has come, the concept has come, but it did not produce the magics that we need to make sure that this instrument is used to industrialize our economies. So that didn't happen. So if it didn't happen, it's okay. We will continue to see how to make it happen. I mean, we are talking about the old concept. Now, we want to take another strategy to rethink the box, to think even out of the box, to see how do we come out with a new definition of special economic zone in a way that we have special economic zone that transform, that develop, that make industrialization happen in context of Africa. So that is what is beyond our project, to engage on this issue of special economic zone, new generation. So your contribution are welcome in this. You please, you just write, you share with us from today to Friday, how do we define special economic zone, new generation? We have in mind this idea of development, because we have had this special economic zone, but it did not develop. It did not bring the change that we wanted in our neighborhood, in our cities. It's happening, but it didn't happen the way we want it. So this is what we mean by special economic. This word, you have to just keep that in mind. Special economic zone, new generation. We ask the expert to help define it. But what we have in mind is the content. Everything is in the content. Yeah, it's not to put just cosmetics on the box, on the envelope. We want a content, special economic zone, new generation with content that develop our neighborhood, develop our rural areas, because we know that by the turn of the century, we will still have 1 billion people in Africa living in rural areas. This is why we also come out with this notion of special economic zone, tailored special economic zone. That is what the expert Roger also bring to light. Special economic zone, zone économique spéciale sur mesure. So sur mesure means it can be miniature, small, low. We can scale down the concept in all directions. We can go low, all the way to our countryside. We will make special economic zone happen in our village. We can also go high, even to sky rock. The sky is the limit. This is the model starting with Tangemet, which is the #1 special economic zone on the continent, which is really the model in terms of mega special economic zone. But whatever the size, we want to be able to say, we have defined ourselves special economic zone with African context, African thinking. That is what we are after. And that thinking has to be a collective contribution of all of us. So that is where I would say the session will probably close, but it's open until we close on Friday. And the activity of thinking, strategic thinking, is going to be still continuing. Because as you know, the greatest waste in Africa is sometimes the lack of strategic thinking. That is the greatest waste. The greatest waste
is the lack of strategic thinking. You ask our president what happened in this thing failed. They say, oh, well, we were not advised very well. They didn't tell us what to do. They didn't plan correctly about this aspect. So strategic thinking should be everybody's business. So in this particular one, let us all take time to strategically think about what should be the content of special economic zone, new generation. So, je m'arrête là pour demander s'il y a d'autres questions, parce qu'on a épuisé le temps, mais le débat continue, la réflexion continue. C'est ce que j'étais en train de dire en anglais. Voilà, on ne va pas s'arrêter à cette session, ça continue jusqu'à vendredi, ça continue même après vendredi. On reste en mode continu dans la réflexion stratégique sur la notion de zone économique spéciale nouvelle génération. Voilà. Donc, oui. Donc, je vous donne. Oui. Oui. Est-ce que si. OK, allez-y. Merci. Le panéliste François Serre a parlé tout à l'heure de documents qu'il a élaborés pour le cas de Madagascar. Est-ce qu'on peut récupérer ces documents, s'il vous plaît? OK. Merci. François va répondre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Merci pour la parole. Marc, RDC. J'ai suivi les différents exposés, mais j'ai l'impression que nous nous perdons dans les termes. J'entends parler des zones économiques de nouvelle génération, zone économique spéciale transfrontalière, zone économique spéciale communautaire, zone économique spéciale sur mesure. Donc, il y a tellement beaucoup de concepts qu'à un certain moment, on risque de ne pas capter la chose. Je crois que nous devons nous mettre d'accord sur un concept et développer les raisonnements autour de ça. Trop de concepts, finalement, on va s'évader dans les raisonnements, on ne saura pas on a affaire à quoi. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que la base, même pour que les choses évoluent, parce que vous avez vous-même soulevé les limites des zones économiques spéciales classiques, avec d'ailleurs l'étude très intéressante menée par Maître François. Donc, vous voulez maintenant qu'on aille au-delà pour éviter que nous retombions dans les mêmes erreurs. Alors, je crois que le volet juridique est très important pour encadrer justement les États à mettre en place ces nouvelles zones économiques spéciales de nouvelle génération. Je crois que ce serait très intéressant que le volet juridique soit partagé et puis on saura maintenant à ce moment-là quelle rédaction il faut faire. Alors, troisième aspect que je voudrais soulever, c'est à propos justement de l'opérationnalisation de ces zones économiques spéciales de nouvelle génération. Prenons le cas qui a été soulevé des batteries qui doivent être fabriquées à RDC. Les manganèses doivent venir des Gabon, tel produit doit venir de la Côte d'Ivoire et tous ces produits vont entrer dans la mise en place, dans la fabrication de ces éléments de batterie. Je me dis comment ces États-là vont se retrouver. L'État qui a apporté les manganèses, l'État qui a apporté tel produit de son pays, la RDC qui a apporté le lithium et qui a offert les fonciers. Comment ils vont se retrouver dans la fabrication de ces produits et dans sa vente? Comment ils vont se retrouver? Donc, ce sont là les différents éléments sur lesquels j'aurais aimé qu'on puisse vraiment approfondir pour ne pas tomber dans les mêmes écueils qu'on a eu avec les zones économiques spéciales classiques. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez permettre que les consultants, nos experts, pardon, interviennent sur certaines questions. Sinon, Maman, allez-y. Merci. Je voudrais juste demander qu'avec toute la présence de toute cette expertise, qu'on prenne le temps de réfléchir à la question que Monsieur le ministre de l'Éthiopie a posée concernant les zones économiques spéciales relatives aux services. Est-ce que certains de ces experts sont au courant de telles expériences et est-ce qu'ils peuvent nous éclairer là-dessus? Merci. Merci, Maman. Donc la question est posée. Je ne sais pas, c'est Sekou ou bien c'est CRS d'abord. Voilà. Donc les questions étaient posées. CRS, si vous pouvez prendre la parole
Ensuite, Sekou va venir. Et il y a les autres questions, bien entendu, que vous pouvez aussi aborder. Allez-y. Mr. Minister, first of all, regarding service zone, we spoke a lot about industrial zone, special economic zone, with this aspect of doing some linkage between the industrial policy and the special economic zone. But you're right. I mean, we should not forget the possibility of the issue of service. First of all, the service is, I mean, as different, it's a concept with different application. The first one is that you know that there is a special shop within each zone, and the administration provides services in a guichet unique, one-stop shop, providing linkage, digital linkage with the customs administration, financial, tax administration. So this is the kind of service accessory to the zone which can be provided by the state. Secondly, in the industrial perspective, of course, some service can be added in the development of what we call the industrial zone. Then you have another concept, which is technopole. A technopole would be totally, addressing the issue of specific service. I haven't seen in Western Africa where I work, I mean, this kind of technopole. I mean, there is some project, but so this is, the issue is there. Of course, we start from not ground zero, but we start, from step to step. And service is something important. I think that regarding service, regarding the regulation of OMC, Sekou will tell something important. The second issue that you raised, I mean, you have to understand that in all these zones were developed at a time where not many PPP, public-private partnership legislation were adopted. And in fact, when you look at the public-private partnership legislation, it is very clear that there is no project without identification, priorization, feasibility study, évaluation préalable, defining the contractual scheme, and then public tender, including a contract developed by the state, financial model, and then you compare to the technical and financial offer of the private party. So this trend is very specific, but it is applied in all PPP legislation. When you address with the industrial zone, the feasibility study, you have to determine what you want. If you do not, I mean, at the time, if you take the example of Senegal, I was there since 2016, and in fact, the law was enacted in 2017, and the industrial policy was enacted last year. So in fact, what's happened? A lot of unsolicited proposal. A lot of people come in. There is no concept of circular economy, no linkage between the different industrial units. So what you want to do, I mean, you want to do wood and define an industrial objective, a segment. Senegal discovered oil. What do you do with oil? I recommend to do a petrochemic zone. You can do textile, you can do many things with oil. So, but the second step of this feasibility study is what is your comparative advantage? Why did you go to Senegal instead of going to Lagos? Because they have oil also. So these kind of study are the key issue to be resolved before you start negotiating contract, etc., etc. You have to have your own concept, your own objective, and then you start to develop a development plan, then a cahier des charges, then the contract, then the financial model. The public sector has to be very active in developing, and you need funds for that. The second issue that I want to raise is that you said export, job, etc. The zone at the moment, I think, should work on the two feet: export
and reducing importation. Especially when you look at the new industrial policy of Senegal, alimentation, food, health, industry, and high tech. And this is the way they want to develop the country. So that means that you cannot accept somebody who's come and get, I'm going to give you $200 million, please give me a space and I can bring some companies, etc. No, the policy is there and you have to develop that in the zone. If you don't do that, go away. And you accept people, you have the material. I mean, the Chinese people in maybe 10 years, you're going to go to Beijing in a Chinese plane. Okay, why it's not possible here? So it's a big matter of governance, and I think that especially importation. I mean, I took the example of rice, and you have in Senegal a lot of lobby who wants to import rice because they have some deals, etc. But they are importing 1.2 million tons of rice every year, and you have a river, and you can do everything you want, and you can do a public-private partnership, asking people with some incentive to do. Okay, I give you a space. You have 10 years, and in 10 years it come down from 1.2 million to 500,000, and you got the incitation if you are able to perform that. So, and maybe the last thing I want to say is that there is no problem of to respond to our friend from RDC. There is no problem around the definition and terms. The two main things is that zone franche et zone économique spéciale. Dans le domaine de la zone franche, c'est très axé sur l'exportation avec des incitations. Les zones économiques spéciales, c'est un terme très générique qui est utilisé pour dire plein de choses. Il y a les technopoles, il y a les innovative districts, il y a un hub mini au Sénégal, il y a Pharmapolis dans le domaine de la santé. C'est dans toutes les matières. C'est en fait effectivement une nouvelle concept de zone qui va distinguer. On est passé d'une zone totalement axée sur l'exportation à une zone beaucoup plus axée sur un développement industriel inclusif, mettant en relation les entreprises du pays avec les entreprises qui sont à l'intérieur de la zone. Et il n'y a pas de distinction entre les zones régionales, les zones communautaires et les zones nationales. L'exemple qui a été donné tout à l'heure par notre ami sur les batteries, en fait, ça veut dire que vous allez concevoir que la meilleure façon, je réponds également à la représentante du ministère des Finances du Gabon, la meilleure façon de tirer les pays qui ne sont pas en situation, c'est d'essayer de réduire un peu leur conception de souveraineté, de partager des segments. Et dans une zone économique régionale, vous n'allez pas prendre un bout de lithium, un bout de cobalt, etc. Non, il y a une zone économique régionale dans laquelle plusieurs industries vont participer au développement d'un produit qui va être vendu sur l'ensemble du continent. Et l'intérêt, c'est que vous allez donner, et je parle sous le contrôle de nos amis qui connaissent mieux que moi le ZLECAf, vous allez donner des incitations à cette zone régionale parce que elle sera la preuve d'une complémentarité entre les différents segments qu'un pays peut fournir et qu'il accepte plutôt que de construire et de vendre son lithium dans un autre endroit à l'étranger. Il va participer entre le Gabon, le Congo, le Cameroun, etc. à la production d'un produit régional. Et c'est comme ça parce que sinon, je crois que ça a été dit par plusieurs personnes, comment vous voulez que les communautés économiques régionales, comment voulez-vous que les chaînes de valeur régionales favorisent le développement de la ZLECAf? Il n'y a pas d'intégration régionale, il n'y a pas cette conception de participer, d'assurer une complémentarité entre les différents produits. Donc ça me paraît essentiel. Voilà. Après, au plan institutionnel, vous avez le même problème qu'avec Rui dans le domaine de l'énergie. Vous avez soit la possibilité de faire un traité avec une décision qui va faire la création, par exemple, d'une SOS, d'une société à objet spécifique, qui va être l'autorité concédante qui va peut-être attirer un privé. Ou alors vous avez un accord intergouvernemental dans lequel vous aurez 3 États qui vont se réunir et il y aura un comité de pilotage, mais ce sera quand même les 3 États qui seront les autorités contractantes et qui vont contracter à travers un appel public à 3 avec un partenaire privé. Donc les deux modèles, je pense, de la création d'une zone économique régionale en termes de gouvernance, il y a après des problèmes fonciers, mais je pense que ces deux modèles qui sont développés dans le secteur de l'énergie peuvent être répliqués au niveau des zones économiques spéciales. Voilà, j'ai terminé sur les différentes questions. C'est cool.
Je ne vais pas être un peu très long, peut-être juste peut-être insister peut-être sur la question, peut-être des services, un peu les S. En fait, il y a deux raisons qui peuvent nous amener en fait à cette question. Une raison en fait technologique liée à l'évolution économique et une deuxième raison qui est liée à la politique commerciale, que ce soit au niveau de la ZLECAF et de l'OMC. La première raison, pourquoi oui. Pour gagner en temps. Si l'on prend la question liée par exemple à l'évolution économique, si vous regardez aujourd'hui l'évolution économique, les services deviennent de plus en plus importants. Et dans les S, ça doit être important parce que tout simplement, que ce soit dans les S ou non, même l'industrie manufacturière même qui s'installe dans les S a besoin de services comme intrants. Comme intrant. Donc, des services à côté, des entreprises de services à côté des entreprises manufacturières dans les ES, c'est une très bonne chose. L'autre chose aussi à regarder dans les ES, c'est que les entreprises même des services font du commerce aussi, peuvent exporter. Dans beaucoup de ES, il y a, en fait, notamment si vous partez en Inde, il y a des entreprises de services, en fait, qui se trouvent un peu dans les zones économiques spéciales, qui exportent, qui font la comptabilité, des services de BPO, vraiment, avec des clients partout un peu dans le monde. L'Inde est un très bon exemple un peu sur ça. Donc, un autre élément à s'ajouter vraiment sur l'évolution économique, c'est que l'industrie aujourd'hui est en train de devenir ce que nous, les spécialistes des services, ce qu'on appelle la servicification. L'économie est en train d'être servicifiée. C'est-à-dire que si vous prenez l'industrie, elle peut être découpée en de petites tâches et ces petites tâches deviennent vraiment des services, quoi. L'industrie, c'est-à-dire qu'on parle maintenant des services même de fabrication de produits. Par exemple, vous trouverez ceux qui fabriquent un véhicule, vous trouverez par exemple, ils vont confier la fabrication de la roue, par exemple, la fabrication des freins, la fabrication des pneus ou la fabrication des chaises, ils vont confier ça à d'autres entreprises qui vont fabriquer ça. Les entreprises qui fabriquent ça ne sont pas des entreprises manufacturières, on appelle ça des entreprises, c'est des services de fabrication sur des biens appartenant à autrui. Donc, la question des services est très importante, vraiment en termes vraiment même de l'évolution économique. Maintenant, en termes de politique commerciale, pourquoi la question est très importante la question est importante si on regarde, notamment en matière des S. Je venais de dire en fait dans ma précédente intervention que les subventions à l'exportation sont interdites. Seulement, les PMA sont exemptés, peuvent utiliser, et les pays qui ont moins de $1000. Ça, c'est les règles internationales de l'OMC, et c'est ça que la ZLECAF aussi rappelle, en attendant que les ministres légifèrent un peu sur la question sur ces subventions-là, dans le cadre un peu de l'annexe 9. Et dans le domaine des services, ce qui est important de rappeler, c'est que les accords sur les subventions et les mesures compensatoires, aussi bien au niveau de l'OMC qu'au niveau de la ZLECAF, ça s'applique seulement au commerce des marchandises. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine des services, on peut donner maintenant des subventions et qui ne vont pas être contestées. Il est vrai qu'au niveau de l'OMC, dans l'accord général sur le commerce des services, il y a une discipline qui est prévue qui consiste à négocier des disciplines de règles commerciales sur les services, pardon, sur les subventions en matière de services, mais ils ne se sont jamais entendus d'abord. Donc, et ça fait plus de 20 ans, il n'y a aucun accord un peu sur ça. Et pendant ce temps, les pays, en fait, peuvent continuer à subventionner des services, notamment même dans le domaine de l'exportation, et ça ne va pas être contesté. Au niveau de la ZLECAF, bon, je ne sais pas si c'est une faiblesse ou non, dans le protocole sur le commerce et services, ils ont un chapitre sur les subventions, et malheureusement, ils n'ont pas du tout fait appel aux disciplines comme à l'OMC sur la limitation des subventions ou non. Ils n'ont pas du tout, ils ont demandé tout simplement qu'il y ait de la transparence et qu'il y ait des consultations pour les pays qu'ils utilisent là. Donc, pour ces deux raisons, à mon avis, c'est très stratégique, en tout cas pour les pays qui ont des avantages comparatifs dans le domaine des services, de donner vraiment des incitations aux entreprises de services qui peuvent venir un peu dans les S, donc qui peuvent fournir vraiment des services aux industries qui sont présentes dans les S ou même aussi aux autres clients qui se trouvent hors de leur pays. En même temps, ils peuvent donner des incitations gouvernementales à l'exportation sur les entreprises de services qui sont dans ces S-là et ces subventions ne vont pas être considérées comme des subventions interdites, contrairement à ce qui se passe dans le domaine du commerce des marchandises. Merci.
excusez-moi, j'ai pas répondu à la représentante de Madagascar. Donc en fait, bon, il y a un rapport qui fait 130 pages avec beaucoup de documents, de bibliographie. Il y a une synthèse qui en fait 10 avec 2 guides opérationnels sur les zones économiques nationales et les zones économiques régionales. Et puis il y a la présentation que j'ai faite qui vous sera communiquée. Donc tout ça, tout le volet juridique est intégré dedans. Et il y a même des modèles, bon, je crois qu'ils n'ont pas été encore distribués, mais des modèles de contrat, des modèles de règlement intérieur de zone, etc. On a donné le modèle de règlement intérieur de la zone Automotive City de Tanger-Med. Il y a des modèles de protocole d'accord qu'on a fait au Sénégal entre les administrations des douanes et l'administrateur des S, etc., etc. Donc tout ça est disponible. Voilà, donc merci encore une fois à CERES. Alors pour ce projet ZES, comme vous le savez, comme vous avez tout de suite entendu, il y a eu des tonnes et des tonnes de publications déjà sorties sur les ZES. Quand on dit ZES aujourd'hui, il y a eu des publications. Ce que la CEA voudrait faire ici, c'est de s'assurer que nous passons de concept de publication, nous shiftons complètement à la question de mettre en œuvre des zones économiques spéciales qui nous transforment. Voilà. Donc, la préoccupation, c'est une approche solution. C'est une approche solution. Donc, nos discussions, nous apportons des solutions. Si vous êtes en zone rurale, nous apportons des solutions. Donc, c'est un concept qu'on ne veut pas comme un concept qui est déjà, je dirais, prendre la zone économique spéciale comme quelque chose qui est déjà cousu, comme un boubou qui est déjà cousu et on vient nous faire porter. Vous voyez? Voilà. Donc, on ne veut pas que l'approche de développement des zones économiques spéciales soit un peu abordée comme ça en Afrique. Parce qu'il y a le modèle chinois, il y a le modèle européen, il y a le modèle américain. Donc, tout ça, c'est des boubous déjà cousus, comme mon boubou. C'est déjà cousu. Donc, on ne veut pas de ça. On ne veut pas qu'on vienne nous vendre des technologies recyclées ouais, donc, de toute façon, ce qui est dit est dit. Mais ce qui n'est pas dit aussi est dit. Vous me comprenez? Donc Jean-Luc, vas-y. Oui, très bien. Je crois, Adama, que nous avons discuté longuement de ces concepts et il fait partie de notre programme de travail pour toute l'année qui va venir. Nous allons donc avoir d'autres occasions où nous allons renforcer les capacités sur base des questions de concepts, sur ceux qui en ont besoin. Nous allons avoir d'autres occasions pour renforcer les capacités et continuer à accompagner nos États par rapport au processus de développement, mise en œuvre et évaluation des zones économiques spéciales. Les interprètes sont déjà partis. Je voudrais suggérer, chers délégués, si vous le permettez, que nous puissions arrêter nos discussions par là. Les experts sont encore là. Nous allons avoir la possibilité en one-to-one de discuter demain après-demain, mais nous prenons note des besoins des États membres par rapport à l'accompagnement quant à ces concepts. Ceux avec qui nous travaillons, nous continuons. Les nouveaux, les portes de la CEA sont ouvertes. Demandez le service, nous ne sommes là que pour vous. Nous allons le faire. Si ça vous plaît, Adama, j'aimerais bien suggérer que nous puissions arrêter la séance par là. Merci. Mr. Minister, Your Honor, you have some, your few words because... Yeah, I just appreciate all the contributions. Just to create a final understanding, maybe tomorrow, I think there is a panel. By then, we'll get more time to discuss. My idea was very clear that we have discussed about industry parks, specialized economic zones for the past many years as the European and the American FEDAS. But my question is, now we can think of our own specialized economic zones, like moderator, you explained it very well. In the case of Ethiopia, we have a tourism zone. This tourism zone shelters only hotel, lodge, resorts. For example, if you see Savoy now, all the way through the beach to the other hotel, what was the name of it? Benjaya. So it's a purely specialized tourism economic zone.
There is no factories, there is nothing. It's just tourism and hospitality. But if you look for education centers, when there are schools, college, universities, and only academic issues, then it's an education service specialized zone. It can work for hospitals and also. So we can think of something beyond the manufacturing. That's the idea. But the moderator and the presenters also explained it some properly, and that's the understanding. Thank you. Voilà, merci beaucoup. Thank you so much. Donc, nous allons clore, et avant de clore, quand bien même nous avons un peu, je dirais, froissé un peu la partie protocolaire au début, mais la présidente, on a fait tous ces travaux sous le regard de la présidente. Donc, je voudrais demander à Madame Bayonne de partager les derniers mots, et comme ça, on va clore les travaux pour cette journée. Madame Bayonne, vous avez la parole. En fait, juste préciser que le responsable, le chef de la délégation, c'est le conseiller juridique, le ministre de l'Industrie, qui est le président. Donc, je suis un peu derrière. Ok, merci, merci, monsieur Adama. C'est un mot juste pour remercier les différents intervenants pour leur expertise. Comme disait Madame Mama, nous avons beaucoup appris. Souvent, nous avons des concepts, nous utilisons les concepts, peut-être nous ne savons pas exactement ce qu'il y a derrière. Et je pense que les différentes interventions ici nous ont beaucoup édifiés. Donc, je tiens à le préciser, à remercier les experts. Donc, il ressort de toutes les interventions que la question des Est est un vaste chantier, notamment en Afrique et surtout en Afrique centrale. On note quand même à travers le continent des expériences qui ont véritablement réussi. Et nous avons partagé l'expérience ce matin du Maroc avec, comment on appelait ça, Transmed, c'est ça? À Tanger, voilà, Tanger Med, voilà. Donc, c'est une expérience qui pourrait constituer effectivement un puits de bonnes pratiques à partager pour la suite de la mise en œuvre des Est à travers le continent. Nous avons également noté les limites issues de la mise en œuvre des zones économiques spéciales classiques. Donc, d'où la nécessité, n'est-ce pas, de nous orienter vers la mise en œuvre, l'élaboration et la mise en œuvre des zones économiques spéciales de nouvelle génération, qui tiennent véritablement compte des impératifs de développement de nos pays et qui contribuent effectivement et véritablement à développer des chaînes de valeur pour une diversification plus verticale qu'horizontale. En ce cas, nous notons que la ZLECAf ouvre véritablement des perspectives importantes pour nos pays, mais nous n'allons pas occulter le fait que la mise en œuvre de la ZLECAf fait naître également des défis qui sont importants, des défis nouveaux que nous avons découverts ici. Et il nous revient en tant qu'experts et surtout avec les organismes comme la CEA, d'accompagner les États à véritablement réfléchir pour lever les défis nouveaux qui se présentent à ces États-là. Donc, je vous remercie pour la parole. Voilà, merci beaucoup et je pense qu'on a tout couvert. Je voulais remercier tout l'appui de nos hôtes. Encore une fois, nous avons beaucoup de travail devant nous demain. Il y a le volet du tourisme. Nous n'avons pas fini d'épuiser le potentiel du tourisme. Donc, on a tout un chantier le matin qui sera suivi par l'autre chantier où nous allons présenter ce projet important sur comment un instrument, un véhicule, le consortium, un instrument par lequel passer
pour certainement surmonter un certain nombre de programmes, de problèmes qui ont été identifiés. Et donc, il y a du travail devant nous. Donc, je voudrais pas tirer sur la corde encore. On est suffisamment fatigué. Et c'est juste lancer un message au niveau on devait le faire cet après-midi, ce soir même. Les pays qui sont les pays insulaires, les représentants des pays insulaires, vous restez un tout petit peu, 2 minutes, on va vous partager l'information parce qu'on doit trouver un moyen demain d'avoir un échange sur les questions climatiques, les questions de risque, etc. Donc, ça, on va voir avec vous. Juste 2 minutes. Les pays insulaires, c'est-à-dire Sao Tomé, Comores, etc. Voilà. Merci. Donc, tout est clos maintenant. Il semble que le bus va partir. C'est ce qu'on vient de me dire. Le bus va partir, c'est pour les pays insulaires. Ils vont aller comment quand ils vont rester ici seuls? Non. Nous allons essayer de venir très tôt demain. Yes, please. Voilà, venez plus tôt demain. Comme ça, avant les travaux, on se concerte. On se concerte avant les travaux. Les pays insulaires, le secteur privé, venez un peu plus tôt demain. Il y a une concertation avant la réunion, avant les travaux. Pendant le déjeuner, et une table pour les insulaires. Pendant le déjeuner. Ça serait ma recommandation. Ok. D'accord. Parce que venir tôt, je pense que c'est pas facile. Okay. Let me convey that. Okay. Let me convey that. Okay. Rather than stay a few minutes later, if les pays insulaires pouvaient rester, pouvaient grouper pour le déjeuner demain sur un seul table pour discuter et avoir cette discussion. Parce que maintenant, we really need to be going. Okay, excuse my French, first of all. I'm sure my conjugaison was very off. Okay, please, tomorrow, if we could stay on time. I mean, interpreters, thank you for staying this late, but we do have to take consideration for those who need the interpreters to be online. So please, tomorrow, 8:30, we've got tourism. So it's going to be an interesting one. Thank you. Have a good night. The buses are outside. Dire que les technologies de l'information et de la communication sont dans la mise en œuvre de la ZLECAf. C'est une des raisons pour laquelle, compte tenu de l'expérience de la CIA de certaines plateformes pendant la COVID 2019, d'abord, je vais vous citer un exemple. On a lancé ATEX les finances de la CIA. Le problème,
On a des compagnies qui font des engrais en Tanzanie. Des engrais pour que la question de l'agriculture ne pose plus un problème. La plateforme, les pays africains se mettent ensemble pour négocier des prix. Ligne de crédit